Afternoon, everybody. Hey, Jean, I'm going to be switching over from my phone to my computer. So you'll see me coming back. OK. Hey, caramba. Bonjour Mireille. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Lino, hi. Hello, ça va? Ça va, merci. How are you? I'm okay. Hey, How are Kay, you is it guys? cold? It's cold in Pretoria. Ah, we are shivering in Pretoria. Like, Lino, how is the weather on your side? We are freezing here. Se calhar vou pôr numa sala, outra sala, que é para não fazer feedback. Qual é que é a passagem desta? Traveling to space, Kay. Jean, Hi, everybody. Yes. hello. Am I correct in saying that only the moderator should be seen at the beginning, right? Yes, exactly. For 15 minutes. So we have 15 minutes, just the moderators, and then the men are allowed in the room. Yeah, exactly. I will share the generic so that we can Can you start. remove all the men? We don't want to see them for the next 15 minutes. Take them all out, all of them. Starting already. Men, can you disconnect? We will have only women, and you guys can connect like in 5 to 10 minutes. Okay, let's be bullied for now. Hi, everyone, and good evening. Dobry dzień. How are you? Bom dia. And welcome to this Trophy Business Mix. Here we are online to discuss about our society. The purpose today is to have the vision of men. So I will leave the hand to the lady who are going to moderate the debate. And some men guests will be invited
to share their opinion, their truth opinion about the society. The ladies are the moderator. They are the one who choose the question. They are free to ask any question, and men has to reply most honestly. I give you the hand, ladies. Cheers. Hi, everyone. Good afternoon. It's a pleasure and an honor to be here today at this first event with a platform where women can ask men anything, which is very exciting for me. It's very exciting for me, and I'm sure also for the other moderators. My name is Alice Santos. I will be a moderator during the event. I will be asking the first question. Before you answer the question, I will ask also for you to introduce yourself. And the first question will be, would you consider yourself a more traditional man or a more modern man? I will leave a brave a brave first one to unmute and answer the question. You will all have time to answer your questions, so feel free to start. I would be tempted to ask, what is a modern man and what is a traditional man? In your perspective, that's what we are waiting for. We are looking for your perspective, all of you. My personal perspective, Osvaldo, sorry if I cut you off. My perspective would be that we need to be a mix of both. If it considers that being a traditional man, it's to hold on in this modern society. Some of our, let's say, ancestral, traditional, home-based, village-based values, and to apply them and to adapt them to current situation. I would be glad to say that I'm a bit of both, because in some of the situations that I'm confronted with, I do use what I can call traditional wisdom to find solution to current situation. That will be my take on that. Yes, I would say, first of all, my name is Osvaldo Gomez. Like you said, Alice, to introduce first and then go straight to the answer. I'm an Afro-Portuguese, Cape Verdean, proud Cape Verdean, and also was born in Portugal, African in the diaspora. I live in UK. I'm a member of the APSC Business Alliance in the UK. Founder of the APSC and the Apex card, which is Afro People Experience card. Yeah, answering to your question, I would say, of course, I agree with what CJ Silver said. In terms of, in order for us to be in a modern society, we need to understand our traditional and our culture. In order to do changes, we need to understand where we come from and preserve our culture, preserve the values that we actually bring and carry with us. I was born in Portugal, and I was always reminded that where I came from. And that was important for me and still important. And like I said, it is important for changes. It is important in order to make a move, look at where we come from and grab to our values and principles. So both of them are very important. Colleagues? Guys, I finished. If anyone wants to go ahead, feel free, please. I just like to, hello everyone, good to see you guys. Hi, And to all our listeners out there,
Thank you again, Tropical Magazine for this platform. My name is McKevin Ayaba. I am originally from Cameroon. I am based in South Africa. I am the founder and CEO of Startup. We are building Africa together through entrepreneurship and innovation. It's quite a tricky question, but I would like to just add to what my two colleagues are. We are Africans, and we grew up with a certain tradition and culture. It doesn't matter where we are, whether we are back in our home, in our villages. We need, as a man, you need to proudly wear your culture wherever you're going. It's just that I'm going to a white wedding. I would have been putting up everything African. For anyone who knows me, they know McKevin is all African. But at the same time, when you now start meeting other people, when it comes into culture, we need to also start look at what the other cultures bring. If you want to, for instance, if you're getting a relationship with, let's say, a white woman, you need to understand that now we are not having a different inter-racial marriage or racial relationship. Then you need to respect where they come from. Not everyone understands the value of your culture. Not everyone understands the value of your tradition. But as a human being, we need to learn to respect each other, first of all, as an individual. And then second of all, of how they carry themselves based on where they come from. Then now we start looking at the compromise in between, especially from a culturistic perspective. I am a traditional man. I come from I was born from a palace. I'm a prince, and I'm never ever going to let that anyone take that away from me. But at the same time, we need to respect whoever we meet, how their ideologies are, and try to see how we can align to better have a perfect working conditions, a perfect working condition together with boundaries, but at the same time with respect. Thank you. Who wants to go next? Unmute yourself and answer the question. Would you consider yourself a more traditional man or a more modern man? Hello, everybody. I'm Lino, and I grew up in Portugal, but I'm born in Cape Verde. Sorry, there's an echo on your side. Sorry, you have something doing an echo, very loud. Okay. Now you are. It could be that you may have been logged into devices at the same time. Mm-hmm. So whilst we're waiting, can anyone go next? Don't be shy, gentlemen. We won't bite. Come on. Are we allowed to question It's you okay back? now? Because there are some of these issues okay which need to be returned to you. It's okay now? It's perfect, Lina. Yeah, it's much better. All right. As I was telling you guys, it's not a question to the modern or traditional man or a modern man. It's a question to education. And sometimes we grow up with some questions that it's the culture that we grow up, the laws that we grow up, the society where we inside, and it's to each one of us to understand what is the wrong and what is the correct procedure to deal with the situations. Because the question to be a traditional man, you grow up, and at a certain moment you must understand it's correct my behavior or no.
and you need to put yourself in the other position. And in this moment, I think it's very important to understand that the wrong and the right, it's not a culture question. It's not a modern man or a traditional man question. It's what is wrong or right. Thank you. I understand where you're coming from, Lino, and I respect as well. Yeah, I agree in terms of what is wrong and right. If you go back traditional, like us African men, you know, we had a lot of things that was implemented into our mind that, for example, how to treat a woman and how to give their rights in the society. Those things, a few things that we had and we grew up with was not right, but other things was right, was important. Of course, education is a must. It is important because it gives us an understanding, you know, understanding that the woman's role in the society. They're not only our mothers, they're not only the women that done our dinner, breakfast, lunch. They're also our businesswomen. They're also the main pillar of the economy in Africa. We all, I think, I believe that we all know that women's informal businesses, they are the biggest in the world, not only in Africa. And this is African women that we're talking about. And understanding that you start giving value to those traditional important things that we had, but respecting as well our way to progress. And the way to progress is by educating ourselves on that, special men's educating more in Africa in regards to the role of the women in the society. Tradition sometimes comes across and people use tradition to excuse in terms of power, which is not right. We need to empower women, but never disempower men. We need to understand women and empower women so we can work together and we can understand each other and make move forward. Yes, I think that's also very important to mention here. Yeah. If you want, if anyone here wants to go and comment on that, feel free. Yeah, I would like to bring. Okay. Good afternoon, everyone. Oh, okay. Good afternoon. I'm very delighted to be part of this interesting and amazing moment with interesting guys also. My name is Tritosh. I am from Benin Republic. I am principal manager of Christian Connection Society, a community that seeks to bring together Christians, okay, to form a community and to form lobbying groups also in order to have a decisive influence on our nations, okay. To come back to the question, I must agree that it's a very interesting question. And on my point of view, whether we agree about tradition or modernity is not the main thing. I think what the main thing is to ask ourselves, what are the values that either tradition or modernity carries? That's the most important question, I think. Because today, there are values that are carried by modernity that you and I and many other people do not share, do not agree with. And on the same time, there are values that are carried by our traditions in Africa. We all have very interesting, I prefer to say that interesting traditions in Africa. So it comes, I think the most important question we have to ask ourselves is say, what are the values that are carried? We should not just defend either tradition or modernity, but make the choice and say, this value that is promoted by my tradition is good, then I choose it, I agree,
to implement it in my life. And this value that is promoted by modernity also is good, and I accept, I agree to go along with. That's my first point of view. The second one is to ask ourselves and say, well, traditional modernity, does it personally advance my life? Because we all have goals and objectives in life, and whether we stick to tradition or modernity, we should ask ourselves this question and say, but if I go along with tradition or I go along with modernity, which one is profitable for me? Which one is profitable for my goals, my personal goals, my ambition? And I think it's very important we keep in mind these two things. Last point I would like to share with you before I drop is, and I think it's very crucial question to ask ourselves in Africa today, which of tradition or modernity make our country to go forward? This is a very important question, because after all, what we have to ask, what is important is the nations in which we live, they have great tradition that dates back to centuries ago. So to this tradition, do they participate in the development of our countries? Or is it modernity that is profitable to the development of our countries? And I think it's very important that we have all these things in mind, we keep in mind when we discuss about a topic like this. Thank you. Thank you. Yeah. Okay, I don't know, Cyril, Silver. I'll leave it to you, Carlos. I'll come in after you, if it's allowed. Okay, guys, good afternoon. Hope you had a great night sleeping. First of all, we have to question ourselves about what is traditional and what is modern. And then it depends, of course, our values, our education, as my previous colleagues have said, and the society we live into. Myself, I'm considering, well, I think it is a diplomatic answer, but I'm in between, because we are men, of course. But the fact that we are men, we have learned from our fathers, grandfathers, to behave in a certain way, but the world has changed. So what it is today, a man, is completely different what it was to be a man before. So we all know the traditional values. We all know how to treat a woman, and but it depends also the love you have for yourself, of course, and for the woman. That's if you love her or not. I think the love is what guides you to be more or less traditional, or more and less modern, you see. And of course, a society that puts you some ideas in your mind and of course it depends where do you live. I know in Europe a man behaves in a certain way, in Africa in a different way, in America in a different way, Eastern Asia in a different way. So we have to put yourself a question: where do we live? What we receive from our ancestors, from our fathers, and who you are as a man, who you are as a person. All this definition will tell you if you are traditional or modern man. Thank you so much. Very interesting points of view and opinions. We will pass to Mireille for the second question, because we have loads of questions. We really want to ask all of them if we have time. So we will move on now. That's my turn? Yes. Ah, okay, okay, so great. Okay. What do you think should be done
to eliminate the differences between women and men? Come again with the question. The difference? What do you think should be done to eliminate the differences between women and men? Well, I think this difference has been done 70 or 15 or many years ago with women's emancipation, where we as a man, we have done nothing. Women, they with their emancipation, they did the work for ourselves. And then our behavior has changed according to what women have done before. That's the main difference, because some, of course, we have changed. Men have changed, of course, in our society. We are not that providers as we were before. Now, women, as you know, they are as providers as men we are. The men ourselves, we take care of our children. We stay at home. So, but all these changes in society were done before we think the difference as a man, as a woman, or as a woman. Okay. Okay. But of course, well, Have you? go ahead. Okay, you can go ahead. Okay. Okay, I think when we talk about differences between men and women, I think we should be precise about the kind of differences we are talking about, because there are no natural differences between men and women, and I don't know if you would be more specific about what you mean when you talk about differences. I think it will help us to answer better to your question. It's about the work. It's about, for example, the women who are working to the agriculture. It's not the same thing. The place in the high level employment, anything else, and about the housekeeping too. Yeah, that's the housekeeping. Okay. Hi, everybody. Regarding employment, difference between when it comes to employment between men and women, I think it's a topic that is is widely shared today, because everybody, women now want to earn same wage as men, I think. So this is, I think, men should understand and change their mentality and understand that when women in the same work, same position are doing the same work as a man, there is no reason why they should not be paid equally as men are. That's my first point of view. I think other people also have the point of view. Yeah, I'm just asking myself, why do we need to always debate around that? There are natural differences which makes some of the treatments, some of the way of doing things a difference when it's come to a man and when it's come to a woman. But it seems that sometimes all what women want is just to challenge, whereby when it comes to some, just to give you an example, some physical ability, is it obvious that at a certain level, women cannot perform in the same way that a man should? Is there something which need to be forced that let's change this, let's change this, let's change that? Or is it something which is going to come, naturally? Okay. Always find myself in a very challenging position when I have to always to justify why men should be men and women should be women. It's right. Do we have to change? Do we have to force the change, or is it things which come naturally and which things which apply only in certain circumstances? I don't know.
I know that we are different about the gender, but it's not to complain. It's not. It's about. It's in fact to improve because we are not the same gender, and each gender has to perform, has to challenge themselves, and has to develop. But why for the woman we have too much to perform, too much to. Mireille, really, what do you call by woman? What do you mean by too much? What is too much? Yes. Okay. No, I don't want. I've got. What's wrong if you have to do the dishes and I have to do the garden? No. Me, I do the garden, and you do the cooking. But is it going to taste the same? Am I a good cooker as much as you'll be a good gardener? Yeah. Yes. Of course. I'm a woman, and we are the first. You know. Excuse me. Let me say something here. I believe that it is important to know that we have natural differences, yeah, and physical differences. I think if we look at the results, and for example, we have a football where men's now in UK, you can see how important it is for the TV, not only to showcase men's football, but women's football. They are already doing very good and very performing really well in football, which is a physical challenge for women, and they are doing really good. But the thing is, some parts that we men's and women's need to understand as well is that when it's looking at the physical part, we can't sometimes women have to be woman, a man needs to be a man, you know, and that we have to respect. But in terms of professionally, and when it's not a work, skilled work, abilities, mindset, women are producing exactly the same as men. In those areas, I strongly believe that yes, women are on the same level as men, or sometimes better than men. It's all down to results. If they present the results, why men are actually getting paid more for the job that they do the same, you know. But yes, we need to also understand that some jobs is more productive if a man is doing physically, but than a woman. So just on those things, I think we need to understand and respect. But on that stake, or Osvaldo, if you allow me, that is in some way a need for women to be given a competitive advantage in the space where they want to compete. Because when it comes to things like intellectual ability, whereby we know that women can compete at the same level than men, we need to compete at the same level. It's equal, it's fun. When it comes to physical ability, whereby men has a strength and a physical advantage, men are required to step back and to give women more space. Is it not wanting something and the contrary? If you want to compete and you believe that in everything women should be equal to men, let's layer the table and stand at the same and be challenged at the same. I'm not a good cooker as Mireille is, so why should, when it's come to gardening, I should give her a chance to prove herself. And when it's come to me cooking, I don't know if it's the right example, but I just have the advantage that in some way, women on one side want to be equal to men in all area or in most of the area, but on the other side, when they get into a space where men have evident advantage toward them, they want that competitive advantage for them to have more chances and more abilities to perform. I find it a bit unfair.
Yeah. I don't know if anyone else share my opinion. If you are competing equally intellectually and you want to compete, then let's carry on the physical space as well, if that is the need. Otherwise, like I was saying at the beginning, let things come naturally. I like to just jump in there, ladies and gentlemen. I think the difference between a man and a woman is really is there to see. I think this question should really is boiling down to education. It's boiling down to work. It's boiling. I think this is where women keep fighting for equality. And I would like to just maybe shift a bit from there, from an equality perspective to maybe to equity. I think one of the troubles that women have faced in the past is the fact that education, they have always been dragged back when it comes to education. The man has to go to school, the woman has to be at home and perform one or two duties as a wife. It always goes back again to the tradition that we had, that we discussed earlier, which is the opening of this conversation with that is really critical. That women are supposed to be the ones that are in the house. And although I agree with you that when we grew up, we look at certain tradition to say, do we really have to want that woman who stays at home and be a wife and not do anything? We still see that nowadays, which of course is wrong. But also at the same time, we need to also realize that there are some women who prefer to be housewife. That is not made by men. It's something that they want to be. We've seen that we travel and we see that all the time. I think the critical question here is, coming from an educational perspective, and a job perspective, which most of you have touched base on, we need to understand that there are, although you said it earlier on, and I have the experience myself, I've seen it as well. But when it comes to equal job, if I am an IT engineer, we know different steps. If I'm an A grade, and then a woman has the same qualification and experiences as myself, and she is also A grade, she has to be paid equal. We need to be paid equal. We need to put women in conversations that determine the future of our country, the future of our community, and the future of our children. We can't put women at the back seat. We can't put them at the back seat just because and say, no, this is a main thing. We are not talking physical. When women ask this question, it's not about physical. That's why we're saying that the difference is there. Physical, we are not competing on that. And we are talking about their role in a society. We are talking about the same playing field. If we talk about women, she is a lecturer in finance. I have the same degree as you, and then teaching in the same university as you, lecturing in the same university as you. They need to have this equal pay. So I think this is where women are fighting. This is the difference that women are fighting for. And again, from a home perspective, if I can't be sending my son to school and even my daughter at home to say, oh, by the way, you will get married soon, because that's has been the mentality to say that from a traditional perspective, parents have this mindset of, oh, she's going to get married, and then everything that I have trusted her with, she's going with her husband. While we strongly believe that the son would be the one that would be a better man, because if he become my successor, my things will stay. And that has not been fair. We've seen the world where women have, look at it even now, more women, even married or not, they have become more responsible than most of us men. And so let's give respect where it's due. And when we have a partner or relationship, we all go to work. We see women go to work from morning to 5, and then we go to the same work from morning to 5. And then when we come back home, you expect her to be able to cook for you to eat. She can. But if you have the energy, if she has the power, you also can do that. If you cannot, then you guys can go for a takeaway. We are all out to see, oh, can we buy some, or can we order something to eat? So we need to change. I think that is where women, that's where their cry is. Their fight is. It's not about physical. It's not about, oh, I carry your child for 9 months. I think that
conversation should not even be coming in this space. The conversation should be, can we have an equal playing field? Can we sit down and discuss and give women a chance to prove themselves? Can we sit down and be able to look at the laws that put women right at the back and say this is not okay? So I think from this conversation we are gathered here to look at same playing field. It has nothing to do with physical, it has something to do with education, it has something to do with experiences with what we do, it has something to do with our position in different women are also in that field as well. I think that is the only way we can lead this world to be a better place. And one of the things that I want to add on that is, just to remind, we have 2 minutes to go on this question, and then we'll move on to the next one. Yeah, I just want to say one of the things that we need to women need to look at is their role, not only in the society, but as a family room, as mothers, as wives as well. So it is important to look for respect. It is important to look for equal rights, but how far it goes, my equal rights? Because once I start losing my role as a woman, we need to, how does men will look at me when I start losing that role as a woman in the society? So if they respect that role, and men's understand and respect as well the role of a woman's physical role they have, and action, and not only that, and family roles as a woman, then we kind of talking the same, and we are going the same way, because what I see sometimes is like we are saying in terms of physical, sometimes women start losing that physical appearance, and that's one of the things that we are going a bit, or not just the physical appearance, and want to do everything that men does. But when the men start doing everything that a woman do, men can't do that, can't go. Osvaldo, and when the men start to lose their appearance like a man and start to lose like a woman. Yes, that's why I say it's very. No, they have the right. They have the right to do it. They have the right. It's a common sense. Yeah, it's common sense. Yeah, we must educate our mothers, because everybody comes from a woman. Yeah, and the woman have no. We are talking about us men. No, but it starts at home with the mother. The mother who didn't like what she passed before, she needs to educate her boy and her daughter they have the same rights. It's a right question. Of course, I agree. It's a right question. 100%. Yeah, and the rest is a common sense, because we don't have the right to choose for the other one. And the men start to do the laws that the man is superior, the white man is superior, the man with age, with the M big is superior than the women. Before, the women talked with his men is, "Sir, my husband." She walked behind the men. She didn't be able to go to school. She didn't be able to go to vote. A lot of things. The men create these things to put himself in top. That's fact. But in the time, the things change because what? Because everybody start to see it's not right. It's the same thing when you talk about black and white. It's not right. I don't have more rights than him. When I try to explain some things about racism, I talk about women. And I say, at the same time, we need to find a right balance between the things that we're trying to do. Otherwise, all what you are creating, we are just changing the goalposts, because we have the right. If we don't find the right way to do it, we're just going to turn the scene around. Silver. And we're going to create more men injustice. But you think the man is
All I want Gentlemen, excuse me, gentlemen. There Let's come should to a be halt. Let's get some order in the room. Let's get some order in the room. Right. We're now operating from the masculine. I can see it, right? Everybody wants to have a go. So I've got a question for you guys that's going to relate to what we're saying, right? And I want to start with, we all have the power to be, do, and have whatever we desire and whatever we decide. Everything is a decision, right? There is no this role for that person, that role for that person. Is our characteristics. We have the masculine and we have the feminine, right? So I believe what was being said at this present moment is that we shouldn't lose our traits because it's within us. If I'm a woman, feminine. If there's a man, masculine. But we all have a bit of both, right? And then we have the power to choose which one we want to show the most. But that does not mean I cannot build as much muscle as a man. And it doesn't mean I can't. I've done it and I got crucified for it, but I still stood my ground because I know myself. So the next question that I have for you guys is why there is still resistance towards women holding senior positions, especially in politics. Why do we still have some men resisting the idea of women working outside out of fear that they can't have a balance between looking after their families and being a working woman? Who wants to answer that question first? It's easy and simple in my own point of view, because some men are stuck in their minds in 5 centuries ago, and they can see the difference in the way women have evolved to these present days. And the man then thinks that women shouldn't have, for instance, a professional role as a CEO, as a chairwoman in a great lead, in a great company. Is a man stuck in the past, and it doesn't evolve at all. So, hey, Carlos, where does that come from? Where does that come from, Carlos? Can I be honest there? Actually, I agree with Carlos. Come on, there's some men that think like this one. For instance, in the present times of the COVID, we all noticed that the women that were in lead, they took better decisions than the men was in lead. And we praise them for that. We're happy. Of course. Save the world. And unfortunately, we still have some men there. I think we've touched a nerve here. Carry on, guys. I think we've touched something. Keep going. Hold on, give me a second, guys. I think this is how we should have this conversation. And CJ, if you want to interject, Carlos, and then when you don't ask him where is this coming from, maybe you then you say what are your thoughts as opposed to what he's thinking, because where is it coming from, and then it goes back and forth. It's very simple. Carlos made a point, but at the same time, I don't think that is really the case. We have been dominating for years. There's no denial around that. And as a man, men have egos. It's just as simple as it is. Where we have this mindset of women. I'm sitting down, and then she's standing up and talking and pointing fingers, and they see a lot of men. I think that's where women are struggling so hard. Listen, I understand when the last 10, 15 years has been women empowerment. With our award that we just launched, I have a category, he for she for she, and inclusion. And somebody wrote to me and said, Kevin, why is it I do not see she for he, right? Why is I don't see women empowering men? I think now we're not going into a competition perspective, which actually I do not agree. We have been dominating for so many years, and that we have fueled our ego in a way that I see that's why they see too much violence and things like when women want to speak, we feel like it becomes some of a disrespect, and we don't want to give them that chance. We don't even want to listen, because we see ourselves like, who does she think she's talking to? So the brutal truth is, men still have their position. We still have our rights. We still have that position. Women still have that respect for what we do. I think what they are asking for is a chance to prove themselves. It's a chance to, when they put their CV for this position,
They deserve that. You cannot have in a company, for instance, we've seen it all over the place. A woman become vice president, vice president, vice president. And when we've seen successful plan to say, if a vice president, if the president is not there, a woman, a vice automatically take that position. But when that time comes, people want to go back for election. So and that is not fair. And that's what women are saying. That's the point, McKevin. That's the point. Yes, that's why women are saying that I said it earlier on, that these roles are not meant for women. When you advertise it, let's sit down and look into their CVs and look into their achievement. And we saw Biden, for the first time we have a female at the Supreme Court of America for the very first time. We have looked at her credentials to the 190 something that has taken place. No one has ever beaten her. But even in the parliament, even in the Congress, she had to go through hell, through insult, just for her to be in that position. Her credentials have proven that she deserves that. So I think where women are saying is that if we do not have that experience, it's okay. But when we do have, and we have proven from our journeys, like, let's give them a chance. So men, the key question here is this. We have ego. There's no doubt about it. We need to start working on our ego. We need to start looking at places where our ego cannot count anymore. We are not saying that let's throw our ego away. We are saying that let's have, I always say this, a playing field. Let's look at their CVs. Let's look at their journey. Let's look at what they have endured. And imagine that a woman has gone through having all these credentials. She still have children back at home. She still has a husband that she looks after. She still has a mother or a father or friend that she looks after. We can also agree that in most cases, that when women, the first person that they even call, even in school, they don't even call the husband. They call the woman, and she can still leave her job, even as a CEO, and still rush and come there. We've seen women in position who become in parliament, who come to parliament with their child and breastfeeding these children. What more do we really want again as they have proven? I think it's only fair that we start looking at, in my company, in my organization, why if we look at my team, you have my board is full of women. My team is full of women, not because they are not men. It's because everyone deserves a fair chance. Thank you so much, Kevin. Thank you. We need to really move on. And I want to give a couple, I love the passion. Can somebody mute their mics, please? I want to be able to give a few voices a chance to speak. So can we have McClure, would you be able to answer that question from your perspective? And after, could I also say something? Would you like me to ask that question again? I'm not sure if you can hear me. Can you hear me? Right, we're going to move on. I really love the passion in everything that you said. Got some really good points. Sal, I heard you say something about the ego, and just before I asked that question and I rounded up the room, there were three very powerful male voices, yeah? Now this is where the ego is taken over. So based on what you said, and you said a lot of the times that we men operate from the ego, how can we tame that ego and support us women? How can you men tame the ego? Because, you know, we sometimes operate from the human side. How can we tame that, be aware of that, but still be able to support our women? If, for example, your woman comes home one day and says, right, I've got this position, which means I can no longer look after the children, and I'm going to need you to step up and support me in splitting everything. And you've got to now multitask. You've got to now add on an extra role that your wife used to take care of. How do you tame your ego and still support your woman with her vision? Can we just jump in, or do we have to raise Of course, go ahead. Okay. All right, everybody. Good morning to everyone. I'm sorry, I'm kind of the last one coming in,
But the question is very interesting. I do believe that it all depends on the maturity of the man. That's my point of view. I believe it's the maturity of the man to be able to put the ego aside, because we all have egos. Even women also have egos. You know, sometimes there are certain things that we want to do, but we have to retrieve ourselves and be like, okay, if I do that, how will she feel? So I believe it's a sense of responsibility that we should have to try to understand that, okay, this is a situation right now. My woman, let's say she's working 9 to 5 times a week. I cannot just expect her to come and have the food ready or wherever at the time. So we have to compromise and we have to understand what we are going through, you know, because this era, we have to appreciate each other and understand each other. So I believe it's all about maturity. Yeah. I also think that the question would be as well, how women would see a man at home taking care of the kids, you know, because this, for many women, they would look at the man like he's a weak person or I'm better than him. So it's all, like you said, education and how we both come across that, because is down to those actually living the experience, that they should sit down and deal with that the best way they can. But unfortunately, for so many couples, they sometimes do not understand that it's not a role of a woman. It's a role of the person that is have the time to take care of the child, have the time to look after the house. If I have the time to do that, so it's my responsibility to look after the place, to look after my kids, to take to school, so she can go and do the work. But unfortunately, for many relationships, that will cause problems as well. So the question would also put forward to the women: how would you see yourself when you have a husband like that? You understand? So Look, I would. We're not the ones in the hot seat. Wait, we are not the ones in the hot seat. You cannot ask us any questions. Our turn will come. So somebody else. I would love to extend a little bit longer, but we will have fun, and I will pass now the mic to Karima to ask her question. Thank you so much, guys. Thank you, Alice. I think it's a very, very hot discussion. And I would like to challenge you a little bit based on what you have discussed. And I think we're always back to the mindset. And, you know, this idea of ego, and also the idea of that men and women are the product of how they have been raised, you know. Today, strong women, powerful women, women who hold senior position per se, I'm not talking about just normal jobs, they find it difficult to maintain relationship because many men have their inner struggle to accept women having senior level positions. Sometimes apparently in public life, they accept it, but inside they don't accept it. I know many women who hold senior positions, who have a lot of degrees. They spend most of their life studying, but when they are into a relationship, men would request them as a basis for marriage to stay at home because they still believe that their place is in the kitchen to take care of the kids. And the problem is that they are very educated men. They've been raised sometimes abroad, not just within traditional families, but still they hold these beliefs. Today in Africa, more than 2/3 of the families are run by women. When I say run by women, it means that they are financially running the house. Yet we call them housewives. We don't call them heads of household. And I want you to give me an honest answer, because I see from the first discussion, we still having difficulty identifying whether
we are traditional or modern men? Do you have this inner struggle? Do you accept that your wives or girlfriends or fiance would hold senior position? Would you go far to share responsibility, knowing that we're not talking about men and women, we're talking about the notion of the family? So I want you to be very honest and answer honestly the question. You might support women, yes, but still you are governed by the mindset, by the tradition, by the influence of families, by the influence of society. So I want you, each one of you, to answer this question honestly. I think my hand was up. Thank you, Karima. You're right. I would. Let me start by there. I would. I'm a very strong believer of women. I'm a very strong believer that women are doing great things. I agree with you about 2/3 of households are being held by women. This is like I said yesterday, that we need to be brutally honest as well. I think most men would. I just in there from some of the experiences that we have seen, women who have rise, who have come through from even men, that the same men that have been supporting them and pushing them to get to that higher level. We've seen cases where these women turn around and then become the man of the house, and we cannot shy away from that brutality. The same women that you've taken them, you love them, you support them, and you push them, and you're proud going here and there that my wife or my girlfriend is here, or my little sister is there. You hold her. Men are one of those people that we always, some might call it our wives or our girlfriends or our sisters are trophies, girlfriends or trophy wives. Men are number one that I know that carries their women along with them with their shoulders right up. It becomes broken, and we've seen that. Whether it's minority, when these women then get to that point that we know very well that we wanted them to get there, and then now the men has to become, that is your place in the house. I've given you your children, I go to work, I come back, I'm back, I did this, I paid for this, I paid for that, I paid for that. We need to, that isn't fair. That isn't fair as well. And the fact that it is few, the fact that it's not majority, and the majority of men not there, the one doing that, it becomes something that men start become scared of. They start become worried. They start become all that. But I would, despite I'm talking from, this is my personal opinion. I'm telling myself, I would. But men at the same time, respect is key in everything we do. I've said it many times. Respect is key. When a man starts feeling disrespected, and then nothing works. We've been in cases where we have you go to a country and then you marry your wife and you want to start pushing her ahead. You start having men saying that, did you see? I used to do this. Then when she got this, she became like this. This one say, I used to do this, so stay away. Do not. And that had a very huge reflection on how women treat. So at the same time, we need to understand how we grow up. Women need to also understand their role, that we men always lead, and that's how it's always been, no matter how you are. Yes. Let me build on that, and I think this is valid for the rest who will be answering the same question. Do you have any ever fears that women are not able to balance between their professional and personal lives? I think it all depends on each of the background. It depends, the first internship that we all experience, I think, is the one that we have at home with our dad and mother. Personally,
I do not have any problem to be with a woman that is an executive or has a lot of responsibility, because I grew up with a mother she's a professor. She had to get ready for classes. I mean, she was holding the house down, but at the same time, she had a responsibility. And my father was never in a position where he felt somehow, so I think it all depends on the background. But at the end of the day, I like the word that you said. You say that we should not look at each other in this era. We should not look at each other as men or women when we're in a family. Because if we are structuring a couple, a family, let's say I'm coming from Paris and I'm in America. I'm in Vegas, okay? And then I'm gonna try to come here. I have to understand how it works here. So if I'm the man, I should put my ego of an African man to say, okay, I'm an African, I'm a man, I need to take care of everything. If she's the one that is good in finance, let her be the one that will manage the money. I have no problem with that. If she's the one good with the money, and I might be the one good with the ideas, but I don't know how to manage the money. But I should not put the entire ship of the family in the water, like sinking, because I want to prove that I'm the man. So even if I don't know how to manage money, I still want to be the one that will manage money. No, I think in this era, we have to do what works and understand it's not about sex, but it's about the responsibility, where we're trying to go. I mean, that's my point of view. That's all I have to say. That's my intake on that. Yeah, thank you. I think Kujenga lost connection. You're here? Kujenga? Are you here? You hearing me? Then let me go to Christian. I just spoke. Oh, sorry. Carlos or to Carlos. Oh. Okay, hello, do you hear me? Yes, we do. Okay. Regarding the question, I think it all turns to mentality. Okay. It all turns to mentality, and unfortunately, in Africa, in particular, I don't know what about Europe and America, but in Africa, we've been raised with the mentality that men have a position in family and that women have a lower position. That's the mentality that we grew up with. But personally, as an educated person, and I think also today we have the chance, many men have a chance to have access to education and to, in society, to see what women are achieving, and very great and interesting and powerful things. We should personally choose to change our mentality and to understand that the contribution of women should no longer be diminished. And based on this also, they should no longer be seen as a weak sex or anything like that. Women today are achieving many important things, contributions to our society, contribution to families. Like you said, many families are run, financially speaking, by women. And this is a fact. I know many couples where women are the one financially powerful, okay? And I think that for a man that has a changed mentality, that he would not have a problem with his wife being the one financially powerful, I mean, at the top, okay? And he, even though she has, let's say, professional goals, uh, uh, having a particular influence in society and all these things, he should not be ashamed of this, but on the contrary, he should be the one pushing his wife forward. Because when we talk about family, we're not talking about uh, a man, or I mean, separately speaking, we are not two different persons, where they are one, okay? And based on this, the man should understand that if the woman shines, he's shining. He's shining too. If she's financially powerful, the man also benefits from it, and the children also do benefit from it.
And it's true that in some cases, when women are financially powerful and the one at the top in family, there are some issues and very important issues. I don't want to mention it here, but I think that if you find a good wife, okay, and she, no matter what, she is financially at the top, and you are not there at the moment. Do you think that this is a source of a problem within the family if a woman is more powerful than a man, if a woman has a better financial situation than a man? I think that it comes back to the ego of a man, okay, because some men naturally do not accept it, and I think also that somehow we men we have something like we like to be at the top. I think that's normal. That's something natural. Okay, we like to be at the top. We like to be the one commanding, giving orders. We like to be the one giving money. Okay, take this money and go and do this. And I am seeing a lot of men smiling on this question. We exactly. Like on the top. Why is it that all of you guys are smiling now? Natural. This is natural that women will like it. Okay, we like it. We like it. I see so many hands up. Wait, what's going on? I will finish soon. Okay, so we all like it, and that's something now normal. I think, and I think also God did it that way. Okay, but we have to understand that if she has the money, and I have the ideas, I can support her, and together we will share. Together we reach a higher position and all this. I give you. Okay, that's it. Yeah, thank you. I'll go to Kujenga. What's your take on that? And built on what has been said, do you think that this creates a kind of a competition within the couple instead of supporting the women to shine, to hold the You know what? I would actually really say that healthy competition is good in a relationship. You know, it's nice when you are making money and she's making money. You're working towards the both of your household, you know, and that's great. Where it becomes a problem is now when I'm starting to sabotage my partner or she's doing the same thing. Now we're going against about why we came together in the first place, which is two becoming one to build, you know, a kingdom that we're saying we want to put together. But the point I've wanted to say actually since the beginning is I think where the biggest issue comes with all of this is basically education. There was a good point that Carlos made that for 500 years we've been dominating. I think it even goes to thousands of years because if you really look at it, right? If you look at education probably 500 years ago, even 200 years ago, it was really your role as a man, as a woman, were based on your physical ability. You as a man, you were the one who hunted. You as a woman, you gave birth. You took care of the grain and everything. It was set. You know, and maybe because of patriarchy, you know, we got used to being the alphas at the top. I mean, look at religion. They talk about the man being the head. You've got grandmothers telling you should be strong, you should be a man. I mean, the role of you being at the top as a man is so pervasive in almost everything from pop culture to religion to even what your own female family members tell you about what you should be as a man. So that's why it's so hard for very few, you know, for so many men, where now your woman is now CEO, and you are still the accountant, and you think to yourself, but my grandmother said this, the Bible says this, pop culture says this, the movie says this, you know? And that's where these issues start with men saying, you know what, I've got an ego now with my woman making more money than I am. I've got a problem with me staying at home and taking care of the kids because apparently that's what media says we should not do, you know? And to be honest with you, it's gotten now worse. If you look at what our economy is now, you know, we've gone through the industrial age. We're now in the information age now, you know, and great men have made a great point about this, about how, you know, a woman can do what a man can do, you know, and look at it. She can program the way a man can program. She can probably operate a crane vehicle like a man. And this is now where the fight is starting to start, especially with people to say, okay, but I can do it better as a man can. And then you've got men saying, but no, women should be at home. You know, it's just now a question of how do we take what has been true to say women are the ones who birth our children. They're the ones who need 9 months off
to make sure that their births go well, you know? And these things can be seen with the controversies that we have with maternity law, you know, men taking maternity law, how long can a woman be off, you know, etc. And I think it's just now a question of saying, this is where the current circumstances are. This is where our past has been. What do we take of what is the very best of our past and what has kept us true to say what is a man and a woman? And now we're coming into an age where now we've got all these different genders, which just even complicates the conversation, you know? So, and we mix it with what's the best of we're doing right now, you know, in the present. And almost, I would say, almost come up with a new culture of women and men relations, because with the way things are going, especially with gender-based violence, men now feeling that we don't have an identity the way we used to, you know? All these issues, if they're not addressed, they are going to cause some seriously social and cultural issues we're going to have in Africa. And yeah, that's what I wanted just to add. Carlos, do you think that this mindset is changing, has changed progressively? Do you think that there is a kind of a progress in terms of acceptance of gender equality, or do you think we're still maintaining the status quo? Do you think men are getting out of their societal pressure and getting out of their comfort zone and started, you know, supporting more women into their roles? No doubt, Karima. I think things have been changing, and thanks God, things has been changing. We have been getting out of a comfort zone. We accept more the role of the women in our society, not only as our mothers, our sisters, our wives, but also as my wife, the president of Coca-Cola, my wife, the future president of Cabo Verde, my wife, the CEO for this or for that. I think men right now, we are accepting. And why? Because education, we have been now educated to accept. We as a man, I think, I don't know, those men here, if we have children, we give the role to our daughters and to our sons to accept and to look to women in a different way, not only the way we were looking in the past, but now to see as a human being, of course, because in the past days, 500 years ago, 2000 years ago, this is my impression when I read the books, that women were not treated as a human being, sometimes even like a slave. Well, in the past we were slaves, but as a slave and as a woman. So two conditions that were really complicated for our grandmothers, grandmothers. So thanks God, things has been changing. Me, Carlos, personally, I would be delighted to have a wife with high professional standards, with more financial power than me. I'll be proud, and I say, look, that's my wife. She's the president of this, CEO of that. See, for instance, because even if I'm not Jay-Z, I would love to have my Beyonce. But if my Jay-Z, if I have a Beyonce, that's nice. We're a powerful couple. So this is our DNA, the legacy. Our children will follow the lead. So I'll be more than happy. And in the other way, I look as not a competition, but healthy to do me better things. She's my wife. She's the CEO of this. I'll try in a healthy way to do the way she's done, but not as a competitor. Making to do better. You see, that's what I believe, and I really believe in this. This is not just saying this in theory, but I really believe in this. Thank you. I'll turn on to Silverio. What do you think about this conversation? I don't carry any guilty conscience about some of these issues, meaning that me personally, I will definitely confirm in a society where I think we have a hard time hearing you. To my personal experience, I've been for the past 15 years in an organization where I respond to my wife. She's my senior. So I don't see an issue.
I support her as much as I make sure, and I'm proud of the position that she held. So for me, it's not really an issue. And sometimes, once again, it seems that make me wonder sometimes if some of the women who complain about these imbalances in our society, when it lead to or professional capabilities, if they can own up themselves to some of the challenge that they are willing to take on. There was a time where in South Africa, the Women's League of the African National Congress, which is the ruling party in South Africa, declared themselves that women were not ready to have a female president of South Africa. What does men have to do with that? So is it true that based on culture, based on society, based on some of the education that we receive, some men can be really ashamed when they put these ideas? There is definitely those challenges. There are some society where it's difficult for women to perform in the same way or to have the same chances that they are having, they are being given to men. But I don't think it's, for me, it's an exception. I don't know what are the statistics between the space where women thrive and the space where they are more and more oppressed. But me personally, I'm even shocked to hear that there's still places like that where for the same competence and the same abilities, men are being given preference just because they are men, and women are being oppressed just because they are being they are women. But the question should be returned to women as well. When you make this decision, when you want to climb this ladder, are you able to go to the top of the ladder and stand up for your own right? Or once again, that is a bit of the impression that I'm getting, you still need permission for men for you to take your own rights. Why do you need permission for this? Yeah, thank you. Let me ask my last question to Lino. I think Lino, in the first conversation. I'm so sorry, but we run out of time. Yeah, just because he raised his hand, that's why I wanted to give him the floor. I want to throw the next question and then we'll move forward. If we have time at the end, then we can go back. Just hold your question and then we will go back. So much was said about ego, about all the changes that we are facing right now, the evolution, I will put it that way. Even a new culture was also mentioned. How can we, I have a question for men, which is like something that is being talked about, and it starts with mindset. How can we make men's mental health a more open and accepted topic? What more, in your opinion, could be done? I'll let Lino go. Repeat the question, please. Yeah, the people that have their hands raised, I'll let them go first, and then we can move on. Lino, then Osvaldo, and then Kujenga after. As I was talking before, I think a lot of things must be done in the education, because the society runs because they have some education before. We as a man, we were children, and sometimes some society try to educate the adults, and when you educate the adults educate the children. And for changing our minds, our criticism with the other who have a wife who is on top and is not on top, because sometimes it's the ego, as someone talked a little bit. The ego is terrible, and if we let him control us, is a problem. But for both of sides, we have the women and the men who must to work to find a solution to together growth, because it's very important to be together. It's not because when you don't agree with to have a woman, for example, on top, that means you are not prepared to be with that woman, and you're not prepared to be in the team of this woman, and vice versa.
and to change the things, I think it's very, very important to go to the education of everybody, because for the mindset changing, we need to have a different education, men and women. I wanted to jump in. There are certain terms that I cannot really cope with, that I heard during this exchange. To me, it seems like Africa is painted as women have no rights. There was no balance or organization in the pre-colonial era. And I believe that is wrong. I believe that in Africa, there've always been a balance between the men and the women. We have to remember that the first emperor, the first king, we're gonna say king, the first king and queens were in Africa, because, you know, that's where the first society was structured. So how can we say today that Africans have no sense of balance between the men and women when we were the first to accept a woman to be queen? It's not the European we started with that terminology, you know. So to accept somebody to be a queen, there's a process that is beyond democracy. So I just wanted to make that point. And then the second point I wanted to say also that we're forgetting that the challenge between the men and the women also is persevering in the Arabic world. Till today, the Arabs women suffer more than African women. But it's not seen, it's not spoken. Nobody talks about it because they have the light skin color, they have the white skin color. So we have to be very, very careful about colonization. To finish, I would like to say that colonization is a real problem that makes a lot of Africans believe that they were not organized, you know, but we were more organized even before colonization. If you look at the history of Africa, pre-colonization, you see that our best realization were during that time. That's what I have to say. All right, let me answer now. I agree with what you just said, but it's very important also to understand that when we are talking about Africa, we are talking about the role of the men in Africa, not only in Africa and in the diaspora. And if you look at today's date and see the behavior that our young kids have on the street, and also the role of a mother that raised our kids, and what she actually, the difference that she does with a boy and a girl, and what we implement in our mindset as a boy, the stigma of what is to be a man, then you will understand why our mindset, we kind of have more a responsibility as men to behave as a man, to defend the family, to provide for the family. So this is a kid actually growing up with this mindset. Then if we're not actually coping with that, what is going to be the consequence in my mindset, my mental health, you know? So if I'm not actually providing, if I'm not doing those things, and if I'm in UK, I go to Brixton, which is an area with a lot of Africans, or Peckham, and I walk on the street, I see a lot of African men with a lot of mental issues, and it's a concern. But then I go to Portugal, I go to other countries in the diaspora where I see a lot of African men, and I see the same behavior, not only the mental issues, but with gangs, young kids, 12, 13 years old, going through gangs. So why is this? Because something went wrong, you know, and we actually putting a lot of responsibility to a young boy when he goes outside, and say, in terms of defense mode, creating tools to protect instead of creating tools to work as a team at home. To see, we kind of
parents, African parents, kind of give more freedom to boys than to girls, then when you start seeing the behavior, you've seen what our boys are doing, and then these guys will become one day parents. They will become one day husbands. What are the tools as a team player does he have? Not only happens in diaspora, but it does happen in many countries in Africa, that what we are giving as parents to our kids, are we actually building team players in terms of a boy? Are we actually giving tools to those boys to actually learn as a kid to clean the house, to cook as well as a woman does? That's the question. Because if we're not actually understanding this, we're actually sending a negative image of us as African men or us as African families. We need to change our mindset in terms of the role of the man in the family. We kind of, when we break up with a woman, we kind of break up with the boy, the kids. We need to change that as well. But why do we do that? Because the tools that I actually gained when I was a young boy, it was not there in terms of the team player, in terms of respect for women. And if we're not looking at that, we're actually missing the point. You understand? And Africa needs to understand us. We need to understand that. We need to understand that the family is the foundation. A man's role is important in the family, not a woman's role. And the women are doing their role really well, because when a man leaves a family, she's the one who provides. She's the one who go out there and fight for it. If we don't look at it and say, listen, let's do our role as fathers. Let's do our role as husbands, you know, because if we don't do that, we're not making it and we're not doing it the right thing. So this is my point of view. And what we are saying here in terms of balance and respect for women, that's where the respect starts. It starts when we start understanding that if I have a boy and a girl, he have the same right as a girl, and the girl have the same right as a boy. And doing that, my ego will never be there. You understand? So we will eliminate all these things that we actually grew up with, and we are talking here. And we all know as men that we kind of have a little bit of that, because the society implement that. Unconsciously, sometimes you behave like that. And those are the things that is being implemented in our society that we need to eliminate. So that's my point of view. All right. I just wanted to say that, Osvaldo, great point that you made there. And I think Lino, Osvaldo, and McClure, you guys actually said something that really wraps up my point, because Alice, you asked a question about what's the problem with our mental health as African men. It starts with the word mindset, right? Let's start there. If your mind is not set properly and it does not work with who you are, then you're going to have these mental issues of depression, bipolar, and everything. Now, why are our mindsets so shaky, especially as African men? McClure pointed out a very beautiful point here. We were organized before colonialism. You know, colonialism, I think the most damaging thing colonialism has ever done to Africans is convince us that we were not great. We were the worst of the world. You know, as a result, we have lost hundreds of years of cultural knowledge, wisdom, you know, through so many atrocities or whatever has happened to us. And Osvaldo made a great point. Family is really the foundation of everything. Look at any successful family in the world. They really have family ties together. Look at our situations. We have so many broken homes, single parenthoods, you know, it's very rare these days to actually find a really functioning, you know, family unit, you know, and if you find out, you'll find out the very same people who are actually keeping this very same unit going, you know, are people who have that belief of believing that I'm a husband, I'm a wife, we have children, we should raise them to create, you know, a greater generation, you know, and that brings me to the final point of how do we then address this issue of shaky mindsets? It comes to education, really, you know. Osvaldo said something, you know, a lot of us men were not given the foundations to really know how to treat women properly, respectfully, and everything.
You know, we've seen the world evolve so fast now that a lot of us men don't know how to cope. You know, there's a lot of men who still believe that a man's job is just to make babies, you know, and to please me as a man while I go make the money. But things are changing now, where we've got women who have been more responsible than men, that they've been given such positions of power because they've proven their work ethic. They've proven it through their CV, their experience, you know, and we still want to get angry to say, no, but my job as a man is to take care of that. And you'd wonder where now the mental issues come, because I have this belief that the world says is outdated. Then who am I? Are you trying to tell me I'm wrong? Where do I belong? What do I do next? And that's what starts all these mental issues. And like really, it really comes together about bringing us together, like Lino said. You know, the man and the woman should come together. It's not just saying all the men should do the work or all the women should do the work. We need to come together and say, okay, what is this new syllabus of educating the African man or the African girl on what their new role is? To say that you are beautiful as a woman, you can be a CEO, you can do the work of a man, you can be an astronaut, but then also as well, you are the bearer of children. You know, you have that role, you've got that responsibility to bring the next generation of the kids. You as a man, you know, as much as you're the protector, you're the provider, you're the one who goes out there. What if maybe for you, your best role is to stay home and take care of the children, you know? Nature has shown us cases of where the men stay home to take care of the children while the women go hunt. The lioness hunts while the man stays back to take care of the cubs in the dominion. Why can't we have that in the same house? And I will bet you our ancestors have probably seen that and taught us that, to say, this is how we treat our women. But due to colonialism and, you know, culture, pop culture, globalization, we're losing that. And I think that's where we really need to come as Africans, from our elders to us as the men, to say, let us try and keep what's the rest of our culture. You know, whatever is the rest we have of our culture, to say, this is how we treat men, this is how we treat women, this is how we treat the community as a whole. I like what Osvaldo said. You break up with the woman, you break up with the kids. There's an old African saying, it takes a village to raise a child. We've forgotten that, you know? So I think it's just really about now, I think, realigning ourselves with the past, saying this is our present and where are we going into the future. But that's my point. Thank you very much. Thank you. Hello, everyone. Can I just chip in something there? As in the world today, we're not only talking about Africa. You have about 3.5% of men that commit suicide over women. This is really not a case to really treat it lightly, of whether we are Africans or whether we're white. I think if you look at Canada, you have even 4 times rather than men. They are not Africans. I mean, one of the critical things which we mother made, we said something earlier on, that the society and the media and everything has put so much pressure. I think there's so much pressure on men more than they are on women. I can ask, as much as we are fighting women equality or women equity, we should also agree that there's so much pressure on men than on women, especially when you talk of, listen, be a man. We've seen that we said, they have never said be a woman. Be a man, be a man, and be a man, and be a man. And when that man cannot be a man, when that man struggles to be, or let's say, to be a man, and then he doesn't have any support structure in the house, or especially let's say that he's married, let's say that, oh, his father, so you're a useless man, a mother, look at you, look at your mates out there, and he's doing his best. We've seen many have committed suicide. Another thing we need to agree also is that so many men, in fact, most men take the highest risk to look after their family. The things that men do, and that's what I keep saying, the things that men go through to keep their family intact. If we start telling you, like what we keep saying, that women, so let's be brutally honest, tell me, you will not ever believe that my husband or my boyfriend or my son just go through that just so that he is not called useless. And when he go through that and then come back home where he's supposed to get there and doing all this for appreciation, home is not balanced.
it drives you crazy. Many men have go through that. We talk this thing from experiences, something that we've seen our father, something that we've seen ourselves go through each and every day just to keep our home going. So when you start looking, even from divorce or kids, as much as we also look at, we say that, oh, there are so many men that when they divorce, they separate, they become useless parent or useless father. We've also seen from experiences that some of these things are also caused by that women in the house just because they become broke, just because we've seen decisions that they make and then the men go, they take the risk and then it doesn't work out and then he is not welcome in his own home. He is not respected in his own home. He is not saying that we are into this together, baby. We are into this together, my son. We are into together, you will get there. And so when he start making, we start feeling so long to say, hey, I just lost my job. We've seen so many men as compared to women who have lost their job and they cannot come home and say that I have lost my job. Because what? As a family, as a woman in a relationship, we have not opened to having that conversation about everything. And the fact that we keep when we have this conversation, they will sit somewhere by their corner and look at him drinking, look at him that. So he's not open. He doesn't have the courage. We are more reciprocal to men. There's one thing that men don't want to have is disgrace, a feeling humiliated, a feeling that they don't have. Okay, to give a simple example, even in the house, where a man's manhood, if he's not active in the house, which would be these are few conversations. If he's not active in the house, he feels like he has nothing more to gain, nothing more to lose, nothing more to be alive. Because that's the only thing that he can, because it has been proven, women have proven that that's the only thing that I can have. If you cannot give me that, there's nothing. So most men, most of us go through so much from a man, so much under pressure just to please our family, just to please our children, just to show our parents that we are the man, that we are in control. So for this case, we expect for us to make this thing better. Even from we need to have open communication. We need to be open to ourselves. We need to, and again, I will give you, like I said yesterday, social media, 68% of social media is driven by women. It means that every complaint that a man comes on, to talk about social media or on social media, it goes viral and women become like they were just waiting for it to say, he's a useless man, he is this and he is that. We've seen things that have happened, for instance, where as we're fighting for this gender equality, we saw, for instance, I will talk about recently the Will Smith saga that happened. And then when he went and purged, we see the whole social media, before things start happening, where majority of women were like, he is right, he defended his right. But we in the same house who was preaching, did you have to go and hit him? Did you have to hit her? Did you have to beat her? Did you have to do this? So we need to also stop being selfish as we push women, but women also need to stop being selfish and say, this is wrong. We do not condone violence as much as we do not want violence on our children, because the parents were there, their children were all there, and we are advising the children at home that you cannot be hitting people and things like that. We ask another question to say, if there was a woman on that podium and that Will Smith go and hit her, will it be the same story? Of course, it will not be. Women will say, no, it will not be. We will condemn that. So some of these things, we need to stop being selfish and start facing the reality and be honest to say, if we want to change this, we need to start with ourselves also as women. We need to start with ourselves as men. We need to say, maybe, let's do something together. But more importantly, communication. Communication is key. We are together and then we need to be open to one another. We need to be telling me the struggle that you go through every single day, and so that I can be able to help and protect you. We need to, I think, that start from home. Our parents should also start with that. Stop calling your children useless. Stop calling him you are nobody. Look at your maid and things like that. Our mothers should also be able to look at that and be more open. One of the things that we've seen, especially in Islamic Africa, we've seen is the fact that we really don't pay attention sometimes to our children.
to see the things that they are going through. To really, we are all busy and busy and busy and busy. And our children, when they go through this, they say, I couldn't tell my mom, I couldn't tell my dad. They can't even notice that I am not okay. Sometimes they don't even look at even whether my result. I just come and say, oh, mom, how was the result? How was school today? It was great. How did you pass? Oh, that's okay. Nobody even cares. So I think we need to be more caring towards each other. That's the only way we can, our mentor, especially from a man's perspective, can What I really like, better. Kevin, what I really like is everything that you're saying. It's about being the change we wish to see, and it starts from the home. And you've got some really, really good valid points. Is that if we want to change, especially our youth, the next generation, we have to show and lead by example. And I believe that's where, when we're talking about breaking the chains, right? Breaking the chains of our old mentality, is that we have to be breaking those chains in order for our next generation to evolve with a better mindset and positive words like you're amazing, you're great, you can achieve so much more, is what our children need to be hearing, rather than you're not good enough, because as a child they absorb everything. They're a sponge. So I'd like to give Jeff an opportunity to also speak. I think Olafunke, you've got a question for him, so we can lead here. Welcome, Jeff. Hey, welcome. Thank you, Nusa. Hi, everyone. My name is Jeff, and it's very nice to be here. So we can have that mixer. And regarding the mental health, yesterday we were talking doing the test, and there was a word that really got my mind, which is the word equity. What does it mean? It means simply that back in the, let's say, 70s or 80s, we didn't have any problem with women and men, and everybody knew what they were doing. And then, come the colonization, from France or for French-speaking country or even English countries. What I mean by that, Africa, and I'm going to repeat that one twice, Africa is the cradle of humanity. Africa is the cradle of humanity. That means a lot, and that rings a bell. What does it mean? It means that everything about mental health, because I'm sure that's the topic right here. I'm not saying we didn't have that, but I'm saying that we were stronger in a certain way. I'm going to give you maybe one or two examples, and one is going to be myself here. The first one is when you see in the village, we didn't have downtown and all that stuff. Everything was regulated. Men knew what he has to do, and women knew what they have to do. And there was not suffering about, I'm a man, I have to be in front every time. Everybody knew his role. And this is my experience, when the colonization came, it's totally, destroy everything for the purpose, of course, right? Otherwise, they knew that we were strong. They knew that we have so many things, and they knew also that we were in advance. But what happened? Because they knew that, they was like, hey, if we can give those guys the way to structure, the way to think properly, I'm sorry to say that, they're gonna beat us, So they divided, and that was back in the years, and today what I want to say is that we don't even have to talk about that. We have to accept that, which is something happened. Everything happens. Everybody can beat up, right? But now we are in the position where we have the same level of information. You can Google some information, wherever you are. It depends, or it doesn't depend on the color, So my experience, because we're talking about health, mental health, I was raised, my dad, I lost my dad, I was 17. And my mom was not going to school. So nobody could tell me, hey, Jeff, this is how you have to handle women. This is how to handle your health. So I was going for 10 years, not knowing how to respect a woman. Why? Because for me,
a woman was not in the kitchen or, you know, in the bed. So I had to educate myself. And the first thing that I've done was like, hey, if I'm here, Jeff, a human being, is because of my mom. So without her and her permission, I won't be even here talking to you guys. So when I first put this one in my mind, that was a life-changing. What does it mean? It means that I've experienced back, I was 20, I guess, and the guy was coming at me and say, hey, Jeff, you know, you have to come and we have to go to a place. When we went to the place, there were 3 guys, you know, trying to make love to one woman. And the guy was telling me, hey, Jeff, you're the next. And I was like, man, that woman can be your sister, you know. And the guy responding by saying, Jeff, you're too stupid, man. Just go out. And because I had the discipline to think better, that I could move forward and not following these guys. So just to tell that the mental health is our responsibility. You know, right now with my 30 years of experiences, no one can tell me who am I, what I can do, where I go. You know, it is very important for the African people. Africa is the cradle of humanity. How many people understand that? Not that much. Why? Because we are too stuck in this, we say, comfort zone. You know, when we speak like European, we eat like them, we act like them, we even dress like them, which is okay, right? But as long as you're gonna think from somebody else, you will not be free. And I'm talking about the way you have to be free, you know, in your mindset. And that's what I insist. We African, we don't think. No matter where you are in the land, if you don't think with the land that you have around you, somebody else will come and work on the land. So I heard the guy was talking about the pressure that men have. Okay, that's fine. But how can you be creative? You know, how can you pick up the lady that will support you instead of having the lady that will drag you down? And this is one responsibility, is ours. You know, I spent 10 years not finding the right woman because I have to stick to my discipline. You know, so how many people can do that? You know, it takes time. It takes discipline. When there was a woman coming to you and say, hey, you know what? I felt you. You know, that the right woman you need to discuss with. If you go to a woman that say, hey, I want to solve because I'm a woman. Hey, lady, when I did not know you, you know, I have to get my own soap, right? So definitely, I'm going to stop for now and let other people speak. And thank you again, Nusa. I like what you're saying, Jeff. Jay, be careful. Before Osvaldo goes Remember next. that we are talking about women here. Wait. We are talking about women. So you're saying that all these other women, how would you know? Right, wait, before you go, McKevin, hold up. They're not going. We need to address the crowd, right? We've got amazing listeners here on Facebook, and I want to address some of their comments because they're actually going on this journey with us, right? So they need to also be acknowledged because it's important. Without them, this discussion really wouldn't be valuable. So we've got people saying things like, perfect question. Vera just said, this is not just the responsibility of women to educate boys and girls. Men need to get involved in this responsibility and seek to eradicate the patriarchal system that oppresses society. Very good point. We've got loads of people saying great conversation. Teamwork makes the dream work. We're working as a team, guys, yeah? So keep it going. So what I want to say to everyone that's listening, if you've got any questions, do put them on a Facebook group. We've got our amazing team behind the scenes sharing all of your comments. So please carry on. And we're going to have Osvaldo answer. So once you've answered your question, please lower your hand. There's these reactions at the bottom. So Jeff, please lower your hand. We've got Osvaldo going next. And then we're going to have Olefonki, who's going to ask a couple more questions before we move to another part that I really want to get onto. We're talking about mental health, right? We're now going to
talk a little bit about emotions, and then we're going to move on to success. What does success mean to a man? And Jeff made a very good point, which was I spent 10 years on my focus, working on my business, on my building my kingdom, not allowing myself to be open to a queen. Now, when I allow myself to be open to a queen, it had to be at a point where I've worked on myself, right? So that I could decide whether this queen wants me for my money, as she wants the soap, that's what you meant, or she wants to know, how do you feel, Jeff? What do you need from me? You know, how can we support and add to each other? So you made a very, very good point. I love that. So, Osvaldo, would you like to add? And then we're going to have Olefonke asking her next question. Yeah, I just want to add what Jeff said, and well said as well, in regards to going back is important to understand what you need to do now. And yes, we have sorry, can you help me here? Colonization. Yes, please. Thank you very much. We did have that. You can speak in Portuguese as well, so don't worry, we've got Portuguese listeners. We did have that. So, but it is important to work with us, look at us. And when we say the structures we had, even in our countries, still a lot of structures that is not our structure. Still a lot of things that we are doing, reading books that is now our book. When we look at our mental health and we want to understand how we deal with our mental health, we're going to look at books was not made for African men, was not made to deal with our issues. And then we have people that will come and help us to deal with our mental health. Even when I say people, I say African people would come here, help us, but they sometimes don't have a clue what's going on with African men. We don't have solutions yet in place that we can work with to actually deal with our problems, because the solutions that we go and get it is not our solutions, it's someone else who done it for us. We kind of copy and paste. We need to stop that. We need to look at us. We need to work together. What we're doing here is good, it's important. We are actually getting together. But how can we work together? You know, that's very important. How can we implement research where we can get the information of what's going on with us so we come with a solution? Are we investing money on that? That's the question. So it's a lot of things that we need to understand that is actually not working with us because we're not using our products. We're not actually investing in our infrastructures. When we start investing in our infrastructures, because I can see a lot of businesses in here. Are these businesses actually creating alliance? Are these businesses thinking about how can we invest in social structures so we can tackle these issues, especially with men? Because if you look at the mental health, COVID-19, what happened to discrimination? We felt during COVID-19 discrimination in Brazil, for example, where the Black people couldn't have access to health treatment during the COVID-19. African people in Asia was victims of these issues. Where were we? What are we doing to actually prevent that, to have response and not reactions? You know, we had the United States, George Floyd, who actually was also an issue of discrimination. We kind of react, we don't respond, we don't create prevention strategies to be able to deal with all these kind of issues that we actually facing as men, as women, in this, as African men and African women. So what I'm saying is, yes, it is important to go back, but in order to find solutions to the present.
And in order to do with our mental health, we need structures, infrastructures. We need to talk more about this, men. We need to sit down, create Zoom meetings, conference to talk about men's mental health. We in UK, women does that very well. You know, I don't know about other countries, but we see a lot of women doing that because they're always there, acting, taking actions. And we men, where are we? We are actually trying to get money, make money. We're not actually working together because our ego is not allowing us to connect. We kind of have the defense mode or competitive mode. I'm competing with the other black men. I'm not actually working with other black men. So if we start switching off that and say, no, I need to work with other black men. I need to stay by his side so we can grow and I can grow too. What can I do to make my friend grow so one day he can get jobs for my daughters or my friends? So instead of, oh, he's growing, he's making money because of me, we need to change those mentalities that is very common in this over 20 years working with African leaders in the UK, and not only in the UK, in Africa, in Portugal. I've seen that, I noticed that these are blocking us to move forward. So all these things will be important for us to look at and to start making changes, to start implementing new strategies that is made specific to attend the African market. That's all I would say. And that, thank you. Wow. Alvaro, this was really a great point. And partnerships, collaborations, that's what we keep saying is the only way if we need to move Africa forward, support one another. But the first thing for me is this, and it is critical, it's really critical. We need to care. So we need to care more. And the only way we can, even that partnership, even those collaborations, even working together, is that we need to start by caring. We are going through all this because we don't care. I haven't seen, we fight so much against each other. We black head on head. We compete against each other. I can look at you, Alvaro, you're doing something very well in Cape Verde, and I think I like it. Instead of me calling you to say, hey, brother, what is that you're doing? How can I bring that to Cameroon? How can I bring that to South Africa where I live? Because I think this community will need it. He said, I want to copy it, come and reinvent the wheel. To say, oh, if I'm working with David, I will keep it, he will be the boss. I think there's just a lot that I come from a very strong place. I'm a mentor, I'm a coach, by passion, where a lot of people, we don't get investments in Africa because we still hold on to, I am the owner, I am. We still believe in this I haven't. If we stop using I and start using we as people, every single day, whether in our business, whether it's you are talking to your employee, you are saying that, remember, we are pushing this company together, then we will grow. We love I, and because we love I, it becomes more of an ego thing, not only from a man, but it's also from women. So until we remove I in conversations that we are talking about unity, in conversations that we are talking about growth, in conversation that we are talking about moving things together to one direction, then we will change for the better. But it all starts with I care. If you can say I care, it's fine. If it all starts with empathy, I keep saying to people, empathy and care is the only way we can be. Otherwise, we will see a lot of things. We go through things. We've even seen people. We come in the place where, like in Africa, we will have smaller joins that we can join and meet as members and contribute to support one another. We have that a lot, especially from West Africa. And the worst one is when your own brother in the same group that you have sit down and come up with an idea to say, I am doing this. Hey, man, my brother, I am stuck. Can you guys loan me some money and support me for this business? You see everyone then disappear. But these are conversations that we talk, when we meet one another, we all agree. But when that time reaches, we arrive, we disappear.
We need to change our mindset. We need to start looking at how can we care? How do I, why people have millions. You see your own brother struggling. You don't even want to support with a little bit. Then how do we grow? But we've seen that in the West. We've seen in the West. We've seen in Europe. We've seen in Asia. I've been to all these places. Collaboration is key. Care is key. Empathy is key. We don't have that in Africa. We need to change that. And that is why we are not going to grow. So let's start with care. Do something. Wake up every day and answer the question, what have I done? What is the legacy I'm living? What will somebody say when I die tomorrow? With all the millions that I have, what else have I done with someone that is not my family, someone that is not my brother, the someone that I have seen that has the potential to be talented? How can we now start going with those that have broken homes, the kids that did not lost their parents, we still work every single day, with kids that have died from illnesses? How do we start from there? Saying it because I come from that space. I never had a chance to grow with everything that I had. But I said, no one should go hungry. We grow. I'm a co-founder with my mother when an orphanage I was founded in 2013 with 7 kids. Today, we have 67 children and they all go to school. It started by us caring. It started by us looking at those who don't have the means and just share the little that we have. But we cannot, and we can see that they will not be able to see the person that is depressed. People die, friends die, knowing very well that they have come to see their friend and say, man, I am hungry. I'm going through a lot in my house. They have all these things. They say, look at that. When I was going to school, what happened? No one understands the things that people go through every single day. Not because we put this all fine dresses, wearing this hard, and turn on social media, and people look at the side and say he's doing well. You have no idea what you go through every single day. Ask him. And if this person comes to you and open up to you, all you can do is just show a little concern, a little empathy. The thing for us is that we'll take it back to social media. Oh, he's come to me. Oh, he's look at his text. Or this is something that was up there. You have no idea why he came down. So let's start with care and let's start with empathy. We will be a better Africa and we'll be better men and women. We have a mic drop moment right there, McKevin. You literally had us all listening to you. A lot of passion in everything that you're saying. We weren't given those tools, but we have to now be the tools. We have to be the narrative, right? We have to be that change. So I would now like to, I think Olafunk is going to ask the next question, and we're going to direct it towards the conversation that we've still been having. Thank you so much. Okay, I'm going to take it now to a more deeper and more personal level. And it's about tackling men's emotions. We know that women are more empathetic. We talk to our friends, we talk to our parents, we sometimes talk to our children. But why do men struggle to show their emotions? And it would be good to get this from a personal perspective, not just a general perspective, but a more personal perspective from you gentlemen. I think it's because we are feared to show our weakness. Normally, a man is supposed to be strong. And when you talk with your heart, you are naked. And to be naked from inside to another person is not easy. It's not for everybody. To be honest and to say, okay, I'm this. I have these weaknesses. I'm not perfect. Because sometimes the other one try to see on you the perfection. And you try to be perfect. And that's the biggest problem to us human beings. It's to recognize that we are not perfect. And we are a lot of weaknesses. And for the women that we show, I'm a hero, I'm a Superman, and then try to cry, to talk with the heart, it's not easy, it's not for everybody. And sometimes we grow up with certain problems. And when we are adult guys, that problems that we heritage before is gonna reflect in the adult we are.
Sometimes the relation with our mother, with our father come and have a reflex in our relation with our wife. And sometimes we can't give a hug to our sons, for example, because we didn't receive that hug before. Because the education, as I'm telling you all, is the center of everything, is the relation we have with our parents, the hugs we have, the love we had before, the struggles we passed, that's going to reflect in us as adult guys. The difference is like this, and when you recognize that you need to change, that you need to do something differently, because contrarily you fall, and you fall alone. You can go together with your wife, with your love, or you can go alone. It depends on you to recognize that you are not perfect, and to be honest, to be transparent with the other person. It's one of the keys to pass that problem. But I think it's that. Yeah, Jeff, do you want to go next? Yeah, I think what's Lino was talking about is absolutely fundamental and very, very deep. The way you want to understand how your future is, you need to go back to your past, you know. And when I'm talking about that, it means that whatever happens to you is because in the past some foundation was not built well, you know. And truth be told, I was educated by my mom. She was not very good at school, and my dad was not there. So what do you think I became? I became a very weak guy. I didn't know how to treat women, you know. And that was for me the truth. Why? Because when you go to the next door, I see the guy say, "Hey, Jeff, a man cannot cry." And I was like, man, why not? He said, no, because that's the woman's job. You know, if you want to treat a woman, you have to beat her down. And that was a belief for 2 or 3 years. And for me, because the guy told me, "Hey, Jeff, you want to be a man? Treat a woman like, you know, like nothing." And then I have to fight with my own mind and say, "Hey, that's not right, because a human being, we are all equal, right?" So when I started to do that, what's happened? I just changed my mind. When I was meeting a lady, I was respecting her like I respect my mom at home, you know. And it totally changed. But guess what? My other friends and guys, they were still in the same belief, saying that, hey, if I want to talk with a woman, I have to be, you know, the right guy. Man, you are nothing. We are all equal, you know. And what's happened also, and I'm talking about my society here in Gabon, and I believe is the same some places. Some guys don't want to meet an educated and intellectual woman. Why? Because she will see what you try to hide, you know. So that's what I think, you know, or maybe Mike even was mentioning. We don't know how to accept our own weaknesses. Let me tell you something. When I started to build myself, I was able to cry because I believe that I have a heart and my heart have to express, you know. But what happened, it was like when I was crying, only the people with a stable inside was feeling me, you know. But the other guy, "Hey, Jeff, you cannot cry. This is not a man's job, man," you know. And I want to tell guys that, and I want to respond to Princess Olofunke about the emotion one. Is all about education. And what I'm trying to do today is to be unique, is to be authentic, so that everybody, especially men, we have to follow the same rule. You know, a woman comes to you, you need to accept that she can criticize, she can have more, you know, so that you can become more.
And this is the thing with the men. Every time I meet some guys, too much ego. And let me tell you the definition of ego: edge God out, you know. And most people have so much ego, they don't even know themselves the next day. Why? Because the guy believed that my dad, my granddad was telling me, Jeff, you're a strong man, no woman can compete. And I have to be very sorry, guys. It did not come from Africa. I'm sorry, because I know back in with my grandfather, etc., we were talking about how you have to respect a woman, and it starts in the village, you know. So when you see the people be successful in Africa, it's because they have the right foundation, you know. No matter how money you have, no matter who you can be a billionaire. So what? Okay, a woman can be a billionaire. So if you understand that, then you have the ability to impact men and women at the same time, you know. So that's very important. And I also want to emphasize on something. We don't know each other very well. We pretend we know each other. No, you don't know yourself, man. You don't know all the demons that you have been going through, you know, back for 10 or 20 years. You need to know yourself. You need to love yourself. Once you do that, the magic happens. Why? Because now when you meet a guy, even if it's a negative guy, you smile and say, hey, welcome to my, you know, to my board. I love you, man. Even if you just trashed me 5 minutes ago, but I love you. So thank you so much again for giving me that speech. And hopefully we can have more to discuss. Yeah, I think all the men are competing for the mic, right? Everybody wants a mic drop. Look, I see everyone's queuing up for the mic. Thank you so much for that, Jeff. Go ahead, Osvaldo. Yeah, emotions is a very important issue within men's. I will actually share my own experience in regards to emotions. As I grew up with 5 brothers, Cape Verdean brothers, who were living in Portugal with the social pressure, not only outside, but indoors as a man, and what we need to be and how we need to behave. That actually, if you're not strong enough to understand what emotional issues actually was doing to us, it can do to you, if you start hiding, not feeling it, just because you want to show that you're a man, it can damage you. And I saw that when unfortunately my parents separated, and we were a lot of guys and girls with my mom by herself, and she decided to put us, some of us, in foster care. It wasn't easy, you know. After I lost my close brother, 12 years old, with cancer, and he came and lived 6 months with me, and I saw him dying. And then a year after, my sister was killed by a boyfriend. Then another sister died. So I went through a lot of emotional issues. And I saw my brothers. I became a very quiet person. I started listening, learning more than speaking. As I went to this foster care, I understood that my brothers want to show off and tell them, I don't have no emotions. I'm a man. I'm gonna conquer the world, and I'm gonna show. And I saw that through attitude, you know, through the way they walk, the way they talk. Yeah, I said, this is not my brother. It doesn't talk like that. It doesn't walk like that, you know. And that effect. Today, I have a brother that spent over 15 years in prison, in and out, and he's just one year younger than me. Only because he didn't want to show his emotions. He didn't want to cry when he needed to cry. He didn't want to say what he feels when he felt all the things with me. And he wanted to show the world that I'm going to make it. I'm going to be a great man and whatever. And he got lost. As I'm growing up, I became a quiet person, but at the same time, I used to cry by myself at home.
when I was going to bed, cry, but I didn't saw my brother crying. And that as I growing up, I thought, you know, that helped me because it released my pain. And be quiet. I start understanding my brother's behavior, and I said, this is not what I want. I don't want to show the world what they want me to be. I want to be whatever I decide to be, and I choose another path, you know, to my life. But I saw not only my brother, but many people in where I was staying in foster care, that they were rejected by their family. They didn't have no parents. They were close to me. They were my best friends. I saw one of my best friends. He killed himself. He hanged himself. He was going through a lot of pressure. So I went through a lot of emotional things, and I lost a lot of things that was close to me while I was growing. And I was dealing with my emotions, and I still deal with the emotions. And I think it's important for men to talk about this, to discuss these issues, because we have the pressure of whatever going on in our lives, the accidents that happen in our life. We have the pressure of showing the society that we are the providers, we can succeed, and we have the pressure of indoors. With our close friends, that we need to show them that I'm a man. But then what is out there to help us? What is what the discussions are there so these young men can be able to understand that is right to be, is okay to be not okay. You understand? It's okay to express your emotions. It's okay to cry. It's okay to fail. You know, do not worry. You have the right to talk about what is wrong with you. But that's what I'm saying. The pressure of the society does not allow us to do that. So we need to change that. We need to change the structures in front of us. We need to create more talks about this to young people, to parents, to discuss these issues, that is okay to cry, is okay to express your emotions. I didn't have that. My brother didn't have that. I'm sure if my brother had that before, he might become a different man. You know, and I noticed that because he was so friendly, and he want to show others that I'm okay, I'm good. That he was anything that something would happen would affect him really hard, and he had a reaction on that situation. Every time something happened to us, he had a reaction because he didn't have the support he needed at the time. And I think that we can all understand and agree with what Lino said and Jeff said here, that we have to create and educate our kids, our boys, and about emotion. That is important to talk about these issues within the community, within the society. Thank you. Stay here. Okay. On that note, why don't men like to seek help from therapists or counselors when they're forced with issues, when they're forced with problems? They don't like to talk to therapists. They don't like to talk to counselors. Why is that? I think because society has taught, and I'm afraid to say African society has taught us to, it's a sign of weakness. For instance, if I go to my therapist as a Black man to talk about my relationship, and I discuss this with a friend, he will say to me, "What? We Black people, we don't do that." But this is wrong. Personally, I never did it because probably I thought I did have a need to look for a therapist. But for us, and I'll rephrase again, for as a Black man,
we consider it as a sign of weakness to discuss our emotions with a stranger, because we might have idea that we know everything. Me personally, I'm a very emotional guy. I'm a Virgo, so this says a little bit and probably nothing, probably a little bit, probably a lot. So in my past, I was, for instance, if I love, if I feel some good feelings for a girl, I would keep always my guard up. And why? Because I was really afraid to show my emotions and to show my feelings. And sometimes I was asking myself, but do you love her? Of course I do. But my actions were not as didn't spoke as my heart. Probably some actions, but my heart would say something much more different and much more beautiful. But my actions were a bit like I don't care, but it was wrong until I had a relationship and was able to speak and about my emotions openly. And when I said, the first time I said to a girl, I love you, I said, oh, I said I love you, and was deep and was really, I felt that from my heart. So I never said to a woman, I love you, despite the fact I did love her. But so we black guys, I think we have some problems, some issues to say openly and speak, to show emotions, because sometimes we were thought we were feeling like you are behaving like a woman, but sometimes it's hard to speak about our emotions very openly. Thank you. We would like Mireille to ask the next question. Are you ready, Queen? Yes, I'm ready. Thank you. Thank you to give me the turn. You know that the Africa is the cradle of the humanity, but who know that in European Union and after that in the United Nations, some resolution was issued about against the racism about the African people and Afro descendants. Who know that a resolution from UNESCO and after that in United Nations issue about the World Day of the African Culture. So we have many skills. We have many things to have been respect about the world, but anything has been done. We are not strategic, we are not coordinated, and we are not tactical. And the other communities are like this, but even Africa is over. So how can we, sorry, I have to find my question again, and I will ask it to you. How do you see gender roles in the society for the next century? We know that African Union is the first continent who has issue promoting about African women with the Maputo Agreement. In African continent, we are most of billionaire person, physical billionaire person has Asia, but we are anywhere. We are not influence community. So how can you explain that? And what will we do to improve that? And what kind of transmission we will get to the next generation? Thank you. Okay, that's a very powerful question, Mireille. I won't lie. Where do we see the gender roles in the next 100 years? I mean, just look at how the world has changed in the past 30 years with the internet. You can only imagine what's going to happen in the next 100 years. I mean, if Elon Musk gets the whole thing of going into space right, that is a whole new, other different game that the world will be facing. So I think, you know, with what you're saying about culture and passing on to the next generation, and we have not been tactical, we have not been strategic, we haven't even been active, like you said. And I think it boils down from I think our strengths being our curses as Africans.
Africans have always been great storytellers. And as a result of being great storytellers, we have really recorded them down. We pass them orally, you know, and a great point was brought up earlier about how, you know what, we can't complain about colonialism now. It's happened, it's happened. Jeff brought it up. It's about now, what do we do now? We're at a place now where information is almost equal. The African child can access the same information a French kid can, the way a Canadian can. It's just a question of what are their mindsets to know what they're looking for on the internet. And with the next generation, it's up to us then to say, okay, what do we have left? Who of our elders are still alive to tell us the cultures of before? What books do we still have that talk about pre-colonial culture? And taking all that knowledge and working collectively as men, as women, as African culture to say, how do we then digitize this? You know, it's such a shame, like here in South Africa, you've got the Afrikaans people who are a minority, and they are so fixated in recording their culture and making sure it's documented and it's passed on. And we don't have the same culture as Africans. We don't have the same thing for indigenous languages. We don't have the same thing for indigenous foods. We don't have the same thing for even African stories, you know? Why are we not looking to digitize them? Why are we not working with different libraries across different universities to say, guys, we are going to digitize this on some African culture web, you know, that then is digital for the next 100 years, where now generation after generation now has that option to say, oh, we have this great African encyclopedia of African culture from 1850 to 1950, etc. Because if we continue the way we are continuing, and I totally agree with you, if we don't document, if we don't become active, TV is going to replace it. I mean, we've already got pop culture. We've got social media like TikTok that's already dictating to our children and the rest of the world what African culture is. And that is fantastic because now we have this opportunity to really educate the world on our true African stories, but we're not strategic about it. We're not teaching our TikTokers to say, this is how you tell your African story, but there's also another way of doing it. We are not doing it ourselves. We are not really just bringing multiple generations to say, how do we preserve our current understanding of African culture? Because I totally agree with it. Colonialism has really eroded most of it. And if we continue, globalization is going to literally cannibalize what's left of it. What are we doing now to say, how do we take the stories of old and take them to the future through either digital technology, new cultures? And to answer your question about the role, gender roles changing massively. I don't think the way we see the African boy and the African child in 2022 will be even the same in 2032, much 2052, much 2082, much 2000. And with the way the world is changing so fast, we can't do anything about it. What we can then do is just preserve what we have and what we believe has been the course of the best of it, and leave it to the future generations to actually decide to say, our elders left us this. Where are we now taking it as the current generation now living life going into the future? And that's what I have to add to that. Yes, I'm a little bit agree with you, but not at all, because we have the agenda 2063 for Africa. It's the first before the United Nations, but people don't know that. We have the many things we have issued by the African Union, European Union, and United Nations, UNESCO, for the African people and the Afro-descendants. I belong to the sixth area of Africa, and my children doesn't take care about slavery, doesn't take care about abolition, doesn't take care about colonization, and me too, because I'm not born in this cycle. So what about the new generation? They are talking about technology, artificial IE, about capital, direct foreign investment, and entrepreneurships. So if we don't structure them about that, we don't transfer them the skills, we are not TikTok. Our culture is not on TikTok. Our culture is not about the storytelling. So we have to forget them the tradition. We have to take something else, but we don't do let like this. It's not acceptable. For me, it's not acceptable. I don't know if I'm allowed to intervene here. Sorry, who is speaking? I think
Carlos, you're muted, and then we've got CJ. Yeah, I'm saying, I'm just trying to say to Mireille, I agree with her because we have to look into the future. But we, of course, we both agree. We all agree. I think we have to know where we're coming from. So I agree with I agree with Kujanga. I agree with Kujanga to say that we have to tell a story. I think we have to use those tools to let people know who we are, because they prided us for so many years. So we have excellent now extraordinary tool, which is the internet, the social media, and this is with a single touch we can reach millions and thousands of people. So we have to take use of this. And I agree with you, Mireille, when you say our kids now are talking about entrepreneurship, about IT, about artificial intelligence. This is fantastic. It's extraordinary, but they have to know also our story. They have to know how the way their fathers, their grandfathers did to arrive for now in the future. They can talk easily with a Canadian kid, with an Asian kid, with an American kid, with another African kid, to know for them easily how they arrive to that path, to that way they can do speakly with the future, because now they have the tools, but they didn't have that in the past. So it was a way. So you have to know how we arrive to that path, to the point that we are today, which is excellent. And our kids will do in like this in the future better than we did in the past. So it's a mix, it's a in between in the both. So it's very important. I always tell my three kids, they have to know their story, where they came from, where they Cabo Verde. They have to speak Creole. They have to know the story of their father. And even I have one mixed kid, so biracial kid. So you see, he's 5, 6, almost 6 years old. So he have to speak Portuguese, but of course he has to know and speak Creole. He has to know where is Cabo Verde. He has to speak, if he goes, for instance, to another country, and they say, where you are from? Well, you mix, okay, where you're from? Portugal and Cabo Verde. Of course, he speaks Portuguese, but do you know how to speak Creole? No, this is for me, this is no. So only one thing I have to rephrase is fantastic that our kids look for the future, but we have to know our story. And another way it won't be possible, because our melanin speaks for itself. So not much to say. Thank you. Thank you so much, Carlos. Some really, really good points. We are very conscious of time, so I know we've got loads of hands up. So I'm gonna allow one more speaker, CJ, and then we're gonna move on to the last couple of questions. And then we're gonna summarize and see what our listeners are saying, if anyone's got any questions, and we're gonna round up because it's been an amazing 2.5 hours and we've got 30 minutes left. So go ahead. Your mic is very, very low, CJ. Can you try and resolve that issue? Okay, can you hear me better now? Carry on. Yeah, just a few points to highlight some of the issues which were raised by Kay, Kujenga, and by Carlos. I personally believe that with what the continent went through since the beginning of time, that will include your slavery, colonization, we somehow on that process all along the way lost a bit of our own purpose, because what you have been doing for many centuries now is just to try to catch up. There was slavery, and we have been catching up on solving and asking for reparation and all of that. Then came colonization, and then since then we have been catching up and trying to catch up, asking for colonization, for reparation and all of that. Today we're talking about development, but what is our own idea of development? Is it based on the Western approach of development? When in some countries we talk about developing our city, they talk about high-rise building because they want Africa to look like Europe, to look like the US. So the same applies to technology. Mireille was saying earlier about TikTok, about the technology, about all those issues. Not
maybe taking into consideration the benefit of all those tools for our own culture. Because at the end of the day, it's not about having access to those culture, it's about the impact that technology and all those other issues, which are which are in the Western agenda, will bring us benefit to our own country. What will artificial intelligence bring to the development of our community? So we need to be very careful and not keep out of our minds that we are a continent, we are our own culture. We used to have, or we still have our own agenda, and we still have our own goals to achieve. Is it good to close the gap of development between Africa and the rest of the world? But at the same time, while doing that, we need to keep in mind and to keep into consideration our own goals and our own achievement. Otherwise, we're going to have all these tools which are used here and there and which are not bringing any tangible impact in our communities. So for me, that came back again to the culture. We are being used to the Western culture, to the European culture, that today we forgot that we all got our own values, where we have our children who prefer to hear stories about other culture. Because if my child has to make the choice between Kirikou and the story of Snow White it's a Western culture. Kirikou, it's an African culture. The value that we are trying to promote, to perpetuate through our own tales and small story may not be the same than the one those who created the tale of Snow White were trying to pass into their own children. So let's welcome technology and all those very modern things in our life, but let's not forget that we are a continent with its own goal, with its own culture, with its own achievement to be made, and that should not be taken out of the picture. That was my additional take on that. Thank you so much, CJ. We are going to allow someone else just 2 minutes, because what's happening in the background is this, yeah? I've got someone sweet talking me to give them 2 more minutes, right? I know you were next, Osvaldo. You didn't sweet talk me enough. Jeff has sweet talked me and I'm allowing him 2 minutes. And then I have a question for you, Osvaldo. So just bear with me. Jeff, 2 minutes. Otherwise, I'm going to mute you if you get past 2 minutes. We're really short on time now. No, thank you. Thank you so much, Melissa. I will keep my promise. I want to agree with Mireille when she was saying that Africa is the cradle of humanity, which is a very, very deep statement. But now my question is, how many people knows how much Africa costs? And I'm ready to give $1 million US if somebody come up to me before the show and tell me how much Africa costs. And the reason why I'm saying this one is because if you don't know even yourself how much you cost, how are you going to survive? You know, so that's very important. And this is the basis. You know, I was talking like 3 years ago, 3 hours ago, I was talking to a young lady and I asked her how much it costs. And she responded by, I'm not an item. I say, think again. So this is what I really want to say, and I hope that I made less than 2 minutes, Melissa. Yes, you did, and you left us with a cliffhanger. I'm not an item. How much does it cost? That was definitely a cliffhanger. Go on, Mireille. I would like to complete with one sentence. For African people, the African culture is promoted by storytelling. But for the person from the Occident, they use our culture for economic. So that's not normal. Thank you. Thank you so much, Queen. Right, so we're now going to get to the solutions. But before we get to the solutions, I'm going to just read a couple of quotes from those watching on Facebook. So we've got the lovely Lorna saying, expressing our emotions, male or female, is powerful, and it's an opportunity to connect with self, with a higher power, with God, right? It's an opportunity for us to renew ourselves into the people that we were born to be, which is love, which is peace, which is compassion, and all the good stuff. And another comment that Lorna made was, some people see that men crying is a sign of weakness,
but it's actually a sign of strength. So I just wanted to add those things. So I've kind of got a question, but also now we're going to look at solutions, right? Because we've had people listening, we've had loads of debates going backwards and forwards. And every time we do things like this, the idea behind is to have real discussions. And I want to appreciate everybody on this platform for doing so and being so open, vulnerable, and, you know, sharing stories, because every single story that we have has led us to our victory where we are now, right? So now we have the opportunity to share what it is that once could have broken us, but now it's actually our breakthrough. So I call it breakdown to breakthrough. And the other day I had a quote from the Bible, a reading from the Bible that said, God shows us suffering so that he can save us, right? We must go through a tough period in our lives in order to say, okay, right, I went through this, what lessons did I learn and how can I improve? So this is the next question I'm going to ask with solutions is, and this is the rules, guys. If you've got the solution, raise your hand so we can allow everybody to speak. Osvaldo is obviously first. You have no idea what question I'm going to ask you, Osvaldo. Kay is next. There's no question. Who wants to put their hands up? It looks like it's the highest bidder here. Put your hands up if you're going to answer this question before you even know what question is coming up. Look at this. Look, it's moving up. Anyone else? Carlos is on the sideline. He's thinking, okay, Jeff. Are we going? Who's going? Come on, Lino, you've been very quiet, Lino. We don't like this quietness. He's observing, he's got so much to say. Right, so the next question is, you're all successful men in your own right. Some of you have families, whether you're married or you have children, whatever that is. How do you define success, right? What does success mean to you? And are you still able to be present for your family in order to teach them and to help them and to support them, whether that be your wife, your partner, your children? So 2 questions. How do you define success? And are you able to be a present family man while still building your kingdom, your empire? And also, do you think you have to sacrifice certain things in order to get to that level of success? Osvaldo? See, you had no idea what question I was going to ask, but you guys were brave enough. And that's what I like about this platform. Everybody's just been brave enough to just be real and be raw. So we definitely need a part 2 to this. So go ahead, Osvaldo. I define success. I hope get the right question, answer for that. For me, is you know, self-love, happiness, in control of my health, my well-being, happy with the time, managing my own time, not allowing others to manage my time, in order to spend the quality time with the loved ones. That's for me success. Money is just a consequence of what we do, and I don't actually relate success with money. I actually relate happiness, self-control, be able to control your own time, success. Yeah, I'm going to allow others to answer to that as well. And the other question was, do you believe you have to sacrifice certain things in order to be a present father or present partner? You can answer or someone else can. I can answer that. I'm a father, so yeah, it's sacrifice. I don't see sacrifice is needed when you go and make things happen. You know, sacrifice is a showing of the feelings, the love that you have for the ones you sacrifice for. But I don't see it as sacrifice. I see it as a responsibility, as a need to do things sometimes in order to see your family, your loved ones well, you know. Giving time, serving the ones we love, I won't see it as sacrifice. I don't put it that way. I only put it that it is a need to do things for the ones we love, and do it in the best way you can. Thank you. So that was one of the solutions that we can resume, which is
loving yourself, obviously, and being together with your family in terms of a unit and seeing success as happiness, as joy, and doing whatever you need to do to make sure you've got those tools, right? Is that how you would summarize it, Osvaldo? You put it in the right way. So. Thank you. Kay, you're next. Okay. I define success as the ability of you being able to know yourself and know exactly what you want from yourself, from life and the people around it, and actually seeing what you want, actually manifest in life, Like Osvaldo said, it's not really about money. Money is the consequence of it. It's you saying, I want to change my community by starting a certain company with a certain talent and seeing that talent turn into a successful company that affects your community, that's success. Or seeing your children, raise up in the way you've always wanted them, or they even turn out to be even much better. So really success, I think for me, is you just knowing who you are, what you want from life, and really seeing those things that you desire really manifesting, not only for yourself, but for the people also around you to enjoy those blessings and those gifts. And to answer your question, your second question about, are there any sacrifices you would make, I think for me, I'm not a father. I've never been married. And that also comes from also consequences, because I know I had an opportunity to actually get engaged, and me being an entrepreneur trying to build the kingdom actually became an issue, as in, okay, you might not provide the future that I want for me, and obviously that did not work out. So obviously you do get so-called sacrifices, but I don't really see them as sacrifices, as Osvaldo said them. I think as trade-offs, when you decide that you are going to go to gym, 2 hours in 3 times a week, you're not sacrificing anything. You're just trading off to say, I could have been doing another thing with those 2 hours. I'm just choosing to do somewhere else. So it really boils down to what you want yourself as a man. Some men have found total fulfillment in being fathers, and they're fine with that. Others have found fulfillment in being husbands. Others are fine taking care of their nieces and nephews like I do. I don't have kids, but I've got a lot of my friends and family who have children who I see as my own, So it's really, like I said, it boils down to really knowing what you want and asking yourself, what are the trade-offs I need to make for that? And picking the ones you can live with, There's no right way to doing anything in life. It's merely just the one that's right for yourself. Amazing. Thank you. Love, love, love that. We're going to wrap it up really quickly now. So CJ? Yeah, coincidentally, I was reading an African wisdom in French yesterday, which can translate into, if your success doesn't allow you to impact your community, it means that you are the poorest man in the village. And that for me was very powerful. And that is my approach in business. I think success in Africa should be translated into the impact of your personal success in the change that you can bring in your community, in your family, in your country, in your city, and it expands until you impact the world. That for me, what success in Africa should be. We should be competing to become the richest man in the world when we live surrounded by poverty, by people with challenges, by people who are having financial difficulty, people who are starving, and all of that. So I think for me, that is the real sense of success. To be successful in your own right, and to translate that success into change in your community. When it comes to sacrifices, for me, it's the other way around. I love working in teams. And for me, part of the success in a business project will also come from putting together the right team and make that team to work together around one goal. So I don't think that we should be caring more about the sacrifices that we can make to succeed. We should rather focus on putting together all our efforts
and shedding the loads, taking into consideration our joint effort to achieve whatever we need to achieve in life. So it's more about coming together, being united around one goal. That is, for me, how we're going to bring our own business and the continent and the world forward. Thank you so much. And we have this saying in APSC our team, which is collective performance, working together, collaborating. And for me and for our team has been the major turn in our businesses. Collectively working together, that's key. So can I have Carlos next? Yep. My definition of success is to accept your flaws and at least try to improve them. And as a human being, and knowing that you're part of society, you don't live by yourself, so you're trying to improve yourself better day after day, as a man, as a friend, as a husband, as a father, as a colleague. So this is one of my definition of success. The other one is on a professional level, is to love what you do. You have to have passion and love what you do. And I consider myself successful because I do what I love and I get paid for it. Not as I would like to, but I get paid for it. So at least it is enough to pay my bills and live on. So I consider myself as a very, not very, but a successful man. Coming back to your second question, well, of course, you have some kind of collateral damage, because now I'm in between Lisbon and Praia, Cabo Verde, so I don't spend time with my family as I would love to. So that's one of the kind of sacrifices that we have to do. But I'm doing this for them, and of course for me. I'm not being so that I also do it mostly for them, to leave them when they remember their fathers, like a man that has done something for them and at least for the society. And now I'm feeling very successful and very it's pushing, because I know I'm doing something for Cabo Verde, something for Africa, and something for humanity. This gives me a strength to wake up every single day and successful. And hopefully I will make it. Amazing. Thank you so much for that summary. It's amazing. Jeff? Yes, thank you, Anissa. I want to say something to Carlos. Thank you, man, for sending the emotions, because while you were talking, I was watching your eyes and you were almost crying, which is absolutely fantastic, man. And I think I'm going to cry also with my statement. But, you know, I just want to say I remember my father, because I was talking, I remember my father who passed away 1 year ago. So, all right. So my definition of success is just attitude. You know, your attitude to do the right things, your attitude to know yourself, your attitude to even acknowledge who you are. You know, the attitude to know that, hey, colonization is past. We have to move forward. And I heard the other guys talking about loving what you do. Yes, you got to love what you do, and you got to love every day what you do. And regarding the building and sacrifice the family, well, as depend of your what I call the life roadmap. Everybody should have the life roadmap of himself. You know, your purpose, your goal, your vision, and that way you know the priority. You know that you cannot just work 24 hours a day and you don't even say hi to your kids. You don't even kiss your wife. You know, so that's pretty much for me. The sacrifice is really knowing and being conscious about what you want to impact in the future. Thank you so much, guys. Love you. Thank you so much, Jeff, and thank you for acknowledging Carlos' emotion, because this is what this platform is about. Real issues, real situations, and a lot of it boils down to we just want to make our family proud, you know, because our parents have made us proud in some way or another, and we just want to pass that on in the best way possible. So thank you so much. And we've got Trikochi. Sorry if I've said your name incorrectly. Okay, no, it's Trikosh. Trikosh. Yeah. Okay, thank you. I would like to say that
uh, success, as far as I'm concerned, is about doing what God has created us to do on earth. And that's, Amen. for me personally. I don't know about other guys, but for me, it's very important to understand that we are here on earth on assignment, and God somehow, our creator, if you prefer that, has sent us on earth to do meaningful things. And in this regard, I think it's like he already has a plan for us to achieve here on earth. And we do not just appear on earth and then start to ask ourselves, okay, oh, guys, what am I going to do on earth? What am I going to do with my life? I don't think uh, I don't think so. On the same way, when we have children, when they are young, we start planning their lives. I think also that God has a plan for us, and it's up to us to seek that plan. And when we discover that plan, and we start doing what he has planned for us, I think then we can talk about success. We can talk about being successful. We can talk about achieving our goals and main goal for our existence on earth. Okay. Next question is, I would say that success is a whole thing. Okay. And if uh, my success, or what I call success, would mean that I have to sacrifice my family, I think we're no longer talking about success, because I think we have today, we have to understand things uh, uh, and to understand that there are values we cannot joke with. The society we're living in today is suffering from many problems, because at a point, uh, the fact that we have to become success persons uh, 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 on this way, we forget about main things, main values. And one of these main values is family. And what we see today, and we're not happy about what is happening in society, young people doing bad things on TikTok and other social platforms, is somehow the result of the fact that running after our success, we have forgotten about main important things, and one of these is family. Success does not mean that we have to sacrifice our family. Success is a whole thing, and our personal life, our professional life, our vision and mission on earth, and also our family is part of it, and we do not have to forget about it. It's just about planning. I know that at the time we will not be there all the time. That's normal, okay? But we should not take it out of the definition of a term success. Thank you very much. Thank you so much. And I think I wanted to add a little bit more as well, is that it's that level of knowing that we are enough. And I think, Trikoshi, you need to stop saying that men want to be on top and they need to be on top, and just accepting that where you are is good enough. So we're gonna have Lino wrap up for 1 minute, and I need a few minutes just to summarize everything, just to wrap up some of the issues we've raised and some of the solutions going forward. So go ahead, Lino. Yes, just to talk about success for me is we can measure when we see positively what we've done for our community or with the people who are around us, because you have success, in my point of view, when you are able to positively touch and to change lives around you and for everywhere you pass. That's success. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. So I've got the most amazing role, which is summarizing everything that we've spoken about. And I've been taking notes, right? So we started off with quite a few heated discussions, right? A few heated discussions where ego took over. So I decided that the first problem was the ego, right? And what Tukoshi said, which was men being on top, right? That is a problem. So I'm going to address all the problems, and then we're going to address all the solutions.
Another one was foundation, the foundation not being taught, which I believe was by what Osvaldo said. We're not having the right foundations in order for us to grow into true kings, into true queens. And as we're addressing men here, is men not having the right foundation, the role model, right? And it's also because from before, their parents were also not taught the right foundation. It just got passed on. Another problem was that the world is outdated. We don't challenge the status quo. We get stuck and suffer mentally. Yeah. And this is why we have to address the status quo and not believe in what society's expectations of a role of a man or a role of a woman is. Because there's still a lot of expectations on a man to be the provider, to be the protector, to be the breadwinner, to put the money on the table, right? And colonization as well in culture, globalization. Broken families, which are continuing to pass on their brokenness to their children, and so on and so on. So we've got a few more problems, which was men react rather than reflect and work on solutions. They work with, sorry, this was another solution. And for men to stop competing against one another. And also that we don't have the necessary tools in Africa, and the necessary tools are love, compassion, empathy, and support. We also have the fear, men also have the fear of showing weakness and showing vulnerability. And then there's that need for perfectionism, that I've got to be a certain way and I've got to be perfect before I receive a wife or before I have a child. You know, all those things. And again, one issue that was also addressed was relationship with the mother may affect how they give or receive love to another. Isolation, not accepting our own weaknesses was another problem that you gentlemen raised. And oppressing your emotions. Yeah? So now we've got the solutions. Can somebody mute your mics, please? So now we've got the solutions, right? The solution is support your queens. The solution is mindset and mental health, programming and working on your limiting beliefs, which we all have them and continues to work on them daily. Family is the foundation. Women are more responsible and they're leveling up, right? And not acknowledging that we are leveling up. And it takes a village to raise a child. Men need to reflect and work together to solve issues on mental health. They need to create brotherhood, just like we women create sisterhood. Osvaldo mentioned we need to invest in our infrastructure, our social structure, especially for men, because then you can pass that on to your young gentlemen. COVID has increased the rise for everyone, especially suicide amongst men. By creating these hubs of brotherhood, you can address those issues, reducing the risk and the high levels of suicide that has affected our men. Being authentic selves as we are beautifully and unique. Men need to talk more, was something that Jeff said. Accept your flaws was said by, I believe was Carlos, said we have to accept our flaws and accept ourselves as we are. We need to build collaborations, partnerships, and unity. First, we need to show love. No, first we need to care and show love was what Kay said. And innovation should be in our DNA. Somebody wrote that down. I love that. And what we need to also ask ourselves, which Carlos said, I believe, was what will others say about me when I'm gone? What legacy do I want to leave behind? And that's important. And I wanted to just write down a few more things that was actually said before we finalize. Know yourself, what you desire, and how you wish to manifest it and what will happen. Having a clear plan, right? So working on yourselves. And I wanted to share a couple of quotes. Madam C.J. Walker once said, we need to show the world that we care, not only about ourselves, but we care about others. We were born with only one mission, to love unconditionally with love and passion. And the last quote was from Nelson Mandela. He said, if people can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than the opposite.
And our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. And by coming together as we are now in these conversations, in everything that we do, we are coming together to share our breakdowns to our breakthroughs, because it's going to lead our next generation into change. I want to say thank you to all my moderators. You queens held it down. And I want to say thank you for Venetia for this amazing opportunity. And kings, I'm going to crown you all kings, because every single one of you has been real, has been raw, has raised every single issue. Yeah, I didn't see any sweats on your head. I just saw everyone just willing to share. So we definitely need to have a part 2. I just want to bid you all an amazing weekend. And with now, in an hour's time, we've got the French debate as well. That's going to be interesting. I need to learn French. So thank you so much, everyone. Have a great evening. And yeah, I can honestly say that we killed it, guys. Yeah, we killed it. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. And I think we raised the bar for the French panel. Oh, yes. Now the Yes, we community, there did. you go. Yes, Now we we're on did. top. We're on Yeah, top. no. Thank you, Lisa. Let's see. Thank you, Let's guys. see. So, Thank you very Goodbye, much. Really everybody. appreciate it. Thank you very much. Thank you very much. and I Have a want good to say weekend. thank Ciao. you for all of our listeners who've been bringing in their comments, their questions. Please share this. Please share this on your platform. You'll stay here. It can be shared among your loved ones, among people that you need to hear this lesson, because there's still a lot of people isolating. And just by hearing these reality and these real stories, it will enable them to also seek support and be able to change with the solutions we've provided. So thank you so much, everybody. That's true. Thank you so much, Noisa. Okay. Bye. Thank you. Yeah. Have a nice Bye. evening. Bye. Thank you. Cheers. Bye. Pamela. Pamela. She can't hear. Okay. Déjà important souligner, Stéphanie, c'est que
les gens parlent du sujet. Donc, c'est déjà bien qu'il y ait un débat autour de ça. Et un autre facteur, c'est le fait qu'un homme puisse accepter que la femme soit égale. Moi, je trouve que c'est intéressant aussi. Autre chose qui attire mon attention, Stéphanie, c'est parce que les arguments avancés par les femmes qui admettent que l'homme est supérieur, c'est des arguments tirés de la Bible. Vous avez vu ça aussi? Il y a peut-être un travail à faire justement au niveau des églises, puisque j'avais été frappée après le tremblement de terre lorsque une petite fille interviewée sur cette catastrophe avait dit que c'était une punition divine. Donc là, on se rend compte que ce soit pour l'égalité des genres ou pour ce qui peut arriver de façon catastrophique, on invoque encore la divinité. La divinité. Il faut qu'il y ait des explications scientifiques à certaines réalités différentes. Mais il faut se souligner, Stéphanie, que malgré les efforts constatés, par exemple, que l'homme puisse parler de ce sujet, qu'un débat puisse être lancé sur la chose, l'homme garde une supériorité. Parfois, c'est par tradition. On a pu constater ça ici en Haïti. Moi, je trouve qu'il faut un petit peu pousser la question. Ah ben alors justement, on va poser la question à quelqu'un qui effectivement sera sûrement pas d'accord avec les propos qu'on a entendus. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Marie-Laurence Josselin-Lassègue, ancienne ministre à la condition féminine. Elle est aujourd'hui directrice de programme en Haïti de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale. Elle s'est toujours impliquée dans le travail de renforcement des politiques publiques du pays, en promouvant notamment la bonne gouvernance et surtout la mise en place de politiques d'égalité des sexes. On parle d'égalité de genre, on a parlé de tradition, position familiale, professionnelle des femmes, vulnérabilité et tout. C'est donc la question qu'on va essayer de poser à notre invitée Marie-Laurence Josselin-Lassègue. Bonjour. Bonjour Marie-Laurence. Bonjour Leclerc, bonjour Stéphanie. Un plaisir de vous avoir, Marie-Laurence. On sait que vous avez été ministre à la condition féminine 2 fois, 2006-2009, et vous avez travaillé avec le Parlement, notamment sur l'adoption de la loi sur la paternité responsable. Aujourd'hui, j'aimerais vous demander, Marie-Laurence, pourquoi est-ce que cette loi est importante? Cette loi est importante dans la mesure où nous avons des enfants qui naissaient un petit peu partout, et ces enfants avaient une maman et n'avaient pas de père. Et cette loi permet aujourd'hui, d'ailleurs cette loi s'intitule la loi sur la paternité et la maternité responsable. Okay. Tel est le libellé précis de la loi. C'est une loi qui permet à chaque enfant qui naît sur le territoire haïtien ou ailleurs, de père, de mère haïtienne, d'avoir une maman, un papa. C'est une loi qui permet à un homme et à une femme de réfléchir avant d'avoir un enfant, de comprendre que c'est une responsabilité, que c'est un choix de vie qu'il faut pour cela avoir une vision, savoir où l'on veut aller, où veut-on amener cet enfant, ces enfants. Et pour cela, il faut un papa et une maman qui s'en occupent d'abord et avant tout, qui donnent de l'affection, qui aiment cet enfant et qui puissent l'emmener à l'école, qui puissent autant que possible lui donner des loisirs. Donc, il faut réfléchir avant d'avoir un enfant. Donc, c'est ce que permet cette loi. Mais 4 ans après la publication de cette loi, quels sont les résultats? Qu'est-ce qui a permis de changer? D'abord, quand même, une grande évolution au niveau des mentalités, parce que les hommes savent maintenant que lorsque ils décident d'avoir un enfant avec une femme, ils seront obligés, ils devront reconnaître cet enfant. C'est-à-dire, l'enfant portera leur nom, ils les emmèneront, ils donneront l'éducation à cet enfant. Parce que vous savez, moi je n'oublierai jamais, lorsque j'ai présenté cette loi au Sénat de la République, l'intervention du sénateur André Richer, qui me disait que chaque matin, il voyait son père amener ses frères et sœurs à l'école. Mais
il n'avait pas le droit de parler ni à son père, ni à son géniteur, encore moins à ses frères et sœurs. Absolument. C'est un témoignage extrêmement bouleversant du sénateur Richer. Et c'est la situation de beaucoup d'hommes et de femmes dans notre pays. J'ai eu beaucoup de témoignages. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Pour les montrer, par exemple, aujourd'hui, un homme, un géniteur qui ne prend pas ses responsabilités, que peut faire la femme? La femme va au tribunal et porte plainte pour que cet homme puisse assumer ses responsabilités. C'est-à-dire, elles le font dans la réalité? Il y en a qui le font, il y en a qui le font de plus en plus. Mais ce qui est intéressant, Stéphanie, c'est que les gens, comme on parlera tout à l'heure de ce que j'ai vu dans les coulisses, le reportage qui passait, ce qui est intéressant, c'est l'évolution au niveau des mentalités déjà. Et là, vous sentez qu'il y a eu une évolution. On sent qu'il y a. On a donné un pouvoir à la femme, finalement, celui de se rebeller contre. Un pouvoir. Il s'agit d'un droit. Oui. On lui a redonné le pouvoir de bénéficier de ce droit. Tout à fait. C'est légitime. Et je crois que si on donne un pouvoir à quelqu'un, c'est à l'enfant. Le pouvoir de recevoir de l'affection, le pouvoir d'aller à l'école, comme ses frères et sœurs éventuellement. On pourrait se dire que cette loi n'est pas obligatoirement celle qui va amener à l'enfant le droit d'avoir de l'affection, malheureusement. Est-ce que ces pères deviennent des pères, ceux qui sont... Oui, mais ils sont obligés de faire quelque chose. Oui, mais ils réfléchissent, c'est-à-dire que maintenant, les gens réfléchissent, c'est ça. Ils ont une responsabilité. Est-ce que je vais assumer cette responsabilité lorsque je sais que je devrais reconnaître l'enfant, je devrais lui donner mon nom, je devrais lui donner, je le verrai. On connaît cette chanson de Richie, qui, je crois que c'est Madame Mariée, où Richie dit, fais parler un enfant, je n'ai pas demandé à venir au monde, donc j'aimerais avoir la possibilité de voir mon papa. Je n'ai pas demandé à venir au monde, je voudrais pouvoir aller à l'école. C'est de cela qu'il s'agit. Madame Lassec, rendre cette loi plus efficace, quelles sont donc les actions à poser? Plus de sensibilisation, justement, au niveau des écoles, déjà, parce qu'en seconde, en première, en terminale, dire déjà aux adolescents, faites attention, dans quelques années, lorsque vous aurez terminé vos études, vous serez un jour père, si c'est votre choix. Faites attention aux grossesses précoces, parce que vous avez des enfants alors que vous n'avez même pas terminé l'école. Donc là, c'est carrément un facteur d'inégalité. C'est-à-dire qu'effectivement, elles vont arrêter l'école. Pour les filles, et les garçons devront assumer. Donc, la sensibilisation, déjà, au niveau des écoles, au niveau des églises. Il y a des écoles qui le font parce que certaines associations vont dans les écoles et certains chanteurs, de plus en plus de chanteurs, de chanteuses ont des partenariats avec des institutions intéressées dans le domaine et vont dans les écoles pour parler aux jeunes. Parce que ce sont ces adolescents, ces adolescentes, les futurs adultes de notre société. Alors justement, vous avez beaucoup plaidé pour l'introduction de ce quota de 30% de femmes, au moins dans les représentations dans l'État, dans le gouvernement, dans toutes les institutions. Quel impact cela a eu sur la vie politique ou la vie institutionnelle? Bon, d'abord, saluer le travail des anciennes féministes, hein, puisque maintenant, la relève est assurée, et tant mieux. C'est l'occasion aussi de leur dire bravo, de reprendre le flambeau. Donc toutes les féministes ont fait un plaidoyer.
je peux dire, hein, ça, il s'agit d'histoire, je n'ai pas seulement plaidé, c'est moi qui ai élaboré le paragraphe sur le quota et qui l'ai fait mettre. Un jour, peut-être, on racontera cette histoire parce que au moment de faire passer ce document qu'il fallait signer, le paragraphe sur le quota était dans le document. Il n'y a que 30% de quota. Et le lendemain, quand on nous a fait passer cette constitution amendée, tout le monde a signé. Et moi, comme ça, je voulais jouir de ce paragraphe. Il n'y était plus. Oh, ah oui. Donc, j'ai dû me battre. Je vais vous dire, je me suis mise à pleurer comme une petite fille quand j'étais sidérée. Et j'ai dit au président, de toute façon, si on ne met pas ce paragraphe, je vais sur le parvis du palais, là, pour qu'elle est enrouée. C'est dans la Constitution. C'est passé dans l'amendement de 2011. Absolument. Et sauf que, qu'est-ce qu'on dit? Victoire dans les cartels de mairie, puisque nous avons au moins une femme dans tous les cartels de mairie, dans les CASEC, etc. Donc, c'est déjà important. Maintenant, la loi électorale n'a pas permis des mécanismes pour que cela se fasse au niveau du Parlement haïtien. Et c'est là où les organisations de femmes, cette relève, est en train de travailler sur les mécanismes qu'il faut pour que nous n'ayons pas la situation qui est celle d'Haïti aujourd'hui, à savoir seulement 3 femmes à la Chambre basse et 1 au Sénat de la République. Madame Lassaigne, certains vous diront que est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau de cette loi, puisque c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des femmes dans les institutions et tout, mais il faut aussi qu'il y ait des femmes qualifiées. Maintenant, imposer un quota, est-ce que ce n'est pas demander peut-être à ces cartels d'accepter une femme qui ne soit pas qualifiée? Je suis vraiment stupéfaite. Vous, un spécialiste des questions de gouvernance, là, je pose des questions de ce qui est dit. Hein, de la classe A. Ah oui, j'ai bien compris la question. J'ai bien compris la question. Certains diront. Parce que je n'ai jamais entendu ce genre de choses lorsqu'il s'agit des hommes. Je n'ai jamais entendu cela. Quelle est leur compétence? Pour faire partie des 70%. Je n'ai jamais entendu dire que pour être député ou sénateur, il fallait un bac plus 3 ou un bac plus 4. Je n'ai jamais entendu dire, comme c'est le cas dans d'autres pays, pour être... Moi, je me souviens, quand j'ai voulu aller au Sénat en 2000, j'avais été ministre déjà 2 fois, j'avais été secrétaire général du conseil électoral, j'ai fait un conseil de famille pour m'assurer que tout le monde pensait que j'avais les compétences requises. Je n'ai jamais entendu. Et si vous regardez le Sénat de nombreux pays du sud, du Sénégal, Bolivie ou du nord comme la France, ce sont des gens qui ont au moins 50 ans. Regardez l'âge des sénateurs. Est-ce que, comme partout dans le monde, la femme n'a pas à faire 2 fois plus que l'homme pour prouver qu'elle est capable? Oui, mais il ne faut pas dire est-ce que ces femmes sont qualifiées? D'autant plus, et ça aussi, vous le savez, qu'en général, les candidates ont la possibilité d'avoir beaucoup de formations en amont, avant la campagne électorale, pendant la campagne électorale et pendant qu'elles sont au Parlement. Il y a même de la formation à la carte. Donc, la question de compétence, excusez-moi, et j'irai plus loin. Si les hommes qui sont au pouvoir, qui ont été au pouvoir, étaient si brillants, M. Garot, Haïti serait-il dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui? Excusez-moi, quand même. Alors, pour faire une transition, on va écouter un peu de musique et justement une chanson dans laquelle toutes ces femmes que vous avez signalées, en tout cas toutes celles qui ont travaillé à se plaidoyer ou celles qui font entendre la voix des femmes, sont citées. On va écouter quoi? Réel Noir toujours fait écho?
Non, je crois pas. C'était un hommage à... Elle essaie de se rattraper, et c'est bien ce qu'il fait en rendant hommage aux femmes qui sont décédées lors du tremblement de terre. C'est cette chanson. Mais je pense que vous avez le texte, j'ai écrit le texte et Jean-Jean Rosette la musique, mais je pense que c'est autre chose. Alors, ça donne un désir qu'on va écouter. Il a voulu se racheter. Bravo, Luclaire. Donc, Luclaire, on écoute quoi? Peut-être désir, femme diam. Femme diam. La commande moi dit parler, ouais c'est barrière oui nous mettez, entre femme et garçon pas exister, sans nous pour prétendre pour moi parler, nous c'est bibel pièce dans collection la vie, nous c'est espérance là tout espoir perdu, nous c'est l'élément qui attire le bonheur. C'est comme ça, moi, toute femme qui sous la terre. Nous, c'est femme bien quoi. Moi, c'est femme qui porte bel message. Nous, c'est vos amours à crier mon temps. Nous, c'est vos amours à crier mon temps. Nous, c'est femme, et les coups flammes. C'est nous qui beauté la terre, la peine en la guerre. Jardin qui donne sagesse, l'eau dans des airs. Nous, c'est femme qui jump, qui compte ça nous haut. Ça m'a dit là, c'est pas parole. Nous c'est comme qui jump, oui, nous c'est comme qui jump. Si nous mettons les mains dans les pions, ça va. Nous c'est vos amours à crier mon nom. Nous c'est vos amours à crier mon nom. Et les coups Forme son force qui la nature a toujours besoin. Yo médicament pour malade, yo prend soin. Yo vin balai dans fin noir pour que les chimères les bagues bois peine, c'est gaz, ou charbon humain. Tout ça qui existe, c'est l'essentiel pour manger à gué pour nous. C'est qu'une selle, sous la bande, nous payons, ouais, c'est essentiel. Nous créatifs sur la terre, c'est nous qui vivons. Ouais, c'est ça fait demander respect. Ouais, nous parlons pour les ouais, nous apprenons l'intégration. L'intégration pour poser les sanctions. Ouais, c'est ça fait demander respect. Ouais, nous parlons pour les ouais, nous apprenons l'intimidation. L'intégration pour poser les sanctions. Comme l'Asie, comme l'Amérique, comme l'Europe, comme l'océan, comme l'Afrique, comme Gazal, comme Waname, comme la Guyane, comme Pont-de-Paix, comme Jacmel, c'est Raphaël. L'émission Telle est la question, présentée par l'Union européenne, est en rediffusion mercredi à 9h PM.
Nous sommes dans l'émission Telle est la question consacrée aujourd'hui à l'égalité homme-femme en Haïti. Avec nous, Marie-Laurent Josselin-Seg. On vient de visionner une vidéo, c'est un plaisir. Femme Jam, justement. Vous avez raison, la cité de nom, oui. Et là, on pense Marie-Laurent qu'il nous faut ce genre de sujet, ce genre de musique pour continuer la sensibilisation. Tout à fait, elle rend hommage à des femmes qui sont là. Et c'est intéressant parce que c'est très diversifié, des femmes de tous les secteurs, parce que elle rend hommage aussi à d'autres qui ne sont plus avec nous. C'est important, vous savez, parce que souvent, si nous ne parlons pas de nous, ce ne sont pas les autres qui le feront. Et c'est bien que ce soit une jeune comme Nettie, comme Renette, qui le fasse, comme d'autres, hein, il faut le dire. Il y a de plus en plus des jeunes artistes qui mettent la femme et qui prônent aussi cette visibilité. Cette visibilité, cette égalité homme-femme. Ça joue un rôle important, vous pensez, dans la sensibilisation? Oui, ça joue un rôle important, même par rapport à l'utilisation du corps des femmes. Dans le domaine artistique, culturel, parce que lorsque de jeunes garçons ou des jeunes femmes parlent comme ça de ce que font les femmes dans différents secteurs, elles rappellent aussi qu'il faut respecter le corps des femmes dans la chanson, dans les chorégraphies, même si les télévisions nous offrent souvent des vidéoclips où l'on a vraiment l'impression que nous sommes des choses. Et ce qui est terrible, vous avez dû faire le même constat que moi, plus on déshabille les femmes, plus l'homme qui chante est habillé avec sa veste, son 3 pièces, oui, alors que les femmes ont quasiment un tanga et il y a un effort à faire à ce niveau-là. Oui, il y a un effort à faire à ce niveau-là, au niveau de l'éducation, mais au niveau aussi du sens de responsabilité, parce que beaucoup de chanteurs le savent maintenant. Ils le font quand même, parce que souvent, les jeunes filles qui font des chorégraphies, on les paye après, et elles ont besoin d'argent pour payer l'école. Elles ont besoin d'argent pour aider la famille. Très souvent, elles sont payées. Donc, c'est un travail. Donc, alors, on n'est pas seul, heureusement, dans cette bataille, puisque finalement, on se rend compte qu'elle est universelle et mondiale, qui n'est pas objet. Et nous, on va passer sur un sujet, peut-être, elles sont plus visibles, en tout cas, elles ont une voix plus positive ou plus impactante dans la musique. Et elles sont aussi parfois plus présentes dans la vie locale. Alors, on va vous présenter une initiative intéressante, cette démarche exploratoire. Comme on sait que les femmes sont plus vulnérables à l'insécurité, il y a certains projets qui ont mis les femmes au cœur de la réflexion sur l'aménagement d'un quartier. À Martissan, un groupe de femmes a réfléchi sur ces aménagements. Alors, les femmes qui réfléchissent sur leur vulnérabilité et qui proposent des pistes de solutions, on est allé sur le terrain pour un petit peu comprendre leur rôle dans le cadre de ce projet financé par l'Union européenne. Donc, c'est un reportage de Désiré Pierre et Primée Souffrance. De Louis, un quartier de Martissan, les habitants font face à de nombreuses difficultés, parmi lesquelles les problèmes d'infrastructure et l'insécurité, auxquels sont particulièrement exposées les femmes et les filles. Face à cette situation, l'Association des femmes cadres de Louis s'est engagée dans une réflexion pour l'amélioration des conditions de vie des femmes dans le quartier. Le travail que l'association a fait, c'est aménagement ensemble avec circulation piétonne, électrification, ensemble avec des routes qui la pluie a passé, faudra descendre, vraiment ça a empêché d'entrer la caillou avec un gain pour nous faire bétonnage là-dedans. Nous ne pouvons pas arriver sur tout le monde dans ce zone, mais ça que nous faisons, c'est ça que nous faisons, il y a des gens qui commencent à être satisfaits, quand on tient pour le fixer, nous mettons dans le corridor pour éclairer le monde qui a passé, parce que toute la nuit, il faut qu'on toujours fermé, ça veut dire ouvrir par sécurité ensemble avec le barrage dans zone, ou pas qu'on ait qui ça qui est barrage. Et
et des moyens sécurité ça. Cette association a été créée en juin 2017 dans le cadre du projet intitulé Les marches exploratoires des femmes, financé par l'Union européenne et mise en œuvre par Focal. Marche exploratoire, là, c'est Focal qui était venu ensemble avec nous. On était en marche dans un an de lui. Et on a choisi quelqu'un qui connaît comme si bénévole, qui connaît notre banque là. Et puis de chaque mois, on a fait 2 mois. Focal gagne l'idée marche exploratoire discuter là avec plusieurs groupes. Et groupe qui est dynamique qui ont intéressé dans ramasser l'idée et ils ont accompagné. Et dans ce sens, nous avons collaboré avec eux à plusieurs niveaux. Nous essayé de créer conditions pour que ça manque en termes de gestion, d'organisation de groupe, en termes d'élaboration de documents, pour que la chercher une reconnaissance légale, etc. Nous avons accompagnement dans ce sens. Et en même temps, nous aidons tout dans les possibilités de chercher fonds, pas seulement dans le niveau focal, mais dans l'autre niveau de notre association. Donc, il y a quand même un rapport en dynamique qui existe entre organisations formelles et avec focal autour de différentes visions que vous gagnez sous aménagement en quartier. En plus du financement des projets, l'Association des femmes cadres de Delouis bénéficie de l'accompagnement de Focal en termes de formation sur la dynamique de groupe, l'élaboration de documents et la recherche de financement auprès d'autres bailleurs. Leur rôle est d'identifier les problèmes, de poser les solutions et statuer sur ce qui doit être fait en fonction des priorités des habitants. Cette approche vise à promouvoir la participation communautaire et à faire des habitants du quartier de véritables acteurs du processus de développement. Elle a été développée dans le cadre du PARAC, le programme d'appui à la reconstruction et l'aménagement des quartiers, financé par l'Union européenne après le tremblement de terre de 2010. Après l'identification des corridors et l'installation de lampadaires dans le quartier, les marches exploratoires des femmes se poursuivent au niveau de Delouis avec des projets d'aménagement comme le bétonnage des routes en terre battue dangereuses en temps de pluie et la construction de rampes de protection dans le but d'améliorer la circulation piétonne. Marie-Laurence, vous connaissiez ces initiatives de marche exploratoire? Non, je ne connaissais pas et j'avoue que je suis vraiment émerveillé par un tel projet, d'autant qu'il s'agit de jeunes qui sont impliqués. Mais avant de dire un petit peu ce que j'en pense, tout à l'heure, Stéphanie, vous avez dit ces femmes qui parlent de leur vulnérabilité. En fait, elles ne parlent pas de leur vulnérabilité, elles parlent de situations qui les rendent vulnérables. Nous ne sommes pas vulnérables. Ce sont des situations qui nous rendent vulnérables. Je trouve ce projet extraordinaire et ça me fait penser un petit peu au film qu'Arnaud d'Antonin avait réalisé sur ces femmes maçons, ces femmes casseuses de pierre. Et cela veut dire que là, c'est vraiment ça continue. Et un tel projet ne peut qu'inspirer d'autres zones pour permettre aux jeunes filles, aux jeunes femmes de prendre, d'assumer leur réalité et surtout de trouver des solutions à des situations difficiles qu'elles vivent. On se souvient au lendemain, et maintenant encore malheureusement, dans certains campements, au lendemain du tremblement de terre, lorsque les filles rentraient de l'école ou de l'université, il n'y avait pas d'électricité, donc certaines vivaient des situations très douloureuses, que Katie Marx reprend d'ailleurs dans l'un de ses romans. Je n'ai pas le titre en tête, malheureusement. Tout ceci pour dire que je trouve que c'est bien. C'est bien et surtout, j'espère que ce projet fera tâche d'huile. Dire que les femmes peuvent faire tout ce que les hommes font, mais il faut aussi les mettre en situation de... Je crois que dire que les femmes font tout ce que les hommes font, c'est une lapalissade. Nous faisons... On fera beaucoup plus. Nous faisons beaucoup plus. Et je crois que
mettre au monde des enfants. J'ai jamais vu d'homme le faire. L'Union européenne, l'association des gens qui nous savent politiquement.
C'est quoi, 3 minutes? C'est aussi ça, ça a déjà été fait. De ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles se sentent plus à l'aise dans le quartier, oui, justement,
C'est déjà. Déjà 3 minutes. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous.
Bonsoir à tous ceux et celles qui se joignent à nous pour suivre cette deuxième partie du Tropics Men's Mixer. Nous allons devoir démarrer dans 8 minutes. Pour l'instant, nous allons laisser nos invités s'installer et permettre justement aux retardataires de se joindre à nous. Ensuite, ma collègue Karima pourra lancer le bal. Juste pour tester les micros, Cyril, Théophile, est-ce que tout le monde m'entend? Momo? Oui, on t'entend, Vénitia. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Coach Théophile, le micro est bloqué. Il faudrait veiller à le débloquer. Ben voilà, c'est fait. Okay. J'espère que tu m'entends. Oui, c'est parfait. Parfait. Bonsoir à Jean-Moïse, bonsoir à Mireille, à Armel également. Mireille, votre micro est bloqué. Ça y est, bonsoir tout le monde. Bonsoir Mireille. Bonsoir. Bonsoir Jean-Moïse. Bonsoir Jean-Moïse. Bonsoir coach Théophile. Bonsoir Jean-Moïse. Bonsoir Jeff, bonsoir Théophile, bonsoir coach Momo, bonsoir Cyril, bonsoir Mireille, bonsoir Karima, comment allez-vous? Nous allons bien, bonsoir à vous. Très bien, merci. Yes. Est-ce que je peux demander à Armel et à Momo de retourner leur téléphone en landscape pour que l'image soit pleine à l'écran? Merci. Merci bien. Donc, dans 6 minutes, nous pourrions lancer le débat. Alors, quel est le mindset en ce moment? Je vois que Cyril est prêt pour la bataille. On t'entend pas, Cyril? On t'entend pas. Je pense que vous avez un problème de micro. Ouais, je pense. Non, on t'entend pas, Cyril. Ouais, là, c'est bon. Ah. Ouais, là, c'est mieux. Ah oui. Maintenant, c'est bon. Ah bah, alors Vénitia, on la voit que chez les francophones, chez les anglos. C'est ce que j'ai remarqué aussi. Hein. Ah bah, elle est bien de l'Afrique centrale, celle-là. Ben, on m'a toujours reproché d'être plus anglophone que francophone. Donc, ce soir, j'ai fait l'exception de n'être que francophone. On me dit, je fais trop de pub pour l'Afrique du Sud et jamais pour le Congo. C'est bizarre. Mais là où il y a l'argent, il faut être visible. Hein. Se cache. Alors, je me remets. Ils ont combien de temps pour répondre? Normalement, on prendra, c'est une question pour à peu près 5 ou 6 personnes avant de passer à la prochaine. D'accord. Donc, essayons d'être vraiment bref pour réellement utiliser notre temps parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de réactions sur l'autre panel. Ils n'ont pas pu terminer toutes les questions. C'est dommage. Ouais. Ah. Ok. Alors, comme il y a un partage des questions, elles sont partagées comment? 3, 3, 3, comme on a écrit dans le groupe. Ah bon, ok. Ok.
Donc, bonsoir Daniel. Bonsoir à Pamela qui se joint à nous. Bonsoir à tous, pardon pour le retard. Bonsoir on n'a à pas tous. démarré, on démarre dans 3 minutes. Merci. Pamela, bonsoir. Faut me dire quand le direct il est. Nous sommes déjà live. Nous sommes déjà live. Ah, sur Facebook? Oui. Oh, ben, je vais voir alors. C'est le même lien. Il est en continu. Ok. Ah, bon. Heureusement que je ne faisais pas une retouche make-up. Alors, bon. Alors, bienvenue au Tropic Man Mixter 2022. Pardon. Édition numéro 1 organisée par le Tropic Venture Groups dans le but de remettre le curseur sur les faits de notre société actuelle. Pour celles et ceux qui nous ont suivis, qui nous suivent à distance, nous rappelons que nous sommes en direct sur Facebook et YouTube. Vous pouvez donc interagir avec les panélistes depuis chez vous et participer activement au débat, très activement au débat. Et puis, merci aux précédents intervenants qui se sont entretenus en langue anglaise et leur panel fait désormais place au panel francophone. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Madame Vénitia Guinaud, Madame Karima Renem. Merci. Voilà. Et à Madame Pamela Vinikin. Je ne me suis pas trompée? Vinikin. Merci. Non, ça va. Merci. D'accord. Qui illumine de leur beauté masculine, féminine, oh là là, mon temps n'était pas assez suffisant, votre écran en ce moment. Le hashtag officiel est #TroPicMenMixer. N'hésitez pas à l'utiliser sur tous les réseaux sociaux afin de participer au débat. Et donc, sans plus tarder, je vais laisser Madame Vénitia Guinaud prendre la parole et ouvrir cette session. Merci beaucoup, Madame Mireille Mouelé, pour cet honneur que vous nous faites, justement pour ouvrir ces sessions. C'est une grande première pour nous parce qu'on est réputé organisateur d'événements d'affaires et pour une fois, on fait un panel spécialement social axé sur la société et il est important pour nous de pouvoir dire également notre gratitude et témoigner notre gratitude envers tous les panélistes qui sont là avec nous. Je sais que ce n'était pas évident. Certains sortent du boulot, comme Daniel, il sort du boulot, Cyril, il avait également des choses à faire, mais je pense que ce soit Jeff, Coach Théophile, tout le monde en tout cas à l'écran a donné du temps et a donné de soi et ce n'est pas qu'à nous, nous qui suivons ce live que ce temps est donné, mais à toute une génération, à tout un continent. Et il est important d'aussi noter en fait la présence justement de toutes ces personnes qui se joignent à nous, qui sont africains premièrement et portent l'Afrique dans leur cœur en ce samedi, qui donnent de leur temps. Et on peut remarquer à l'écran qu'on a l'Afrique du Nord représentée par Karima, qui est au Maroc. On a Coach Théophile qui est au Cameroun ou en France, je pense. Au Cameroun, d'accord. On a Cyril qui est lui du côté entre Monaco et la France. On a Jeff Boubanga qui lui est au Gabon. On a Madame Mireille qui est en France. On a Fred Armel Akuta qui lui est au Bénin. On a Daniel qui est en Afrique du Sud à Johannesburg. On a Momo qui lui est au Sénégal, au pays de la Teranga. Je vais beaucoup le charrier aujourd'hui parce qu'il n'aime pas trop les lives. Ensuite, on a Pamela Vinikin qui, elle aussi, se joint à nous depuis Cotonou, au Bénin. Et je n'oublie pas le grand mastermind derrière toute cette session. Et c'est lui qui enjaille toute l'équipe derrière les fourneaux. Vous ne pouvez pas voir ça. C'est lui qui nous met du gaz derrière et nous motive. C'est coach Jean-Moïse. Donc, sans plus tarder, je crois que je vais laisser la parole
Je vais remettre la parole à Karima pour qu'elle justement se présente. Pour la toute petite présentation, je suis Vénitia Guinaud, à la tête du Tropics Group. Nous sommes basés en Afrique du Sud et nous estimons que l'Afrique nous appartient, nous la revêtons et j'espère que ça se voit à travers ma peau, mon foulard et tout. Je porte vraiment l'Afrique en moi et je suis originaire du Congo-Brazzaville, basée depuis une douzaine d'années en Afrique du Sud et j'estime que la communication pour moi est un levier de développement. On ne peut pas parler communication sans pouvoir remettre aussi le curseur sur le leadership féminin et je suis là véritablement pour être dans le battle avec tous ces hommes qui sont eux aussi émanent et excellent dans différents secteurs. Donc je laisse la parole à Karima pour sa présentation et bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous, tels que Herman qui se joint depuis le Canada. À toi, Karima. Merci beaucoup, Vénitia. Donc, bonsoir tout le monde. Je suis Karima Rahem, je suis marocaine, je suis panafricaine. Donc, je travaille beaucoup plus sur le continent africain. Donc, je suis PDG de Africa My Home, qui est une organisation panafricaine spécialisée dans tout ce qui est renforcement de capacité des femmes et des jeunes utilisant les technologies pour le développement en Afrique. Je suis aussi présidente du Centre international de diplomatie. Je suis consultante internationale, experte dans les programmes du genre et de la société civile. Ravie d'échanger avec vous aujourd'hui. Donc, je remets la parole à Mireille et puis Pamela pour se présenter. D'accord, merci. Alors, je vais donner la parole aux intervenants. Je vais vous demander d'être bref. Alors là, c'est Madame Guinaud qui s'est prononcée. Il y a Karima qui est co-modératrice. Vous avez Pamela qui est également co-modératrice. Et c'est tout, bah, je pense, oui, avec moi, sans doute. Alors, mes chers panélistes, je vais vous donner la parole, je vais vous demander de vous présenter brièvement. Les questions vous vous êtes posées par les co-modératrices. Si vous pourriez être succinct aussi dans vos réponses, de manière à ce qu'on puisse avoir suffisamment de temps pour élaguer toutes les questions qui seront posées et ensuite de répondre aux questions qui seront posées par nos auditeurs qui nous suivent à la fois sur YouTube et sur Facebook. Et donc, je vais donner la parole à Madame Pamela Vinking pour qu'elle puisse ouvrir aussi les questions qui vous seront posées. Donc, Madame Pamela Vinking, vous pouvez prendre la parole, vous présenter succinctement et lancer les premières questions, s'il vous plaît. Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je suis Pamela Vinking et je suis avec vous depuis Cotonou. Donc, je suis CEO Afrique de l'Ouest du groupe Tropics et je suis aussi régional partenaire du Tropics Business Summit. Mais hormis cela, je suis communicante et j'ai aussi une marque de vêtements qui s'appelle Fenu Style. Donc, chez Fenu Style, nous habillons majoritairement les hommes et accessoirement les femmes. Je sais, ça fait sourire beaucoup, hein. C'est comme ça, chez nous, nous aimons beaucoup les hommes. Alors moi, je vais commencer d'abord à demander à nos panélistes en fait de se présenter. Donc, je vais demander à Monsieur Théophile de prendre la parole et de se présenter brièvement. Merci. Merci, bonjour Panela, bonjour Vénitia et bonjour à tous les co-panélistes. Je suis Théophile Chara et je suis coach professionnel et je dirige un cabinet de coach à Douala et je suis passionné de performance, donc je suis coach de performance, je fais du coaching d'équipe et je suis également spécialisé en gestion de stress et également je suis praticien en programmation neurolinguistique. Ma passion, c'est accompagner les hommes pour qu'ils expriment leur plein potentiel. Voilà. Super, merci beaucoup. On va passer à Daniel. Bonsoir Pamela, bonsoir Vénitia, bonsoir Mireille, bonsoir à tous les panélistes. Merci de m'avoir sur ce panneau. Je m'appelle Daniel Douala, je suis basé à Johannesburg. Je suis consultant marketing et aussi consultant dans la transformation des industries en termes d'optimisation des systèmes informatiques. J'ai une passion pour la technologie en général
Et les sujets que nous allons débattre ce soir m'intéressent particulièrement parce que on a besoin de, à mon avis, revenir à nos racines africaines. Merci. Merci. Merci Daniel, on va passer à Cyril. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Cyril Akomeda, je suis ancien athlète professionnel international. Maintenant, j'ai une fondation aussi qui agit depuis 15 ans en Afrique, dans plusieurs pays, par rapport à l'éducation et au sport, pour transmettre un petit peu aux nouvelles générations. Et comme on a voulu accentuer un peu nos efforts, on est aussi parti dans les nouvelles technologies. Donc, on travaille sur une plateforme d'investissement qui utilisera la blockchain pour pouvoir justement investir sur des projets africains, pour les ouvrir un petit peu au monde. Et dernière chose, on est aussi en train de travailler sur un projet de sécurité alimentaire avec notre fondation en RDC. Voilà. Merci. Merci Cyril, on va passer à Monsieur Jeff Boubanga. Oui, bonsoir à tous et merci de m'avoir. Donc, je suis Jeff Migolet, entrepreneur, investisseur, coach, mentor et je suis le cofondateur de CEO Business Club Libreville, qui est une plateforme où on investit dans les startups, les talents et aussi sur les grosses entreprises. Donc, merci de m'avoir et j'espère que nous passerons un agréable et pétillante soirée. Merci. Merci Jeff, on va passer à Coach Momo. Merci encore à vous et je me présente coach Momo, Mohamed pour faire long. Je suis du Sénégal, je suis enseignant et en même temps coach à l'éducation et à la formation. Merci de m'avoir parmi vous. Merci beaucoup. On passe à Jean-Moïse. Bonsoir à tous, Dobridien, Ututuma, Bomdia. Je m'appelle Jean-Moïse Ndo, je suis d'origine camerounaise, je suis un expert en pilotage de la performance, plus particulièrement en gestion de portefeuille d'investissement et de projets. Et l'une de mes passions, qui s'est aussi transformée en entreprise, c'est d'aider des jeunes à être capables de se doter dès le début de leur entreprise des outils nécessaires pour piloter leur vision à long terme. Je collabore avec Tropic Business pour la mise en place d'un réel écosystème africain d'entrepreneurs pour conquérir le monde. Voilà. Merci Jean-Moïse. On va passer à Fried Armel Akuta. Merci. Oui, bonsoir à tous et bienvenue au Tropic Score. Mes sœurs, je m'appelle Fried Armel Akuta. Je suis consultant en marketing digital, promoteur de Mode Afrique Média et de MA Studio & Consulting, qui est une agence de marketing digital de marque. Je suis également digital manager du Tropics Magazine et du Tropics Business Summit. Et c'est un plaisir pour moi de prendre part à ce panel de discussion. Merci beaucoup. On va passer à Tricoche. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour cette opportunité. Moi, c'est Tricoche de la République du Bénin. Je suis professionnellement employé à la Galerie nationale qui est l'agence du gouvernement béninois en charge de la promotion des arts plastiques. Et comme vous le savez, nous sommes actuellement dans une dynamique très importante, très intéressante, qui est celle de la restitution des trésors royaux par la France au Bénin. Et il y a une exposition qui est en cours et c'est pour moi l'opportunité d'inviter ceux qui ont la possibilité de faire un tour au Bénin, de venir pour voir ces œuvres merveilleuses qui témoignent quelque part de la grandeur passée de nos ancêtres. Je suis également Principal Manager de Christian Connection Society, une plateforme de networking and professionnel chrétien et également de lobbying. Et par finir, je suis très intéressé par tout ce qui concerne le développement de l'Afrique. Et quand on parle de développement de l'Afrique, quand je parle du mode de développement de l'Afrique, je parle de ce qui peut être fait pour que d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, nous puissions avoir une Afrique réellement prospère. Merci beaucoup. Merci Tricoche. On va passer à Defustel. Le micro. Le micro. Defustel, de micro. Bon, ok, c'est fait? Oui. Voilà, ok, désolé. Bonsoir tout le monde. Je suis de Christian Joko.
Je suis designer, distributeur de produits de luxe de l'univers masculin en Afrique. Je suis concepteur, je suis tellement de choses, hein. Mais disons en gros, je suis designer. Je pense qu'au fur et à mesure du développement, je pourrais entrer dans les détails. Voilà. Merci des Fustel. Est-ce que Herman est là? Parce que sa caméra n'est pas active. Merci de vous présenter. Ah, je suis désolé, j'étais dans la cuisine. Du coup, moi, je suis Herman. Je suis de la République du Congo. Je suis présentement au Canada. Et j'ai eu la chance d'avoir fait un peu de management ici. Et puis, en termes d'éducation, j'ai un background en droit. Et donc, je suis également intéressé par ce qui va se passer ici et ce qui se dira. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais donc laisser la parole à Karima pour la suite de ce panel. Merci. Merci beaucoup, Pamela. Peut-être un cadrage de ce débat ce soir. Peut-être on peut parler un petit peu d'une manière générale sur la société africaine. Donc, on peut se focaliser un petit peu sur les valeurs africaines. Donc, ma première... Excusez-nous, Karima, parfois ça grisaille un petit peu. Vous m'entendez? Oui, mais ça grisaille un petit peu, mais allez-y. Si vous pouvez améliorer ou d'avoir le récepteur un peu plus près de la bouche, peut-être que ça pourra aider. D'accord. Maintenant, ça marche? Oui. D'accord. Ok. Donc, on voulait parler un petit peu des valeurs africaines. Donc, ma première question, quelles sont les valeurs africaines qui vous caractérisent aujourd'hui, surtout sur le plan personnel et professionnel, et surtout, je voulais que vous focalisiez un petit peu sur un passage de votre enfance, votre éducation en tant que garçon qui vous a transformé en tant que leader aujourd'hui, en tant qu'homme responsable aujourd'hui. Et peut-être la troisième partie de cette question, parce qu'elle est interreliée, votre regard de la masculinité aujourd'hui dans la société. Donc, peut-être, je commence par Cyril. Alors je vais me lancer. Moi, mon regard, moi, je pense que les valeurs que j'ai eues, je pense qu'en étant jeune, ce qui m'a beaucoup apporté, c'est que mon père, en fait, il m'a fait participer à tout. C'est-à-dire que il avait des attentes en moi, mais en tant que garçon, on va dire, aîné de la famille, j'ai tout de suite été responsabilisé dans beaucoup de choses et je l'ai accompagné dans beaucoup d'endroits. D'ailleurs, c'est ce que je fais maintenant avec mon fils aussi. C'est que je trouve que ça a été très intéressant parce que je suis parti assez tôt de la maison parce que j'ai intégré un centre de formation. Et en fait, quand je suis arrivé, je me suis aperçu que j'étais peut-être un des seuls qui pouvait se faire à manger tout seul, qui pouvait bricoler, qui pouvait faire plein de choses. Et en fait, c'est quelque chose vraiment que je retiens vraiment qui m'a permis d'avancer assez vite. C'est que je pouvais survivre de moi-même. Et souvent, quand on est jeune, qu'on a 15-16 ans, la plupart, ils avaient leurs parents qui venaient pour leur faire leur linge, toutes les choses un peu simples de la vie finalement. Et je me suis aperçu, bien sûr, moi quand j'étais jeune, c'était des contraintes pour moi. C'est-à-dire que je n'avais pas envie de le faire. Je voulais aller m'amuser avec mes copains des fois. Et des fois, j'étais sur le parking avec mon père en train de réparer la voiture. Et finalement, avec le temps, toutes ces petites choses-là, elles m'ont servi dans la vie. Et c'était vraiment des choses finalement pragmatiques et pratiques et qui étaient vraiment intéressantes. Et moi, j'aime aller partager avec mon fils maintenant. On fait beaucoup de bricolage, on fait plein de choses intéressantes. Et en fait, avec le temps, on s'aperçoit que vraiment, c'est aussi des moments que tu partages. En fait, sur le coup, tu t'en rends pas compte, mais c'est des moments que tu partages avec tes parents. Et je trouve que c'est souvent dans les meilleurs souvenirs ou dans les meilleures anecdotes que j'ai, c'est finalement dans des choses assez simples de la vie. Effectivement. Donc, peut-être on peut
faire un tour et peut-être je vais rebondir sur ce qui a été dit. Peut-être Jeff. Oui, bonsoir et merci encore, Karima, pour me donner la parole. Alors moi, je suis, par rapport à cette situation, il faut savoir que les expériences les plus magnifiques, ce sont celles où on échoue. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut souhaiter à tout le monde d'échouer, mais je pense que la société nous apprend beaucoup de choses. On ne naît pas tous avec les mêmes attributs ou les mêmes possibilités, mais on a le choix de pouvoir décider comment sortir de la tête. Donc moi, j'ai pas grandi avec mon père, j'ai seulement grandi avec ma mère. J'ai perdu mon père, j'avais 17 ans. Et la perte de mon père a été quelque chose de très, très, très lourd et qui m'a beaucoup affecté éventuellement mentalement, émotionnellement, parce que lorsque vous allez à l'école, vous voyez les autres enfants, leur papa leur embrasse, etc., et vous n'avez pas ça, forcément, ça vous touche. Maintenant, indépendamment de ça, je ne me suis pas laissé abattre en disant, voilà, j'ai plus mon père, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de trouver d'autres parents. Ça pourrait être mon oncle, ça pourrait être un autre papa, etc. Et ça m'a vraiment permis on va dire, de me rééquilibrer. Parce qu'il faut avouer que lorsque vous n'avez pas l'équilibre parental ou l'amour, etc., vous êtes complètement déconnecté. Et à un moment donné, vous ne vous en rendez pas compte. Mais ce sont vos attitudes et vos actes. Quand vous êtes agressive, parce qu'on vous demande si ça va, ce sont des signes. Et c'est ce qui m'a aussi emmené à devenir expert en modification du comportement et gestion des émotions. Donc, pour moi, ça a été quelque chose de magnifique que je fête, hein, le fait de ne pas avoir eu mon père et ma mère. Mais ce qui m'a poussé aujourd'hui à pouvoir, j'ai 2 enfants à qui je donne un amour profond tous les jours, quoi. Donc voilà, merci. Est-ce qu'il y a d'autres parmi vous qui voudraient s'exprimer, messieurs? La parole est à vous. Saisissez-la, hein, parce que là, pour une fois qu'une femme vous dit tu peux parler, il faut vous casser les oreilles. Allez-y. Oui, je voudrais dire quelque chose, oui. Voilà. En fait, la valeur que je retiens vraiment de l'enfance et qui me caractérise aujourd'hui et que je garde profondément en moi, ce sont les valeurs du respect. Et je pense que c'est vraiment très, très culturel dans notre tribu. On a ce qu'on appelle des éloges, c'est-à-dire qu'on n'appelle pas les gens par leur nom. Et donc, les aînés, on les appelle par les éloges. Donc, si quelqu'un s'appellerait Jean-Pierre, on l'appellera pas Jean-Pierre, on l'appelle par son éloge qui représente, comment je veux dire, qui est quelque chose empreint de beaucoup de respect. Et je me suis aperçu que mes oncles, mes tantes, c'est vraiment très, très tard, quand j'étais déjà vraiment adulte, que j'ai appris à connaître leurs noms parce qu'on les appelait par leurs éloges. Et donc, on a gardé ça, j'ai gardé ça toute mon enfance et j'ai gardé ça tout au cours de ma vie. Et c'est ce que je transmets à mes enfants. Même les gens de maison qui travaillent chez nous, il est hors des questions de les appeler par leur nom, par leur prénom, sous quelque prétexte que ce soit. Et ce sera plus facile de dire tonton Jean, tonton Charlotte, tata Charlotte. Et je pense que c'est quelque chose qui a été finalement très, très utile parce que je peux bien voir que mes enfants et pas mal d'autres jeunes qui sont passés, qui ont passé du temps chez moi, ont gardé cette culture de respect. Et je pense que c'est quelque chose de très important, surtout parce qu'aujourd'hui, on en voit de moins en moins. Les jeunes parlent n'importe comment aux aînés. Et donc, c'est quelque chose qui m'a marqué vraiment. Merci beaucoup. Peut-être une autre question par rapport à ce qui a été dit. Est-ce que votre éducation a impacté votre regard sur la masculinité aujourd'hui? Peut-être
Si peut-être des ficelles, je vois des sourires, peut-être que vous voulez rajouter quelque chose dans ce sens? Oui, ben, disons que déjà, moi, personnellement, j'ai un regard un peu unilatéral, dans la mesure où mon père a été ma mère et ma mère est restée ma mère. Parce que mon père, je ne l'ai pratiquement pas connu. Donc, du coup, je n'ai pas eu de figure paternelle. Et comme disait coach Théophile tout à l'heure, c'est vrai que les oncles peuvent être considérés comme le papa ou encore les cousins, les grands cousins de la famille, tout ça. Mais dans mon cas particulier, c'est vrai que j'ai gardé une frustration de cette situation parce que tu avais aussi envie à l'école d'être, enfin, que ton papa vienne te chercher, comme d'autres papas venaient chercher d'autres enfants. Et c'est des choses qui n'arrivaient jamais. Et je me posais la question de savoir pourquoi il y avait cette différence-là de traitement, en tout cas de manière visuelle à l'école, entre les enfants. Bon, plus tard, j'ai compris. Mais ma mère, elle a joué le rôle de papa, donc elle était assez dure, comme, en tout cas, pour une femme, et assez maternelle et tendre également dans son rôle. Donc, elle m'a transmis les deux valeurs. Je veux dire, voilà, d'avoir un regard d'homme dans la société, mais d'homme empathique, d'homme qui est ouvert, d'homme qui considère la femme, parce que elle en était une, la femme, comme l'égale de l'homme, parce que j'ai toujours vu ma mère comme l'égale d'un homme. Elle faisait tout comme un homme. Elle gérait ses enfants, elle gérait sa maison, elle a construit sa maison elle-même par ses moyens, etc., etc. Donc, pour moi, c'est pour ça que j'ai grandi, moi, avec cette image de femme que je mets toujours sur un piédestal. Donc, ça fait que forcément, le regard que j'ai, c'est le regard d'un homme qui tout de suite voit en la femme quelqu'un de, je ne sais pas moi, qui est tout en haut de l'affiche, comme disait Charles Aznavour. Donc, la masculinité, ok, je suis un homme, j'ai rien d'autre à prouver, j'ai rien d'autre à démontrer en tant qu'homme vis-à-vis de la femme. Je suis un homme et puis je joue mon rôle d'homme et je sais que la femme, elle va jouer son rôle de femme. Donc, pour moi, c'est aussi simple que ça. Peut-être un dernier point avant de passer à l'autre étape de question. On se dit que peut-être on est le produit de notre éducation. Donc, on a vu des valeurs très importantes comme le respect, etc. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir sur ce qui a été déjà dit, peut-être compléter ce qui a été déjà dit. Moi, je dirais que oui, ils ont tous à dire un mot, au moins un mot tout à chacun, parce que comme ça nous explique leur histoire, leur parcours, et ça nous donne déjà les indices, les faisceaux de ce qu'ils sont aujourd'hui et comment ils transmettent ensuite après à leur environnement, à leurs enfants. Ou C'est peut-être vous à des jeunes permettez, qui je vont vais y autour. aller. Effectivement. Si vous Pioche, permettez, oui, bien sûr. Moi, personnellement, j'ai grandi avec un père qui est très attaché aux valeurs africaines. Très, très attaché, quand je le dis, parce que lui-même, il a été élevé dans ses valeurs. Donc, pour lui, c'était un devoir et aussi une responsabilité, le devoir, une responsabilité de transmettre ces valeurs parce que ces valeurs ont été ses moules et il les a appréciées. Ce qui fait que il n'éprouvait aucune retenue à vouloir à faire la promotion de ces valeurs auprès de ses enfants. Je dirais qu'il a fait, moi je dirais un peu trop, parce qu'à un moment donné, avec la conscience, je ne veux pas dire moderne, mais quelque part une conscience moderne, il y avait eu un choc, justement, un choc entre sa pensée très attachée aux valeurs traditionnelles et notre modernisme à nous autres enfants. Donc, ça a été source de conflit au niveau de la maison à un certain moment. Mais je peux dire et je peux retenir que ces valeurs, quelque part, parmi elles, étaient fondamentales, quelques-unes étaient très fondamentales
parce que quel que soit votre parcours, vous vous retrouvez à un niveau dans la vie où vous vous rendez compte que, attention, ces valeurs qui m'étaient inculquées, ces valeurs traditionnelles qui m'étaient inculquées, en fait, n'étaient que les valeurs cardinales de la société, ok? Et que ce entre griffes, conflit, ou du moins cette opposition à des valeurs qu'on nous enseignait au cours de l'enfance et tout ça, était un manque de sagesse quelque part et qu'on aurait mieux fait de mieux apprendre ces valeurs-là. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que beaucoup de ces valeurs en fait, sont dans la société et sont les valeurs cardinales de la société et mieux encore dans le monde professionnel aujourd'hui. Quand vous arrivez à un niveau donné, vous vous rendez compte que ce n'est pas tellement les compétences qui comptent. C'est vrai, les compétences comptent. Mais à un moment donné, au niveau de vos supérieurs et puis tout ça, les gens privilégient plus des personnes qui sont attachées à des valeurs comme le respect, okay, comme l'humilité. Donc, ce sont des valeurs qui sont vraiment plus priorisées et les personnes qui, malheureusement, ne sont pas restées ancrées, attachées à ces valeurs-là, le regrettent plus tard. Je pense que quelque part aussi, c'est ce qui manque, ou du moins ce qui commence à faire défaut à la nouvelle génération qui se retrouve tout de coup, qui se retrouve découpée, du moins coupée de ces valeurs, de ces fondements, et qui quelque part manque de repères, ce qui fait que des fois dans notre langue à nous autres, Pamela va me comprendre, je pense qu'il y a un autre bénéfice ici, on va comprendre, mais je l'exprime en français pour dire en fait, quand l'enfant agit, on se demande, ben, il vient d'où? Quelle est sa source? Quelle est son origine? Parce que au travers du comportement de l'enfant, au travers de sa manière de faire, on identifie automatiquement les valeurs traditionnelles auxquelles il a été abreuvé au cours de son enfance. Donc, fondamentalement, c'est pour dire que personnellement, ces valeurs ont eu un impact positif sur ma vie. Okay? Et aujourd'hui, je m'en rends compte sur des valeurs très importantes. Et j'irai même plus loin pour dire que aujourd'hui, je suis chrétien et je suis au contact de la Bible et tout ça, mais je me rends compte que ces valeurs qui m'étaient véhiculées, qui m'étaient transmises, en fait, se retrouvent également dans la Bible. Donc, bien avant que j'ai connaissance de la Bible et tout ça, il y avait des valeurs qui sont réelles, qui sont importantes, qui m'étaient déjà enseignées et qui aujourd'hui me sont très utiles. D'accord, merci beaucoup Tricoche. Je prends le micro de Karima justement pour enchaîner sur la prochaine question. J'avais vu Daniel qui souhaitait réagir, j'ai également Cyril qui a la main levée. Et Herman, j'espère que désormais tu es bien installé. Je souhaite la bienvenue à Rudy ainsi qu'à Fernand qui viennent se joindre à nous. Le débat vient d'être lancé. Donc, on va vous laisser la parole. Donc, dans l'ordre, j'ai cité, parce que je vais nommer les plus timides, je prendrai Daniel en premier, ensuite Momo, Cyril, Herman, Rudy. Donc, la question est la suivante. Quelle lecture personnelle faites-vous aujourd'hui de la société dans laquelle nous vivons? La question est très simple. Donc, elle est aussi complexe. Mais si jamais quelqu'un voudrait rebondir sur ce que l'un des speakers pourra dire ou émettre comme idée, n'hésitez surtout pas de le faire avec beaucoup de style. Donc, je laisse la parole à Daniel, ensuite à Momo. Merci, Vénitia. Oui, je voulais juste déjà donner une autre face du respect, parce que on a parlé du respect de l'autre, mais on oublie de mentionner le respect de soi. Il faut pouvoir s'affirmer, il faut pouvoir se respecter de telle sorte que l'on se fasse respecter. Ça, ce sont des valeurs aussi qui nous sont apprises. Je veux aussi ajouter une partie de la qualité de l'intelligence émotionnelle. Lorsque nous agissons, lorsque nous vivons en société, désormais, je crois qu'il faut pouvoir lire et comprendre ceux qui sont en face de nous. Ça nous aide à mieux nous intégrer et à mieux
travailler ensemble et ça permet de faire évoluer la société. Maintenant, quelle est ma lecture de la société dans laquelle nous vivons en termes de valeurs? Je pense que les valeurs que nous avons aujourd'hui, en fait, nous avons perdu beaucoup de valeurs parce que il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect du prochain, il n'y a plus de respect de soi. Ouais. Et ça fait en sorte que beaucoup de personnes se comportent de n'importe quelle manière. Et en tant qu'Africains, je crois qu'on a tendance à copier ce que nous appelons les valeurs occidentales qui ont plus ou moins un impact négatif sur notre manière de faire. Je pourrais, comment dire, développer un peu plus, mais je veux laisser la parole à chacun des autres participants. Merci. D'accord, d'accord. Donc, je vais laisser la parole à Rudy. Bienvenue, on te voit. Ouais, T'inquiète merci. pas. Ensuite, je passe la parole à Momo. Quelle lecture fais-tu de la société africaine actuelle? Je sais qu'il y a 10 ans, tu avais des avis très tranchés, mais je crois que là, ça doit être encore pire. Allez, c'est à toi. Je dis ça pour te taquiner. Vas-y. Bon, je tiens d'abord à préciser que je ne suis pas timide. On t'entend de loin, on t'entend très mal. Je tiens à préciser que je ne suis pas timide, j'ai dit. Donc, ce n'est pas de la timidité, c'est juste que j'ai des forces, parce que je sais que c'est un débat d'idées qui risque de durer. Et je préfère écouter d'abord. J'apprécie déjà toutes les interventions. Et pour ma part, le regard que je porte sur la société actuellement, et notamment vis-à-vis de nos cultures, dans un monde qui est en train d'évoluer. Et je crois que nous devons nous adapter dorénavant à l'évolution de ce monde, parce que l'ère digitale aujourd'hui vraiment ouvre des portes que nous n'avions pas, nous, à notre époque. Et je sais qu'à l'époque, où on s'est venu, j'avais pas mal d'idées et d'opinions collées justement avec la personne africaine que je suis. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne voulais pas débattre, en fait. Mais vu la vitesse à laquelle le monde évolue et le fait que l'Afrique est appelée à prendre sa place, en fait, dans ce monde, je crois que le débat doit rester ouvert. Bon, personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de positifs sur la société d'aujourd'hui, mais aussi il y a beaucoup de négatifs. Je crois qu'on aura le temps d'en discuter, mais c'est le regard actuellement que je porte et je crois que ce genre de débat doit non seulement être renouvelé, mais devra nous permettre en tout cas de trouver les limites pour cadrer un peu cette évolution rapide et pour nous permettre de ne pas, je dirais, dériver vers la mauvaise rive. Voilà. D'accord. Merci, Momo. Je vais laisser la parole à Cyril. Tricoche, je vais te demander de prendre ton mal en patience. Comme ça, on pourra donner la parole à tous ceux qui arrivent. Donc, on va prendre Cyril dans l'ordre. Ensuite, Rudy, Herman, je pense Armel, Jean-Moïse. Tu ne vas pas t'échapper à la règle. Et ensuite, Fernand. Alors, moi, pour la société actuelle, c'est comme était dit plus tôt, il y a beaucoup de points positifs parce que c'est clair qu'aujourd'hui, l'Afrique, avec le digital et toutes les nouvelles technologies, ça peut ouvrir des grandes portes qui étaient fermées jusque-là. Et ça peut aussi offrir beaucoup de visibilité là où il y avait des endroits qui étaient inconnus avant sur le continent. Maintenant, on peut, on va dire, les mettre sur la carte. Là où maintenant j'ai un peu plus de réserve, en fait, c'est plus que je trouve que dans la période actuelle, on a plus tendance à trouver tout ce qui nous divise que ce qui nous rassemble. Et on a tellement de choses qui nous rassemblent que je ne comprends pas qu'on soit toujours focalisé sur les différences. Parce que moi, je trouve que justement, les différences, c'est ce qui fait la force. Et
Ne serait-ce que moi, par exemple, qui fais du sport, quand tu veux gagner un championnat, tu prends des joueurs qui ont des styles différents. Tu vas pas prendre tous les mêmes, sinon tu ne gagneras jamais. Et je trouve que dans la vie, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il te faut des gens qui viennent de tout horizon, des gens qui ont voyagé, des hommes, des femmes, des gens qui ont des visions différentes. Et c'est justement ces différences-là qui vont nous rendre plus forts. Parce que si on a tous le même point de vue, par exemple, on crée un business, on a tous le même point de vue, bah, si on fait une erreur, il y aura personne pour la voir puisqu'on pense on pense tous la même chose. Et je pense que vraiment, là où on doit évoluer, c'est de passer au-delà des différences et de justement rechercher un petit peu tout ce qui nous rassemble. Et je pense que l'Afrique, c'est ce qui nous rassemble tous ici. Merci Cyril. Le prochain intervenant, c'est Rudy ou Fernand? Je crois que c'est moi, je crois. D'accord. Vas-y Rudy. Tu pourrais te présenter déjà d'entrée de jeu, nous dire comment a été ton enfance. Nous, on a un petit aperçu de ton enfance via tes posts, mais sauf que tous ceux qui te suivent aimeraient savoir ça aussi. Et puis, tu nous diras quelle lecture tu fais en fait de la société actuelle. Ok. Je m'appelle Rudy Adamon, j'ai 41 ans. Je suis né en France, mais j'ai grandi au Bénin. Et je suis revenu en France en 2002. Voilà. Bon, côté enfance, j'ai eu une très belle enfance, ça c'est sûr. Voilà. J'ai eu une très belle enfance avec mes parents, ça se passait bien. Là, je n'ai plus ma mère parce que ma mère elle est décédée en 2012. Il n'y a que mon père qui vit à Cotonou. Moi, je suis ici, je suis marié à une Capverdienne et j'ai eu une fille avec ma femme et un fils avec mon ancienne compagne. Voilà. Donc maintenant, en parlant du regard que j'ai sur la société, ben, en fait, déjà, c'est plusieurs points parce que c'est une question assez... en fait, quelle partie, en fait, quand on parle du regard sur la société, de quelle partie justement on parle justement de cette société? Parce qu'il y a tellement de points sur lesquels on peut parler. Donc, je ne sais pas à peu près ce que je peux dire en fait, en gros, dessus. Parce que c'est très large comme question. Pour la société, déjà celle que tu vois autour de toi, étant donné que tu es papa, Oui. quelle lecture toi tu fais? Il y a des choses certainement que tu vois auxquelles tu ne voudrais pas que tes enfants soient exposés. Comment toi tu fais cette lecture-là en étant jeune et comment tu essaies de redresser la barre? Parce qu'on dit aussi que la majeure partie de l'éducation d'un enfant se fait hors de la maison ou du cocon familial. Ah ouais, là, ça me fait penser justement à la question que j'ai posée à mon cousin un jour. Je lui ai dit, justement, je lui ai dit, un enfant qui tourne mal, ça vient d'où? Il me dit, un enfant qui a mal grandi, c'est forcément la faute aux parents. Et là, je lui dis non. Je lui dis non parce que je dis, il y a des parents qui éduquent très bien leurs enfants, mais après, tu as le libre arbitre, tu es livré à toi-même. Donc, des fois, tu fais un choix. Donc, c'est pas forcément les parents, même si, en fait, l'éducation, c'est la base pour moi. Mais pour mon cousin, quand il m'a répondu, c'est comme si c'était tout. Je lui ai dit, mais non, tu ne peux pas dire ça. Il dit, oui, forcément, si l'enfant a mal tourné, c'est qu'il y a eu une petite faille au niveau des parents. Je dis, bon, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je ne le vois pas comme ça. Maintenant, au niveau de la société, j'avoue que moi là, j'ai une fille et ce qu'on voit des réseaux sociaux et tout, ben, moi, on va dire, en gros, c'est du narcissisme. Tu sais, je pense que si les réseaux sociaux servaient à, comme on appelle, à échanger, à faire comment on appelle, des rassemblements, à bien discuter, c'est-à-dire que malgré les divergences d'opinion, qu'on réussisse à se mettre ensemble, je peux t'assurer que Facebook aurait disparu depuis longtemps. Je pense que ceux qui l'ont créé savent très bien pourquoi ils l'ont fait. Et quand tu te connectes sur Facebook et tous ces réseaux-là, c'est souvent le moi-je qui prime en premier. On va dire un peu de narcissisme, un peu de tout ça. Même moi, je suis tombé dedans il y a peut-être 10 ans. Avant, je faisais des photos, j'étais torse nu. Mais maintenant, tu me demandes de faire ça, je vais me gifler. Je ne peux pas faire ça. C'est beaucoup de narcissisme, je trouve. Et ma fille qui a à peine 6 mois, je sais que par exemple, pour son éducation, je vais aborder des thèmes beaucoup plus tôt avec elle, quand elle aura un certain âge. Alors du temps de nos parents, ben, ils ont dû peut-être attendre peut-être 18 ans ou 20 ans, je ne sais pas. Mais avec ma fille, dès les 10 ans, 12 ans, je vais commencer parce que les enfants sont trop livrés à beaucoup de choses via les réseaux, via l'école. Tu peux éduquer ton enfant à la maison et à l'école, ça va être autre chose. Ton enfant vient à la maison, oui, mais papa, c'est pas ce qu'on m'a dit là-bas. Et là, il y a confrontation. Il faut emmener l'enfant à voir ce que tu dis, ça va être un peu plus compliqué. Et il y a aussi l'hypersexualisation des enfants aussi qui est complètement versée sur toute la toile. Et donc, l'avenir que j'ai aujourd'hui de la société, moi, personnellement, ça me fait peur en griffe, mais avec l'éducation que j'ai reçue, comment je suis et comment ma femme, elle est. Et aussi, je compte aussi sur mon créateur parce que voilà, on va dire que
Je crois en Dieu, je me dis, moi, en tout cas, ça fait partie de mon équilibre avec ma femme. On croit en Dieu. Pour certains, il n'existe pas. Je ne leur en veux pas. Mais pour nous, ça fait partie de notre équilibre et on n'y voit que du bon dedans. Donc, les valeurs se perdent. Les valeurs se perdent. Il y a beaucoup moins de valeurs, beaucoup moins de respect. Et du temps de nos parents, c'était plus strict et un peu plus droit. Aujourd'hui, il y a un peu trop de laisser aller. Et le fait de ne pas d'être fermé à certaines choses, on dit que tu n'es pas tolérant. Le problème, c'est qu'il faut être tolérant. Mais la tolérance qui ouvre trop sa porte, il y a toute chose qui passe et tu ne peux pas filtrer. La tolérance a des limites. Ouais, à un moment donné, moi, je pense être quelqu'un de très tolérant. Franchement, voilà, peu importe le style, la croyance religieuse, on peut être parfaitement opposé. Je me dis juste, si tu as un bon fond et que tu respectes et que tu aimes ton prochain, moi, ça me va, tu vois. Mais ce n'est pas pour autant que je dois tout tolérer. Non, il y a des choses qui ne passeront jamais à mon niveau, jamais. Après, certains diront que je suis vieux, je ou quoi que ce soit, mais c'est moi, c'est ma personnalité. Donc voilà, je pense que il faut... La société actuelle a besoin de beaucoup de respect et de filtrage. Voilà. Tout à fait. En tout cas, j'aurais vraiment apprécié que tu voies comment les mains se sont levées dès que tu as commencé à parler, mais on a 4 ou 5 en fait qui se sont levés parce qu'ils voulaient réagir par rapport à ce que tu disais. Prenez votre mal en patience. Je vais laisser la parole à Fernand, ensuite à Herman. Déjà, présentez-vous. Herman, tu t'étais déjà présenté. Dites-nous en fait quelle lecture vous faites, vous, de la société actuelle, selon les pays dans lesquels vous êtes basé, selon votre background, et aussi en faisant une petite étude comparative avec votre enfance, votre tendre enfance. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous m'entendez. Oui. Vous oui. Ok, donc je suis Fernand Missengue et je suis congolais, j'habite à Panama. Et pour me présenter, je suis mari d'une épouse et puis père de 2 enfants, une fille et un garçon. D'accord. Et voilà. Partons sur les bases de la société actuelle. Moi, généralement, pas généralement, en particulier, je vais dire, j'ai grandi dans une famille un peu où il y avait beaucoup d'amour. Fernand, on a du mal à parents. t'entendre. Je ne sais pas si toi, tu nous entends. Forcément, j'ai pas grandi avec ma mère, ma génitrice, mais avec une autre mère. Mais j'ai vu un partage d'amour entre mes parents avec qui j'ai grandi, donc mon père et son épouse. Et cela a impacté ma vie. De telle sorte que je vous entends bien? Moi, je vous entends bien. C'était haché à un moment. Oui, si tu peux juste recommencer par tu étais élevé par une maman. Allô? Allô, vous m'entendez? Non, malheureusement, t'entends maintenant. Allô? On t'entend très bien. Ok, on va passer au prochain speaker. Donc, Herman. je disais, j'ai été élevé par une maman qui n'était pas ma... Allô? Allô? Fernand, je ne sais pas si vous nous entendez toujours. On va devoir continuer à donner la parole. Ok, parce qu'en fait, c'était haché tout à l'heure. On n'a pas tout entendu. Dommage. Donc, le temps que vous reveniez, peut-être sortez du lien et revenez dans le studio. On donne la parole à Herman. Oui, allô. Donc, Béni, tu m'entends bien aussi? Oui, très bien. D'accord. J'ai essayé de me baser sur les réactions qu'il y a eu tout à l'heure pour essayer de pister ma réponse. Donc, je vois que ça parle, il y a eu énormément de mentions, il y a eu énormément de mentions des valeurs, des respects qui se perdent, des valeurs africaines.
Donc ça, je respecte cette perspective-là. Après, moi, je pense aussi que nous sommes dans une période qui est très excitante, avec une technologie qui se développe à une vitesse incroyable. Nous sommes dans une période où, voilà, tu peux produire ici et puis aller vendre en Chine. Donc, voilà, il y a énormément d'opportunités. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Et la question fondamentale est celle de savoir est-ce que nous serons en mesure de faire compétition? En tout cas, est-ce que nous serons en mesure de ne pas manquer ce bateau, cet envol? Au niveau de l'Afrique, je pense que la conversation doit être elle doit se faire de façon très attentionnée parce que d'une part, il y a de ces valeurs auxquelles nous sommes attachés et puis d'autre part, il y a également la réalisation très nette où est-ce que nous en sommes en fait aujourd'hui. Nous sommes encore des pays où l'électricité ne peut pas rouler à 24 heures, l'eau ne peut pas rouler à 24 heures et puis il y a énormément de choses. Donc, je pense que nous sommes dans une ère très excitante, nous sommes dans une ère pleine d'opportunités, de développement. Et la question est de savoir, est-ce que l'Afrique va s'éterniser sur un certain nombre de débats qui n'impactent pas son futur ou est-ce que l'Afrique va chercher à s'assurer de finalement prendre le train qui s'en va en fait? Parce que c'est ça, ou alors nous sommes à 60 ans après les indépendances et nous continuons encore à être un peu victimes et à nous plaindre. Au bout d'un moment, dans 60 ans, nous serons à court d'excuses. Donc la question est de savoir, est-ce que nous continuons à nous éterniser sur des débats qui ne sont pas calqués sur, ou en tout cas, même quand il y a des valeurs, il faut les upgrade, comme on dirait en anglais. Il faut se mettre au goût du jour, il faut voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Il y a quelqu'un qui a réagi de cette façon-là. J'ai aimé cette réaction-là. Vous que moi aussi, j'ai grandi avec une mère qui a été très solide. J'ai vécu la guerre. Il y a une blague entre elle et moi et elle va dire non, mais si j'étais capable parce que j'étais malade en fait pendant la guerre, si j'étais capable de te porter, c'était grâce à Dieu. Donc là, on voit bien les valeurs de. Et moi, je dis écoute, maman, c'est parce que tu étais une femme solide. Donc, je suis un peu plus réaliste et aussi optimiste. Et moi, je pense qu'il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on doit changer, qu'est-ce qu'on doit regarder, quels sont les problèmes que nous devons définir sur ce qui fonctionne et sur ce qui ne fonctionne pas en Afrique. Et non pas de tout le temps rester dans la glorification ou dans parce que franchement, il y a ce qui fonctionne, mais il y a énormément qui ne fonctionnent pas. Nous sommes concrètement, voilà. Herman, quelles sont ces deux choses qui ne fonctionnent pas et auxquelles tu aurais peut-être des résolutions? On te donne 30 secondes. Au niveau de ce qui fonctionne pas, je pense que nous n'avons simplement pas l'esprit. Très rapidement, John F. Kennedy a dit ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. La première chose que je dirais, nous devrons arrêter la pensée victimaire, c'est-à-dire celle de continuer à parler du blanc, et simplement de se dire ouais, quels sont nos problèmes et qu'est-ce qui fonctionne pas. C'est-à-dire que la responsabilité individuelle, mais la responsabilité collective au niveau de l'Afrique, indépendamment de tout ce qui se passe ailleurs dans le monde, indépendamment du fait qu'il y a tel pouvoir qui est capable de faire, de prendre telle action que nous trouvons être injuste ou illégitime ou ainsi de suite. Ce sont les règles du jeu. La question est de savoir comment est-ce que tu t'adaptes. La Chine l'a fait, elle s'est bien adaptée. Aujourd'hui, elle est la deuxième puissance du monde. Il est temps pour nous de chercher de trouver une solution au développement de notre continent au-delà de la pensée victimaire. D'accord. Merci Herman pour cet apport. Je laisse rapidement 1 minute à Momo et aussi 1 minute à Jeff pour réagir sur cette question-là. Quelle est pour vous la lecture que vous faites de la société actuelle? Jeff, tout en sachant que tu es au Gabon et Momo, tu es à Dakar. Ou je ne sais pas si c'était des réactions par rapport à ce qui a été dit par vos prédécesseurs. Allez-y. Bon, en fait, moi, je me rends compte que je n'ai pas un peu situé mon background tout à l'heure en faisant ma présentation. D'accord. Je veux dire par rapport à, je crois, l'autre qui a parlé de sa fille et voilà, du monde actuel dans lequel il vit et où nous vivons. Et bien sûr, nous sommes tous confrontés à cela en tant que néo-parents maintenant. Nous ne sommes plus des enfants, nous sommes des parents maintenant. Et j'aimerais juste situer mon background en tant que, bon,
de là d'où je viens au Sénégal, parce que ce n'est pas partout au Sénégal. Donc, j'ai grandi dans une famille de Lébous. Nous sommes une tribu de pêcheurs au Sénégal. Et ce qui est intéressant avec mon enfance, et que je ne vois plus maintenant, c'est que nous avions ce système de concession où la maison familiale appartenait à une pâtée de maisons. Et toutes les maisons pointaient vers une cour. C'est-à-dire, quand je dis toutes les maisons, c'est une dizaine de maisons qui pointaient toutes vers une cour commune. Et cette cour commune servait d'espace de vie pour toutes les familles. Et pourquoi je dis cela? C'est parce que cela a un peu influencé notre génération qui avons grandi dans cette structure familiale-là, où nous avions toujours la responsabilité de prendre soin de tout ce qui est autour, pas seulement de ce qui fait partie de notre maison personnellement, mais nous avions un regard sur tous les enfants qui se retrouvaient dans la cour, qu'ils soient nos petits frères ou bien les enfants d'autres familles. Ils étaient tous considérés comme nôtres. Vous suivez bien mon raisonnement. Aujourd'hui, si l'Afrique, aujourd'hui, je crois, a du mal à s'intégrer dans l'évolution, ce que j'appelle moi l'évolution rapide de ce monde, c'est parce que nous avons un peu abandonné cette structure, cette organisation communautaire qui nous liait les uns aux autres. Et nous sommes plus dans une tendance individuelle et qui nous isole de plus en plus. Je ne sais pas si l'Africain, fondamentalement, a cette capacité d'évoluer individuellement dans la société. Je ne suis pas sûr. Notre force réside dans cet esprit communautaire que nous avions développé avant et que nous sommes en train de perdre. Et je crois que si de plus en plus on voit, bien sûr, ces avancées technologiques, l'industrialisation de l'Afrique profiter à certains, il faut se rendre compte, comme le prédécesseur, qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent toujours pas. Parce que cet esprit individualiste ne colle pas vraiment à l'Africain. Et dès que ça commence à se manifester, on oublie tout le monde. En fait, l'Africain, quand il commence à s'élever seul, il cherche à s'élever plus haut que tous. Pas vraiment pour prendre soin de tout le monde, mais voilà, on commence à mettre en avant nos différences. Je suis ceci, je suis cela. Alors que ce n'est pas vraiment des différences, en fait. Si vous voyez le panel, ici, nous avons tous voilà, la peau mélanine. Et nous ne sommes pas différents. Nous sommes juste une variété de personnes, mais pas des personnes différentes. Je crois que c'est cette variété que nous devrions mettre en avant et nous retrouver plus en communauté, rassembler nos variétés et en faire une force. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque, franchement. J'ai été très enthousiaste de faire partie de ce débat parce que ça a réuni des Africains. Bon, pas seulement des Africains, mais en tout cas des gens qui ont cet amour du continent. Et voilà, nous, en grandissant dans ces concessions, on avait toujours cet amour du prochain, de l'autre, des autres. Nous avions ce sens de cette communauté-là où quand quelqu'un allait bien, tout le monde allait bien. Quand quelqu'un va mal, tout le monde va mal. Je ne sais pas si vous suivez un peu mon raisonnement, mais c'est le point. Il y a une vraie fraternité, en fait. OK. Voilà, il y avait cet esprit-là et ça nous a, en tout cas, nous, notre génération, moi personnellement, ça m'a façonné dans la manière de faire. Je suis tombé dans le système éducatif et j'ai vraiment cherché à innover dans le sens de comment faire briller les jeunes, comment aider les jeunes à vraiment être autonomes et à avoir ce sens de l'innovation ensemble. OK, merci Momo. C'était plus d'1 minute. C'était très émotionnel. J'ai senti ça. 1 minute pour Jeff. Oui, merci encore, Vénitia. Je voulais vraiment, on va dire quoi, emphasize, donc accélérer ce qu'a dit coach Momo, qui est très, très important et que Vénitia a dit, la fraternité. J'ai beaucoup de respect pour le Sénégal et beaucoup de pays africains. Quand vous regardez au niveau du Sénégal, la manière dont ils ont de manger le tchèp, c'est vraiment une grosse bassine. Tout le monde met les doigts, tout le monde a lavé les doigts. Et la première fois quand j'ai rencontré ça, moi qui viens du Gabon et qui a été colonisé entre guillemets par la France, etc., c'était le couteau et la fourchette. Mais automatiquement, j'ai vraiment épousé ça. Et c'est justement ça, coach Momo, que nous devons, nous qui sommes vivants maintenant, nous devons faire l'effort. Ce ne sera pas facile. Il y a eu 40 ans où il y a eu du formatage, mais je pense que même avec des initiatives comme celle-là, tout le monde est venu ici spontanément pour parler de soi et de comment il peut faire évoluer les choses. Je voulais maintenant intervenir en disant qu'on a
quelque chose dont je souhaite qu'on puisse vraiment mettre dans notre état d'esprit tout le temps. L'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique est vraiment le berceau de l'humanité. Et je vous assure qu'il ne suffit pas seulement de le dire, mais il faut aussi le représenter. Quand on regarde le Sénégal, on regarde le Gabon, on regarde d'autres pays comme la Centrafrique, comme le Maroc, mais nous avons des cultures qui ont existé depuis longtemps. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu le formatage de l'Europe? Nous avons des générations qui ont baissé les bras. Et quand c'est arrivé à un autre niveau, la moitié a baissé les bras. Mais des gens comme moi, je me suis battu. Je me suis battu pour représenter l'Afrique chaque fois. Pourquoi? Parce que dès l'instant où j'ai rencontré les œuvres de Cheikh Anta Diop, que tout le monde connaît ici, ça a été ma révélation. Mais ça s'est passé à Paris. Et à partir de là, j'ai compris que si on sait que l'Afrique est le berceau de l'humanité, à partir de là, on doit être altruiste, ce qu'on est, on doit être passionné, mais surtout, on doit renverser la vapeur. Je le dis depuis une vingtaine d'années, moi, Jeff Migolé, je suis un sacrifice pour les prochaines générations. Vous allez trouver ça peut-être bizarre, mais c'est une mission. Parce que si personne ne se sacrifie comme nos ancêtres se sont sacrifiés bien avant, comment on pourra avoir ce changement? Comment votre fille, votre garçon qui a 5 ans et dans 10 ans va avoir 15 ans, comment il va avoir un regard? Et je voudrais vraiment juste terminer avec ça en essayant de donner une solution un peu à ce Rudy a dit sur le fait que les parents ne sont pas totalement responsables. Non, moi je dis si, de la manière très simple. Lorsqu'un enfant arrive au monde, il ne vient pas de 0 mois à 10 ans. À partir de 0 mois jusqu'à 5, 6 ans, 7 ans, on a cette influence. Mais il ne faut pas avoir cette influence quand c'est trop tard. Par exemple, je vous prends mon exemple à moi. J'ai dû démontrer que sur le continent, j'avais des valeurs pour pouvoir aller en Europe et ne pas être, on va dire formaté par les tentations et tout ce qu'il y avait de négatif. Donc vraiment, le constat que moi je fais aujourd'hui, c'est que, je ne sais pas qui a dit ça tout à l'heure, on est dans une ère, mais vraiment magnifique. Il y a Internet, on peut l'avoir tout le temps, d'accord? Et on peut l'utiliser. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Peu de personnes arrivent à le faire et ils l'utilisent un peu de manière négative. Voilà un peu ce que je voulais dire et merci encore à tous. Merci, Jeff. Je vais laisser la parole à Cyril, ensuite à Jean-Moïse. Je crois qu'on va prendre aussi Daniel qui avait la main levée. Après, je donnerai le micro à Pamela qui va poser la question suivante. Je vais essayer d'en rajouter un petit peu, même si beaucoup de choses très intéressantes ont été dites. En fait, il y a beaucoup de... C'est ce qu'on disait depuis le début. Je pense qu'en fait, la société, maintenant, avec Internet, on a des outils qui sont formidables. Mais on va être honnête, on les utilise un peu pour les mauvaises choses. Et je pense que l'être humain a un talent, c'est de détourner toutes les bonnes intentions souvent en choses négatives, souvent en matière... dans tout ce qui concerne les réseaux. Et Vénitia, tu vas pas me contredire, puisqu'à l'époque, on avait découvert pendant le confinement une application qui s'appelait Clubhouse, qui était fantastique. C'était une application où d'ailleurs on s'est rencontrés dessus pour la première fois et j'ai fait des rencontres formidables. Et maintenant, si on y retourne, c'est devenu le Twitter de l'audio, entre guillemets. Et pour moi, c'était un outil mais incroyable. C'est-à-dire que tu pouvais parler avec des gens du monde entier sur des sujets précis et de vive voix et pas à l'écrit. Et ça donnait un tout autre sens. Et j'ai rencontré des gens incroyables pendant les débuts. Et petit à petit, ça s'est dégradé. Il faut penser qu'à l'époque, Facebook, ça a été créé pour relier les gens entre les universités et puis que c'est devenu petit à petit ce que c'est devenu. Et maintenant, les réseaux, c'est un petit peu le narcissisme. Et puis, moi, par exemple, j'ai été athlète. Et c'est ce que je dis souvent aux gens. Moi, j'ai une fondation depuis une quinzaine d'années. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait comprendre un peu comment fonctionnaient les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand on sortait d'un match, qu'il soit bien ou pas bien, si tu faisais un commentaire sur le match, comme souvent, tous les gens sont super actifs, que ce soit dans le basket, dans le foot, tout le monde est actif, commente, voilà, si, ça. Mais le lendemain, si je mettais quelque chose, par exemple, sur la fondation, on voulait faire quelque chose d'autre et tout ça, le fait que ce soit positif, mais pas drama, finalement, n'intéresse pas les gens.
Et en Voilà. fin de compte, les gens sur les réseaux ne cherchent pas forcément des choses. On pense que les gens cherchent des choses positives, mais non. Les gens cherchent du drama, cherchent de l'interaction, cherchent du buzz. Et finalement, c'est un peu dommage parce qu'il y a plein de gens qui veulent faire bouger les choses, mais finalement, ce n'est pas eux qui sont soutenus. Mais il y a aussi des choses incroyables qui se passent. Et je ne sais pas si les gens connaissent un peu l'univers du jeu vidéo, mais il y a un groupement qui, tous les ans maintenant, organise des levées de fonds qui réalisent en 48 heures, 72 heures des levées incroyables à plusieurs millions. Et donc, je pense qu'il y a quand même des gens qui essayent de faire du positif. Mais c'est vrai qu'on a tendance, la majorité, à l'utiliser dans le négatif. Et je pense que ça nous dessert parce que comme l'Afrique est un peu en retard, on devrait justement nous privilégier, on va dire, l'aspect positif, en tout cas, sur le début et peut-être l'aspect récréatif plus tard. Tout à fait. En tout cas, c'est un excellent point. Merci, Cyril. Je passe la parole à Jean-Moïse. Yeah. Bonsoir. Vraiment, Bonsoir. c'est super et ça fait énormément plaisir d'entendre les partages. Après, moi, il y a des partages, voilà, quand j'entends l'Afrique est le berceau de l'humanité, je regarde par ma fenêtre et je me dis, so what? Enfin, c'est bien beau, mais après, voilà. On parle beaucoup de la communauté, de la vie en communauté, de l'entraide, mais à un moment donné, quand on parle de communauté, je me demande si on ne confond pas parfois communautarisme, entraide, communauté et un peu de parasitisme. Honnêtement, c'est peut-être un peu bizarre, mais je ne crois pas au développement en communauté. Et je vais m'expliquer. Ce que je crois, honnêtement, c'est qu'il faut avoir les bonnes fondations. Si on reproduit pendant des années ce que les prédécesseurs ont fait, on n'ira pas plus loin qu'eux. Ma vision à moi, quand je regarde la société, c'est que justement, on s'est trop axé sur la communauté et pas assez sur la responsabilité de l'individu. Comment est bâti l'individu? Quelles sont mes valeurs, mes principes? J'ai la chance d'être né dans une famille où on parle beaucoup en termes de vision. Quelle est ta vision? Comment tu te projettes? Où est-ce que tu vas? Et la vérité, c'est que chacun d'entre nous, une fois qu'il arrive à être la meilleure version de lui-même, il devient cette pièce du puzzle qui, une fois qu'on les assemble toutes, donne une mosaïque super belle. Mais aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup l'impression qu'on essaye de recréer la mosaïque sans s'intéresser aux pièces uniques. Et moi, en fait, c'est ça. C'est moi, la grande valeur que je vois, et ça, c'était une valeur africaine il y a longtemps, c'était la valeur de se dépasser, de devenir la meilleure version de soi-même, la vision de se challenger. Mon adversaire, c'est celui que j'étais hier. Et ma vision, c'est celui que je suis demain. Mon adversaire, ce n'est pas l'autre. L'autre, il est sur son couloir. Si nous nous rencontrons sur le même chemin, par exemple, pour se disputer un business ou autre, là, nous sommes adversaires. Mais tant que chacun se déploie sur son couloir, nous ne sommes pas adversaires. Et si nos chemins se rencontrent, peut-être qu'on peut reconfigurer la relation. Et ça, c'est des valeurs aujourd'hui qui se perdent. Beaucoup de communautés, mais pas assez de fondations individuelles. Et justement, lorsqu'on parle des fondations individuelles, on a parlé de la famille. Aujourd'hui, la famille est en train de sortir de son socle, de ce qu'elle devrait être. On parle beaucoup des familles africaines et tout, mais lorsque je regarde l'histoire des familles africaines, je regarde, est-ce qu'on a vraiment eu des familles qui ont bâti les personnes comme il se devait? Moi, on m'a appris quelque chose, c'est on juge un arbre à ses fruits. Je regarde la société actuelle et je me dis peut-être que ces valeurs d'antan que nous vantons tant, elles étaient bonnes, mais peut-être qu'elles étaient mal appliquées. Et aujourd'hui, essayer de revenir sur ces valeurs, peut-être que ce serait une erreur. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt construire autrement? La majorité aujourd'hui l'ont dit, et ça c'est magnifique, c'est nous sommes dans une saison incroyable sur Terre. Nous sommes dans la saison où du jour au lendemain, quelqu'un peut se lever et en une journée, il est devenu millionnaire. En 2013, on a vu le Bitcoin qui est arrivé, ça ne coûtait rien du tout. Moi, on m'a proposé, j'ai craché dessus parce que pour moi, c'était du nonsense. Mes amis qui ont sauté dessus à l'époque, je les regarde et waouh, quoi, j'aurais dû. En fait, nous sommes dans une saison où tout va vite. Et honnêtement, je pense qu'il faut penser différemment.
il faut reconfigurer différemment. Et c'est un peu ça aujourd'hui peut-être la vision de l'homme qu'on est en train de chercher. C'est pas forcément l'homme en termes de, comme certaines sociétés l'ont vu, le macho, comme d'autres l'ont vu, le protecteur, comme d'autres l'ont vu, le bourreau, mais peut-être qu'on a besoin de voir un peu le penseur, quelqu'un qui veut aller ailleurs, quelqu'un qui veut réfléchir sur de nouvelles fondations. Voilà, c'est un peu mon partage sur cette première partie de la question. En tout cas, merci pour le punch. Je voyais Herman qui bougeait de son fauteuil comme si on lui avait remis un jouet. Je vais laisser la parole à Fernand. On va réessayer une fois de plus. Fernand, ensuite Daniel. Après, Pamela, tu pourrais prendre la parole pour enchaîner sur la prochaine question. Et bonsoir, j'espère que là vous m'entendez mieux. Oui. Mieux. D'accord. C'est mieux. Donc je vais reprendre rapidement ma présentation. Je disais, je suis Fernand Missengue, je suis congolais, j'habite à Pointe-Noire. Pour ma présentation personnelle, je disais, j'ai grandi dans une famille récomposée, donc avec une mère qui n'était pas la mienne, mais elle était tellement aimante et j'ai vu le partage d'amour entre son mari qui était mon père et elle. Et cela a impacté ma vie en fait. Actuellement, je suis avec mon épouse. Nous avons, comme a dit Rudy tout à l'heure, nous avons des valeurs. Je suis chrétien. De ce que j'ai vu de mes parents et de mes valeurs chrétiennes, je pense que j'ai un couple en fait qui est très très harmonieux en fait. Et dans mon entourage, je le vois, les gens le témoignent en fait. Nous sommes un jeune couple et il y a des plus vieux qui viennent même vers nous pour essayer de prendre conseil parce qu'ils voient comment est-ce qu'on avance. Ça, ce sont des valeurs que m'ont transmis mes parents et juste en les voyant. Et donc, je pense que j'essaie de les appliquer, ajouter avec les valeurs chrétiennes. Et si je peux revenir sur la question de tout à l'heure, déjà, je vais rebondir. Déjà, vous savez que c'est difficile de prendre la parole après que tout le monde soit passé. Et ils ont quasiment tout dit. Je vais rebondir rapidement sur ce que venait de dire Jean-Moïse, qui disait il exclut la partie évolution en communauté. Mais moi, je dis pas forcément. Je suis d'accord avec lui du fait qu'ils disent que chacun de nous devra faire un scan personnel pour savoir quels sont mes objectifs, où je me projette, qu'est-ce que je voudrais faire. Et c'est cette valeur personnelle associée aux valeurs personnelles d'un tiers fera que nous soyons une forte communauté ou bien nous ayons un fort partenariat pour mieux avancer. Parce que moi, je peux avoir des idées et mes idées s'arrêtent là où commencent les idées de l'autre. Et en association, nous pouvons voir la communauté chinoise. J'ai jamais vu, quand j'essaie de faire les business avec les Chinois, j'ai jamais vu un Chinois qui vient négocier un contrat, même si c'est lui la pièce centrale, la pièce principale du puzzle. Il essaie toujours de ramener avec lui 2, 3, 4 associés parce que ils ont leurs valeurs, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent obtenir, mais ils viennent en communauté. Si j'essaie de me projeter en Occident, je suis allé en France. La première fois que je suis allé en France, c'était, je crois, en 2011. Là, j'avais à Paris, je parlais de Paris, j'avais remarqué que tous les tabacs, ils étaient en majorité, il y avait des Français qui vendaient dans les tabacs. Et au fur et à mesure que j'y vais, vers les années 2015, j'ai commencé à remarquer que tous les tabacs étaient quasiment chinois. Donc, c'était les Chinois qui vendaient dans les tabacs. Et j'ai essayé de chercher pourquoi tous les tabacs ont basculé du côté de la Chine, quoi. Donc, on va dire de la population chinoise. Et je me suis rendu compte qu'ils ont une forte communauté, où quand même un jeune quitte la Chine pour venir immigrer en France, ils ont une communauté où ils appellent ça la ristourne, en fait. Ils s'assemblent tous, sachant qu'il y a un nouveau jeune homme qui est venu pour ses études et tout. Ils font des cotisations communautaires pour lui remettre et qui s'acquiert un bien. Et donc, c'est comme ça qu'ils se sont focalisés sur les tabacs et ils ont quasiment pris tous les tabacs à Paris. Et donc, pour moi, nous avons des valeurs, ok, c'est bien, nous avons des projets, mais associer ces projets au projet de l'autre, je pense que cela fera un grand coup de poing pour nous projeter très, très loin. Et après, comme disait Cyril dans sa première prise de parole, il disait le problème, c'est nos différences, en fait.
nos différences. Nous voulons mettre les différences devant ce qui peut nous unir, en fait. On regarde plus le côté négatif que le côté positif. Et on va le voir dans les réseaux sociaux. Vous pouvez faire des bonnes œuvres. Les gens, ils vont voir, ils vont pas beaucoup commenter. Et si c'est un bad buzz, vous allez voir comment ça va se publier, ça va se partir dans le monde entier parce que le monde veut du négatif. Absolument. Ça, nous devons en fait faire un rétropédalage pour savoir dans quelle direction nous pouvons partir pour être opposés à cela, quoi. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Fernand, pour tous ces apports. On va prendre une dernière réaction venant de la part de Daniel. Momo, je pense qu'il y a une question qui va t'être adressée. Tu vas adorer. Ce sera par Pamela. Donc, à Daniel pour l'instant. Merci, je vais aller rapidement. D'accord. J'aimerais dire que là où la colonisation a réussi, ce n'est pas dans l'esclavage, mais c'est de nous avoir divisés, de nous avoir fait penser que nous ne pouvons pas, parce que quand on dit pas aujourd'hui, soyons honnêtes, la majeure partie des Noirs ou des Africains cherchent l'approbation de l'Europe, c'est-à-dire on veut se faire valider par un blanc, je ne suis pas raciste, mais je le dis comme c'est, et c'est un lavage de cerveau qui a perduré, qui jusqu'aujourd'hui est une gangrène. Le deuxième problème de l'Afrique, c'est qu'il y a une jalousie qu'on n'explique pas, c'est-à-dire on ne veut pas le bien d'autrui. Donc, quand, comment il s'appelle, Herman, je crois, dit qu'on a besoin d'avancer, je suis d'accord avec lui. Quand Jean-Moïse dit qu'on a besoin de se surpasser, je suis d'accord avec lui. Mais il faut qu'on revienne d'abord sur nos valeurs. Herman a pris le cas de la Chine. Les Chinois, comment ils ont fait pour conquérir le monde? Ils sont d'abord restés eux-mêmes. Il faut qu'on puisse croire en nous-mêmes. Il faut qu'on puisse... Parce que si je crois que je suis bien, que je n'ai pas besoin de me comparer à quelqu'un, je suis unique et j'ai une valeur que j'apporte à la communauté, au monde. En ce moment, je ne me sens pas inférieur à Cyril, je ne me sens pas inférieur à Vénitia, je sais qu'on se complète. Ça, déjà, il faut penser, il faut pouvoir croire en soi et il faut croire qu'on est capable, en tant qu'Africain, capable d'accomplir de grandes choses. Et alors, on peut reproduire l'exemple juif qui fait qu'on se supporte les uns les autres pour que, et comme les Chinois, qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est de pouvoir se supporter pour donc avancer. Et si on ne peut pas faire les choses ensemble, on ne peut même pas donc s'asseoir pour mettre les idées ensemble. On va se combattre, on va se saboter et on va toujours laisser les gens venir nous coloniser. Donc, c'est d'abord ça la racine, c'est ça qu'il faut résoudre, je crois. Merci. Tout à fait. Pamela, à toi le micro. Alors, je dirais d'abord merci beaucoup à Daniel, très belle intervention, ce qui nous amène justement à aller sur les prochaines questions parce que je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de lever la main et tout. Bon, on va y arriver. On va y arriver. Moi, j'ai envie de vous poser vraiment cette question. La question de savoir quelle est votre propre définition de la masculinité dans la société actuelle et aussi quel regard vous portez aujourd'hui sur le féminisme parce qu'on ne peut pas parler de masculinité sans parler justement de féminisme et aujourd'hui on se rend compte qu'il y a cette grosse vague-là de masculinité positive parce que c'est ce que les gens sont en train de revendiquer et moi j'ai envie de savoir justement, je ne sais pas s'il y a Armel qui est là, qu'est-ce que toi tu penses en fait voilà, quelle est ta propre définition à toi de la masculinité dans la société actuelle et quel regard tu portes sur le féminisme? Doit-on parler d'égalité ou d'équité? J'ai besoin d'avoir ton avis, Armel, si tu es là. Est-ce que Armel est là? Si Armel n'est pas là, je veux bien avoir l'avis de Defustel. Merci. Mais ouais, c'est compliqué hein, comme question, enfin, les deux thématiques que tu as mis sur la table là. C'est très compliqué, mais je vais me permettre hein, avec ton autorisation, de revenir sur deux petits points précédents. D'abord, je rebondis un peu sur Herman
Herman qui disait que dans ce que nous avons comme flot de tradition africaine, il faut faire le tri entre ce qui pourrait nous faire avancer et ce qui est un peu stagnant. Et je pense qu'il a il a complètement raison parce que, comme je l'ai dit hier lorsque nous faisions notre test, moi je viens d'une société, je pense que c'est la même société que le coach Théophile, société Bamileke au Cameroun, qui est très axée sur la tradition, sur la culture, sur les valeurs, très axée là-dessus. Mais il y a aussi des choses, de mon point de vue, qui est grandi dans cette société-là, qui ne font pas avancer la communauté. Moi, je me rappelle, par exemple, moi, j'étais encore très jeune, l'école où je faisais mes études dans le village, quand je suis arrivé en Europe, mais déjà quand j'étais au Cameroun, je vendais sur le marché, j'apportais des fournitures scolaires aux enfants en fin d'année scolaire. Mais je ne sentais pas, je me posais toujours la question, mais pourquoi c'est toujours moi qui le fais? Moi, je suis un simple vendeur sur le marché dans le pousse-pousse à Mokolo, dans la capitale politique du Cameroun. Et en fin d'année scolaire, ou du moins à la rentrée scolaire, je suis le seul dans le village avec tous ces riches-là, des gens qui ont plein d'argent. Je suis le seul à me décarcasser pour les enfants. Je ne comprenais pas. Et puis après, quand je suis arrivé en Europe, je me suis dit, ben, je ne veux plus juste acheter des cahiers, je vais détruire l'école, je vais reconstruire complètement. Parce que ça n'avait d'école que de nom. Et je me rappelle, quand j'arrive au village, pour commencer les travaux de construction, ça s'est chuchoté au village que, mais qui est ce garçon qui est parti en Europe, ça fait 6 ans, il revient, au lieu de construire la maison de sa maman qui n'est pas, enfin, leur maison qui n'est pas très au top, et il construit l'école du village. Il y a des choses pas normales là derrière. Les gens se disaient ça au village. Et moi, je leur disais, en fait, ma mère est la mémoire du village et les enfants, c'est l'avenir du village. Bref, je sors de cette expérience en disant, j'ai continué à faire des choses, en me disant que on a des pesanteurs dans notre façon de penser, dans nos traditions, dont il faut se départir pour regarder des choses positives et aller de l'avant et se mettre au service du collectif. Et là, je reviens sur ce que Jean-Moué disait tout à l'heure, que la communauté ou le collectif n'est pas forcément quelque chose qui, en tout cas d'après ce qu'il disait, si j'ai bien compris, nous fait avancer. Non, moi je pense que on peut très bien, individuellement, avoir ses forces, ses propres, comment je veux dire, ses valeurs, et mettre ça au service du collectif, et mettre ça au service de la communauté. Et j'en veux pour preuve cette école-là. Certains enfants de cette école, moi, quand je suis arrivé au Cameroun il y a 2 ans pour inhumer ma mère, paix à son âme, il y a certains enfants qui sont venus me donner un coup de main au village pour l'électricité, pour de l'eau, pour ceci, et qui me disaient, ah, monsieur de Fustel, moi, je suis ingénieur électrique maintenant, quand vous construisez l'école, j'étais encore tout petit et je suis passé par là. Et aujourd'hui, je suis ingénieur. Ah bon? Ah oui, ben, c'est super. C'est ces enfants qui sont venus mettre leur force au service de tout ce que j'avais à entreprendre pour accompagner ma mère dans sa dernière demeure. Donc, le collectif ou la communauté est très important. En tout cas, dans mon cas, c'est quelque chose qui est, pour moi, important. Il faut juste faire la part des choses. Et l'autre point, par rapport à la force de la communauté, je dirais que personnellement, j'ai puisé ma force et je continue à puiser ma force, ma détermination pour avancer dans le domaine qui est le mien, qui est parfois un peu fermé, dans designer et tout. Je puise cette force-là dans mes traditions, dans ma culture. Parce que normalement, je dis toujours aux gens, je ne suis pas à la place où je suis destiné à être. Parce que quand on est dans un pays comme le Cameroun ou dans beaucoup d'autres pays africains, quand on est dans un village, on part avec un premier handicap. Quand on n'a pas fait d'études, je n'en ai pas fait parce que j'ai arrêté en seconde, c'est un deuxième handicap. Quand on n'a personne, quand on ne connaît personne, quand on vient de nulle part, c'est un troisième handicap. Comme le disait le président Laurent Gbagbo, moi, je suis parti déjà avec au moins 6 buts dans mon camp. Et il fallait d'abord égaliser ces buts-là avant de commencer à dire que, OK, maintenant, j'ai fait la remontada, il faut y aller. Mais je savais, de par mon éducation, de par ce que ma mère m'a transmis et ma communauté m'a transmis comme valeur, qu'il n'y avait que moi qui était le directeur ou bien celui qui était au gouvernail de ma vie. La détermination, toute la force. Et quand j'ai commencé dans ce métier-là, à conquérir, enfin, à partir à la conquête de ce que j'appelle le monde, entre guillemets, chaque fois, une fois, je me suis retrouvé sur le Brooklyn Bridge, en train de faire un shooting avec des caméras autour de moi, et j'ai pensé à mon village. Je me suis dit, mais c'est incroyable.
Si moi, je l'ai fait partant de ce village, 100 personnes, c'est que tout le monde peut le faire. Et je dis ici, la force de la communauté, la puissance de nos traditions. Et moi, je suis pas, comment dire, je crois à l'écuménisme, c'est-à-dire que moi, je suis bantou, je suis africaniste, je suis animiste. Je crois, en tant que Bamileke, je fais même le culte du crâne, parce que chez nous, c'est hyper important. Voilà, c'est moi-même, c'est qui je suis, c'est des choses qui me déterminent. Mais tout ça, ça ne m'empêche pas d'être humaniste, d'être bon, je crois, d'être empathique et d'aller à la conquête du monde avec ces valeurs-là. C'est ce que je voulais dire par rapport à tout ce que mes prédécesseurs ont dit. Maintenant, parlons de ce que je pense de la masculinité et puis du féminisme et tout ça. J'ai dit tout à l'heure, ou c'était hier, ou aujourd'hui, je ne sais pas, que moi, j'ai été élevé par une maman, une femme solide, comme a dit Herman tout à l'heure de sa maman, une femme solide qui est ma boussole, qui est restée ma boussole malgré qu'elle soit partie. Et je vois le monde, j'ai vu le monde sous son prisme, c'est-à-dire une femme déterminée pour qui l'homme, ou les hommes de la famille ou son mari, que je n'ai pas trop connu, mon père, et d'autres femmes étaient au même niveau. Voilà. Donc, moi, ma définition de la masculinité, c'est faire preuve je ne vais même pas dire compréhension, mais c'est poser un regard sur la personne qu'on a en face de soi, un regard normal. Moi, j'ai une épouse, mais chaque fois que je parle à mon épouse, chaque fois que je considère ou que je pense à mon épouse, je me dis toujours, bah, de toute façon, je me dis, c'est l'enfant de quelqu'un, c'est la nièce des gens, c'est la cousine des gens, donc il ne me viendrait jamais à l'esprit de lui manquer de respect, comme il ne me viendrait jamais à l'esprit de manquer de respect à nulle autre femme, parce que je ne vois pas, de mon point de vue, les forces sont égales, ou encore la femme est constituée différemment de l'homme, ça c'est un fait. C'est la science, c'est la biologie qui veut ça. Mais que ce soit mentalement, que ce soit du point de vue des choses qu'on peut accomplir, je pense qu'on peut les faire dans des conditions égales, on peut accomplir les mêmes choses. Donc, moi, je suis un homme parce que je suis sorti comme ça, comme on dirait. Donc, voilà, je fais tout pour rester l'homme élégant que j'espère, en tout cas, pour garder l'élégance que ma mère m'a transmise vis-à-vis de la femme. Et j'attends aussi que la femme ait un comportement élégant vis-à-vis de moi, parce que le monde doit être comme ça, on doit être élégant pour maintenir l'équilibre dans le monde et pour avoir, comment dire, cette harmonie-là que nous voulons dans le monde. Voilà, ça tombe bien justement des ficelles. C'est pour ça que moi, je vais te demander. Donc, pour toi, quand on parle de féminisme, est-ce que c'est une question d'égalité ou d'équité, vu tout ce que tu viens de nous expliquer? Oui, je pense que, je pense que nous, en tant qu'Africains, on n'a pas trop de leçons à recevoir, comment dire, du mouvement féministe parce que normalement, quand on regarde même les traités de Mondé de l'Empire du Mali dans les années 1922, 1922, oui, 1922, non, pas 1922, 1222, 1335, par là. Il y avait un respect des femmes. La femme était au même niveau que l'homme. La femme avait le droit de vote. La femme, je vais dire quoi, ne se voilait pas. La femme, en tout cas, était sur un piédestal. Donc, c'est quelque chose qui a toujours existé. OK, c'est vrai, comme l'a dit un autre intervenant tout à l'heure, comment dire, un des mal le plus profond que la colonisation et la traite négrière a insufflé dans notre esprit et dans notre comportement, c'est le fait de minorer la femme, le fait de porter un regard plutôt péjoratif sur la femme, comme aussi sur d'autres minorités de la société. Mais de tout temps, la femme a toujours eu une grande place dans la société africaine. C'est pour ça que le féminisme dont on parle, oui, ça a peut-être sa place parce qu'il faut rétablir les valeurs ou bien le regard que nous avions sur la femme, il faut les rétablir. Mais c'est quelque chose qui doit se faire naturellement sans qu'il y ait même un combat parce que c'est quelque chose de normal. Donner à chacun
que ce soit une femme, que ce soit un homme, que ce soit quelqu'un qui pense philosophiquement différemment ou quelqu'un qui a même une orientation sexuelle différente de la nôtre. Je le dis, il faut lui donner à chacun sa place dans la société et son respect. On ne peut pas discriminer. Nous sommes un peuple qui vivons la discrimination presque, je ne vais pas dire tous les jours, mais on vit la discrimination. On sait ce que c'est que la discrimination. Donc, je pense que vivant cela, ce n'est pas sain, ce n'est pas bon que nous pratiquions également la discrimination, que ce soit vis-à-vis des femmes ou vis-à-vis des gens qui font des choses différemment ou qui fonctionnent différemment dans la société. Donc, c'est peut-être l'équité, c'est peut-être rétablir ce qui existait déjà avant en termes de respect vis-à-vis. D'accord, merci beaucoup Defustel. Moi, j'aimerais bien entendre le coach Théophile hein, sur ce sujet-là. Coach Théophile, c'est à vous. Merci. Voilà. Si je devais comprendre la masculinité et féminisme, pour moi, il s'agirait de dire que l'homme, dans sa masculinité, doit utiliser son potentiel pour faire ce qu'il a à faire, et la femme pareil. Et à ce moment-là, évidemment, on parlera d'équité et je pense que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Si nous regardons sur le plan scientifique, par exemple, il n'y a absolument rien qui montre que le cerveau de la femme serait différent du cerveau de l'homme. Il n'y a absolument rien qui le démontre. Donc, de ce point de vue-là, l'homme et la femme sont au même niveau. D'ailleurs, même, il est prouvé aujourd'hui que les femmes ont des qualités extrêmement puissantes à certains égards qui dépassent les qualités des hommes. Et vous allez voir que dans notre société, et quand je vois dans la société en général, pas seulement africaine, mais dans le monde, les femmes occupent très peu, en tout cas par rapport aux hommes, les postes des postes de haute responsabilité. Pourtant, quand une femme occupe un poste, en général, elle est très, très brillante. Cela veut dire que on a peut-être chez les hommes beaucoup de cancres qui, du simple fait de leur condition d'homme, occupent des positions élevées, alors qu'il y a des femmes, les femmes doivent, comment je veux dire, faire beaucoup plus pour se faire accepter. Ça, c'est un premier point. Maintenant, dans la société africaine, je pense qu'il y a une organisation sociale qui fait que, en général, l'homme est le chef de la famille. Je pense aussi que c'est dans la Bible, je suis chrétien, mais la femme a une position prépondérante. Et si on va dans la Bible, on va voir que c'est les femmes qui ont fait, les femmes ont fait de très, très grandes choses dans la discrétion. Si on va dans la société africaine, on va se rendre compte que peut-être en public, la femme ne parle pas, mais souvent, ce que l'homme a décidé dans la journée, le matin, ça a changé complètement. Pourquoi? Parce que la nuit, le boss lui a fait changer d'avis. Et donc, je pense que c'est un faux débat. Nous avons des compétences. Peut-être sur le plan physiologique, il y a des différences. Sur le plan physiologique hormonal, il y a des différences. Et je crois que ces différences font que l'homme et la femme se complètent. Se focaliser sur la masculinité et la féminité, c'est un faux débat qui nous ralentit et qui nous apporte rien du tout. Et puis, je pense que si on restait sur la compétence et qu'en même temps, on a parlé tout à l'heure de respect, notre culture qui fait que la femme, naturellement d'ailleurs, même au-delà de la culture, sur le plan physiologique, la femme est plus encline à lâcher prise. S'il y a une... Et ça, je crois que c'est clairement dans la physiologie mentale. La femme est plus encline à lâcher prise. Dans une discussion, l'homme va gueuler et la femme va la boucler très vite, mais ça ne veut pas dire qu'elle a jeté l'éponge.
Parce que quand l'autre va se calmer, et c'est ça le cycle de l'énervement et puis de la baisse d'énergie, elle va revenir et elle va lui parler posément et ça va changer. Alors, vous voyez, pour moi, c'est vraiment un faux débat qui ne permet pas véritablement d'avancer. On a des débats beaucoup plus importants et je pense que l'homme et la femme sont complémentaires, ils doivent être solidaires et ensemble, ils peuvent avancer. Et les femmes qui s'amusent à se focaliser sur leur féminité, je pense qu'ils donnent le bâton pour se faire battre. Je crois que la femme doit revendiquer sa place et je pense qu'elle a suffisamment de potentiel pour démontrer qu'elle a cette force-là. Et l'homme aussi, je pense que l'homme doit être assez intelligent pour savoir qu'il vaut mieux une femme forte à côté de soi, avec qui on peut échanger, on peut dialoguer, et de cette façon-là, on irait beaucoup plus loin. Voilà un peu comment je vois les choses. Merci beaucoup, coach Théophile. Coach, j'ai vu que tu as la main, mais s'il te plaît, je vais prendre rapidement l'intervention de Rudy et on va venir à ton intervention. Rudy, est-ce que tu peux nous donner ton avis sur les questions posées? Merci. Déjà, ce que Théophile il a tout dit, tonton Théophile a tout dit. Ouais, par rapport à masculinité, féminisme, le féminisme, pour moi, c'est un faux débat. Et après, je n'ai rien contre le féminisme, mais le féminisme à outrance. Je donne un exemple. Chez moi, par exemple, voilà, je peux être devant la télé, en train de faire quelque chose, et ma femme qui vient derrière, qui me dit « Tiens, je t'ai emmené un plat, viens, lève-toi, viens manger. » Alors, il y a des femmes qui vont le voir, qui vont dire tout de suite « Tu es devant la télé, tu fous rien, pendant que ta femme est en train de faire à manger. » Ça, c'est le féminisme qui me tape sur le système. Ça n'a rien, ça n'a pas lieu d'être. Et comme le disait Théophile, en fait, l'homme et la femme sont complémentaires. En fait, il n'y a même pas à dire tu dois faire ci, je dois faire ça. Avec ma femme, ça ne se passe pas comme ça. On est vraiment complémentaires avec ma femme, même au niveau des finances. On vit dans un monde aussi où tout ce qui a trait à l'argent, les finances, dans un couple, c'est très dangereux. Ça peut diviser très facilement et fracturer un couple. Chez moi, j'ai la chance que ce ne soit pas comme ça. Je remercie Dieu pour ça. Mais je reviens aussi sur le fait pour dire que rien n'est acquis. Pour le moment, avec ma femme, ça se passe comme ça. Je remercie Dieu. J'espère que ça va continuer. Ma femme, elle touche beaucoup plus que moi. Mais ça n'a jamais été un problème. C'est-à-dire que elle veut prendre l'argent, elle prend. En fait, on ne réfléchit même pas. C'est pas qu'on est dépensier, mais il y a pas, ça ne doit pas être un frein chez nous. Voilà. Maintenant, on dit aussi que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Je ne sais pas si je suis un grand homme, mais je sais que depuis que j'ai rencontré ma femme, je suis beaucoup moins nerveux. Je réfléchis. Merci pour ton humilité, Rudy. Tu ne sais pas que tu es un grand homme. Ce n'est pas vrai du tout. Je ne te crois pas. Je suis juste grand de taille, mais après, au niveau du reste, franchement, je ne sais pas. La vérité, ce n'est pas la fausse humilité, mais en tout cas, une femme, c'est important et une femme, on va dire, c'est une puissance parce que moi, je dis toujours, hein, si tu veux connaître l'odeur d'un foyer, regarde les actes de la femme. Et même la Bible aussi le dit, c'est-à-dire que la femme folle bâtit son foyer sur... non, la femme sage bâtit son foyer sur du roc et la femme folle le détruit. Je ne suis pas en train de dire par là que c'est les femmes qui sont la cause de la destruction d'un foyer. Mais dans la Bible, tu vois que la femme a une place importante. Et aussi, on dit dans la Bible que la femme doit être soumise à l'homme. Et ce côté-là, il y a beaucoup qui le comprennent pas. C'est plutôt dans le sens respect. Mais plus loin dans le verset, c'est dit « Homme, aime ta femme comme ta propre chair ». En fait, ça veut tout dire. En fait, que tu crois en Dieu ou pas, cette partie de la Bible doit être emmagasinée par les hommes. C'est-à-dire que tu prends la Bible là pas comme livre de foi, mais comme livre de développement personnel. Et ce verset-là, je pense que tout le monde doit le mémoriser, quoi. La femme doit être soumise, mais attention, c'est pas genre ton esclave. Tu aimes ta femme comme ta propre chair. Ça veut tout dire. Et vu la mère que moi aussi j'ai eue, et je sais aussi qu'elle a eu un mariage compliqué avec mon père, c'était pas vraiment évident. Donc, manquer de respect à ma femme ou à une autre femme serait l'insulter elle déjà. Et quand tu aimes ton prochain, quand tu aimes les gens, il n'y a pas de match à avoir entre ta femme et toi. Tout se fait voilà, de façon naturelle. Il n'y a même pas à réfléchir. Maintenant, dans mon couple, je sais que moi, je suis un gueulard. Quand je m'énerve, ma femme, je ne vais pas dire elle se tait, mais elle se calme parce qu'elle sait que je suis nerveux. Elle va m'écouter parler et après, elle reviendra me voir et elle va me dire « Écoute, là, comment tu as parlé, tu t'es trop énervé, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. »
Et souvent, je m'excuse très souvent parce que, en fait, c'est ça la force de ma femme, en fait. C'est-à-dire que je m'excuse auprès d'elle très facilement. Elle n'a pas besoin de chercher. Parce que tu connais la puissance de ta femme. Quand tu sais que quelqu'un vaut la peine, quand tu as déconné, tu dis non, là, je vais aller lui demander pardon. Franchement, j'ai déconné. Et là, ça n'enlève en rien la masculinité de l'homme. Et beaucoup d'hommes pensent qu'être un homme, c'est avoir des gros bras, dire à sa femme, tu fais le ménage, tu fais à manger, tu fais ci, tu fais ça. Non, c'est pas ça. Être un homme, c'est protéger sa femme déjà. Et quand elle prend soin de toi, tu lui dis merci. Parce que franchement, c'est toi la boss de la maison. Qu'on le veuille ou non, quand tu es un homme, tu sais que c'est ta femme la boss de la maison. Pas dans le sens où tu es réduit, mais dans le sens où quand tu l'écoutes, tu vas loin. Moi, je sais que ma femme, si je ne l'écoute pas, je ne vais pas aller loin. Donc, la femme et l'homme se complètent et le féminisme, c'est un faux débat. Voilà, le féminisme à outrance. Voilà. Il y a des femmes qui se battent vraiment, elles ont raison, mais il y en a d'autres, c'est vraiment, chérie, c'est vraiment de l'exagération, quoi. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai à dire en gros. Voilà, la femme n'est pas inférieure à l'homme. Tout doit être complémentaire en fait. Voilà, c'est pas la femme n'est pas là pour les tâches ménagères et l'homme est là pour ramener l'argent. Non, tout est complémentaire. Voilà. Merci beaucoup, Rudy. Je vois que ton intervention a suscité quand même beaucoup de réactions et ça fait chaud au cœur. Je crois que les femmes sont très, très contentes d'entendre ça. Tricoche, je suis pressée d'entendre aussi ton avis. Merci. OK. Merci à tous ceux qui sont intervenus déjà par rapport à cette question très importante du féminisme. Je vais commencer par là déjà. En fait, je crois qu'il faut qu'on revoie les choses correctement, ok? Et que quelque part, on cesse de jeter la balle aux femmes en leur disant le féminisme, c'est un faux débat et puis tout ça. Je pense que c'est important, ok? Pourquoi je le dis? Parce qu'il faut se poser la question de savoir comment est-ce qu'on en est arrivé à cette problématique de féminisme que beaucoup d'hommes n'apprécient pas. C'est parce qu'il y a eu, ok, je pense, je n'ai pas fait des recherches sur le sujet, mais je pense que c'est parce qu'il y a eu quelque part assez de brimades que les femmes ont subies pendant un bon moment, ok, et des brimades qui continuent à différents niveaux de la société. Tout à l'heure, on a évoqué les différences au niveau du traitement salarial, différences, le fait qu'on n'accorde pas le droit de vote aux femmes, et ça, c'est des choses qui sont récentes dans l'histoire de beaucoup de pays. Dans des pays, c'est tout, je ne veux pas citer des noms, mais il n'y a pas longtemps que les femmes ont eu le droit de conduire des véhicules dans certains pays. Ça pose question. Jouer au football et puis tout ça. Donc, quelque part, il faut qu'on se dise, mais pourquoi, d'où est-ce que cette problématique de féminisme est sortie? C'est parce que, et ça, c'est vérifié, les femmes ont subi assez de brimades dans la société. OK? Et si on part de ce point de vue, on va comprendre quelque part que elles ont senti la nécessité de se mettre ensemble pour lutter. Et c'est également une vérité établie que dans la société, on n'obtient que ce pourquoi on lutte. Et ce n'est pas étonnant qu'à un moment donné, elles se disent, nous en avons marre, on se lève, on se met ensemble. Peu importe le mot qui a été trouvé pour qualifier tout ce combat, en fait, le mot de féminisme et tout ça, mais il y a une vérité qui est fondamentale, il y a une vérité qui est importante là, qu'on ne peut pas occulter. Il y a eu des brimades et tout ça justifie quelque part là où nous en sommes. Le problème, c'est où? Le problème se trouve au niveau du contenu, de tout ce qu'on met dans la notion de féminisme aujourd'hui. Et c'est ça, je pense que la plupart des hommes sont unanimes pour dire qu'il y a des dérives. Il y a des dérives, mais cela ne veut pas dire que le noyau, c'est-à-dire les éléments fondamentaux qui justifient ce combat, cette lutte des femmes, n'existent pas. Quand une femme est brimée par son mari, plein d'exemples, ça se justifie. Mais le contenu, aujourd'hui, c'est devenu un fourre-tout, la notion de féminisme. Devenu un fourre-tout à tel point où on se dit, mais est-ce qu'elles ont encore la tête, ces dames-là, qui racontent du n'importe quoi, excusez-moi le terme, qui racontent du n'importe quoi, excusez-moi le terme, on est tous unanimes sur ça, qui racontent du n'importe quoi et qui, quelque part, de par ces théories totalement fausses, déraisonnables, et puis tout ça, mettent à mal le combat de la femme noble, de la femme digne qui veut
qui veut être respectée dans la société, qui veut que sa valeur soit reconnue. Donc, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, ou du moins, est-ce qu'on va leur dire, OK, mais faites le commun en votre sein, mais entre vous-même pour que l'ivraie soit mis de côté et qu'on sache, voilà, le bon grain sorte et qu'on dise, voici les femmes qui défendent, qui représentent mieux le féminisme. C'est pas, je ne pense pas que ce soit le moment de s'aventurer de ce côté-là. Mais aujourd'hui, il y a une vérité, c'est que la notion de féminisme est devenue un faux-tout et des choses qui sont déraisonnables sont mises dedans. Merci. Le dernier point sur lequel je voudrais intervenir rapidement, c'est que quelque part, la notion de féminisme dénature, en rapport à l'Afrique, dénature nos sociétés africaines parce qu'il y a des choses qui constituent des valeurs en Afrique, okay, qui sont de plus en plus dénaturées par cet envahissement d'un féminisme qui, je ne sais pas s'il est occidental ou asiatique, mais qui quelque part dénature nos valeurs africaines, des valeurs de la famille, par exemple. Merci, qui sont de plus en plus Tricoche, moi j'aimerais un peu rebondir. Moi j'ai un peu du mal toutes les fois que lorsque quelque chose se passe sur le continent africain, on se dit que ça vient toujours de l'extérieur. Peut-être que ça vient de nous. Peut-être que c'est amplifié, peut-être que c'est des vices. C'est pas toujours la faute des autres en fait. Aujourd'hui, tout le monde détient un téléphone portable. On peut pas dire que l'utilisation que chacun en fait et c'est la faute de quelqu'un d'autre. On a des valeurs, on sort de famille, on sort. C'est-à-dire, moi je pense qu'il y a une perdition des mœurs et il faudrait que chacun se regarde dans la glace et ne pas toujours dire que tout c'est la faute. Tout ce qui ne va pas mal. Non, je ne dis pas que c'est totalement la faute de des réseaux sociaux. Mais je pense que quelque part, on copie ce qu'on a vu. Et de ce point de vue-là, si je m'appuie sur cette logique, il y a une forme de copie. Je ne trouve pas le mot exact. Bref, on copie nos sœurs féministes, copient des choses et veulent les appliquer dans notre société, alors qu'il y a un total déphasage. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que si je prends une dame telle que Wangari Maathai ou Ellen Johnson Sirleaf, tu diras qu'elle a copié qui? Ça, c'est du féminisme absolument positif. Ellen Johnson Sirleaf a reçu, par exemple, un prix Nobel de la paix. Elle est arrivée avec une autre dame. Elle l'a partagé avec une autre dame. Donc, pour moi, c'est du féminisme. Dans mon combat, je ne fais rien sans les autres femmes. Donc, je ne vais pas dire que je copie quelqu'un, mais plutôt parce que je viens d'une lignée de femmes qui, m'ont porté à vie et m'ont donné la vie et aujourd'hui je veux leur ressembler. Donc je ne peux pas dire que c'est de la copie de quelque chose d'autre. Moi je viens du Congo, hein, Tricoche. Chez nous, il n'y a pas des Nana Benz. Le principe de la copie n'est pas quelque chose de mauvais. Ça existe dans toutes les sociétés. Ça a toujours existé. On copie toujours quelque part. Seulement que quand on copie, on l'adapte à soi, on voit dans la société dans laquelle on est, qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui ne va pas choquer en fait quelque part, qu'est-ce qui ne va pas aller totalement à l'encontre de ce qui est. Ça veut, je ne dis pas que je suis contre des révolutions, parce que quelque part, quand on importe, quand on importe des valeurs d'autres, d'ailleurs pour les implanter, ça crée une forme de révolution, quelque part, je ne suis pas contre ça. Mais le bon sens, en fait. Revenons-en au bon sens. Revenons-en au bon sens qui est partagé par tout le monde et aussi bien Vénitia que Pamela peut dire, OK, et moi, Tricoche en tant qu'homme, OK, on peut se dire, voici ça qui est copié, qui est reproduit dans notre société, n'est pas correct. On ne peut pas l'admettre. C'est ça que je parle du moins. Parce qu'il y a un minimum basique que la vertu des quatre. Elle a dit la vertu est la chose la mieux partagée au monde, mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression que ce n'est pas le cas et on défend des choses qui ne doivent pas être défendables. C'est mon point de vue. Je ne suis pas du tout contre le fait qu'on copie ce qui est positif et qu'on l'amène dans la société parce que ça transforme. Mais qu'on copie du n'importe quoi et qu'on l'amplifie, là, c'est mauvais. D'accord. Merci beaucoup, Tricoche. Il y a 3 mains qui sont levées.
Vénitia, merci. Si tu permets, je vais. Il y a Momo, il y a Cyril et Armel qui veulent prendre la parole. Si vous permettez, je vais donner la parole à Armel pour 1 minute, puis à Cyril pour 2 minutes et Momo 2 minutes. Parce que, en fait, j'ai besoin d'avoir vos avis sur le sujet. Armel, vas-y rapidement. Merci. Est-ce que c'est censé être Herman ou Armel? Armel. Armel, merci beaucoup. Armel, le micro, merci. Ok, d'accord, merci. Alors, ok. Alors pour moi, la masculinité ou le féminisme, c'est des thèmes qui ne me disent pas grand-chose. Alors, Armel, est-ce que tu m'entends, Armel? On a un problème de connexion avec toi. Je vais d'abord donner la parole à Cyril, le temps que tu règles ton problème de connexion. Oui, je vous entends. Ça crache beaucoup. Donc, on va d'abord donner la parole à Cyril, que tu règles le problème de connexion, c'est-à-dire tu sors du studio et tu reviens dans le studio. Merci beaucoup. Il y a un commentaire, Pamela, de Jean-Moïse. Il dit la connexion d'Armel bug, donc c'est la photo féministe. Jean-Moïse, je ne vais même pas t'écouter parce que moi, en ce moment, je pense que nous tous, nous avons besoin d'écouter Cyril et puis Momo. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai 4 sœurs, donc, donc forcément, je suis un petit peu de leur côté. Et je pense que c'est bien aussi parce qu'elles ont réussi de grandes choses dans le monde de l'entrepreneuriat. Ma sœur, elle a dirigé une grosse entreprise à Monaco qui était depuis dirigée par des hommes. Donc, je pense que c'est important que des gens compétents puissent accéder à ces postes, et peu importe que ce soit un homme ou une femme. Et c'est pour ça que j'aime bien parler aussi le plus souvent d'équité plutôt que d'égalité. D'équité, pourquoi? Pour moi, en fait, l'équité, c'est en fait si tu as les compétences pour être à cet endroit, à ce poste, tu y vas, que tu sois un homme, que tu sois une femme, peu importe. L'important, c'est que tu puisses remplir et que tu aies les compétences pour atteindre ces objectifs. Là où j'ai un petit peu plus de mal, c'est un peu dans le terme égalité. Mais dans le terme égalité, c'est pas dans le terme égalité parce que je pense qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre. C'est juste que, comme je disais tout à l'heure, en fait, je pense juste tout simplement qu'on est tous différents, que ce soit les hommes entre les hommes, que ce soit les femmes entre les femmes, que ce soit les hommes-femmes. Ce que je veux dire, par exemple, demain, si dire que je suis à égalité avec une femme, mais si demain je décide d'avoir un enfant, concrètement, je ne peux pas tout seul. C'est juste factuel. Ne serait-ce que, par exemple, si je me compare à un autre homme, peut-être que moi, à l'école, il y en a un, il va apprendre il va apprendre en 10 minutes ce que moi, il va me falloir 3 heures pour apprendre. Ne serait-ce que dans le sport, dire que l'égalité existe, je peux m'entraîner toute ma vie, je rattraperai jamais une Usain Bolt. C'est aussi factuel. Et donc, en fait, ce terme d'égalité, en règle générale, me dérange parce que, en fait, ça voudrait dire que tout le monde est pareil, et c'est pas vrai. Et c'est pas péjoratif que de le dire, c'est juste c'est juste factuel. On est tous différents, et justement, on doit utiliser nos différences pour avancer tous ensemble et se placer aux bons endroits pour justement être les plus productifs possibles ensemble. Et pour moi, c'est toujours un non-sens de dire, ben voilà, vous êtes tous à égalité. Ben non, c'est pas vrai, parce qu'il y aura aussi les différences sociales. Le fait que peut-être moi, mes parents, ils pourront m'envoyer dans telle école et que l'autre, il pourra pas. Donc, dire qu'on a égalité, ce n'est pas vrai. Et donc, en fait, c'est tout un système en fait qui fait penser que tout le monde devrait être à égalité. Et en fait, c'est pas parce que tu n'es pas à égalité avec quelqu'un que tu vas réussir moins bien que lui. C'est juste que chacun doit utiliser au mieux ses armes, en fait, pour moi, pour réussir dans la vie. Alors, je préfère parler d'équité, que tout le monde, par exemple, ait les mêmes chances, c'est-à-dire que chacun puisse tenter sa chance, et après, le reste se fera, parce que, comme je disais, pour moi, l'égalité n'existe pas. Donc, Je sais pas. après, c'est peut-être moi, mon fait que j'ai été sportif et que nous, on voit dans ce monde-là beaucoup de gens qui veulent essayer, et après, la réalité de plein de choses te rattrape. Tu as beau t'entraîner 70 heures par jour, il y a des gens que tu pourras pas rattraper parce que tout simplement, ils sont plus forts que toi, ils ont plus de talent que toi, et c'est souvent, c'est des facteurs que tu ne peux pas gérer. Tu as beau avoir... et c'est pour ça que des fois,
J'aime bien cette phrase, mais elle est un petit peu utopique quand on dit à quelqu'un, bah, si tu veux, tu peux. Si tu veux, tu peux. Dans l'esprit, c'est bien, mais dans les faits, c'est pas toujours réaliste. Et je trouve que par rapport aux nouvelles générations, aux enfants, moi, j'essaye d'apprendre à mon fils justement cette différence, c'est-à-dire que tu peux réaliser des choses dans ta vie, tu peux travailler pour réaliser des choses, des grandes choses, mais il faut savoir aussi ce que tu peux faire et ce que tu peux pas faire. Et c'est pas péjoratif que de savoir aussi te placer dans la société, dans quelque chose. Moi, par exemple, mon fils a grandi à Monaco. Il est fan de il est fan de Formule 1. Mais moi, je fais 2 mètres. J'ai fait du basket, donc je lui dis, à moins que tu soulèves la Formule 1, il y a très peu de chances que tu puisses faire pilote de Formule 1 parce que tu ne pourras pas rentrer dedans. Et c'est factuel, c'est ton rêve, mais il va falloir que tu choisisses d'autres choses et de l'emmener sur des choses où lui, il a des compétences et il peut aussi créer d'autres rêves. Merci J'espère que je beaucoup. me suis bien exprimé. Merci. Ouais, merci beaucoup, Cyril. On va prendre mon mot rapidement. Merci. Tricoche, si tu peux bloquer ton micro, s'il te plaît, pour un moment. Ok, merci. Moi, j'aimerais juste réagir par rapport à la question elle-même, c'est-à-dire parler de masculinité et peut-être de féminisme. Bon, tout d'abord, je commence par dire qu'il nous faut revisiter l'histoire en tant qu'Africains, puisqu'on parle de la société contemporaine et tout ce que nous allons débattre va peut-être toucher au présent, mais forcément au passé aussi. Donc pour moi, le féminisme, pour moi, il n'existe pas vraiment. Parce que parler de féminisme, on peut faire du révisionnisme sur le statut de la femme. Et pour qui connaît l'histoire de l'Afrique, la femme a toujours occupé un statut très important. Donc, pour moi, la question n'est pas de débattre du féminisme, mais surtout de remettre en ordre les domaines de compétences de la femme. Parce qu'il y a de ces domaines où l'homme n'est pas suffisant. C'est-à-dire, l'homme peut bien vouloir faire certaines choses, mais il n'y arrive pas autant de succès que si la femme s'y investit. Par exemple, l'idée de Vénitia, par exemple, Tropics Business, Tropics Magazine, avec tout ce que ça comporte comme branche et network. Personnellement, en tant qu'homme, je ne crois pas que j'aurais pu le faire. Parce que Vénitia, moi, je lui dis toujours, elle est une sorte de soleil et elle brille et elle garde ses rayons sur tout le monde. C'est-à-dire, elle a cette qualité que nous appelons ici au Sénégal la qualité de l'aiguille. Elle sait tisser des liens facilement avec tout le monde. Et ça, c'est une qualité féminine. C'est une qualité qui est principalement féminine et qui existe, que nous voyons en Afrique, et qui a toujours été une qualité des femmes africaines. Une femme africaine au foyer, on dit toujours que si le foyer est chaleureux, c'est parce que vraiment, la femme s'est tissée, voilà, c'est ouais. Exactement. Etc. Et ça, ce sont des qualités qui sont propres à la femme. C'est-à-dire, nous les hommes, nous n'allons pas disputer ces qualités aux femmes. Elles sont, voilà, comment je veux dire, c'est elles qui sont dépositaires de ces qualités. Donc, parler de féminisme, pour moi, ce n'est pas un débat qui fait avancer le statut de la femme. Personnellement, le féminisme, c'est un débat qui est assez vite, puisque les femmes ont déjà un statut très important, surtout pour chez nous, les Africains. Si vous revisitez l'histoire des résistances en Afrique, vous allez dans un pays comme l'Angola, avec la reine qui a résisté aux Portugais pendant longtemps, c'est une figure emblématique. Vous venez au Sénégal, nous avons Aline Sitoé Diatta, jusqu'à aujourd'hui, c'est la figure la plus importante chez les Diola. Vous allez dans la chambre du Mandé, avec l'Almami Samori Touré, mais c'est la femme qui occupe la place de la bravoure. C'est-à-dire, dans son chant, il dit, vous les hommes, si vous ne connaissez pas le chemin de la bravoure, tendez votre sabre aux femmes. Elles vous montreront le chemin de la bravoure. Donc, ces choses-là, ce n'est pas des choses contemporaines.
C'est pour ça que j'ai dit, si on parle de la société contemporaine, il va nous falloir revisiter notre passé et comprendre que l'idée de féminisme, et là je vais dire quelque chose qui choque, l'idée de féminisme colle plus à la culture africaine. Et qu'est-ce que je veux dire par là? D'où évolue le statut rétrograde de la femme dans la société? Pour moi, personnellement, je la colle au péché originel. C'est-à-dire, si on va dans le créationnisme, Adam et Ève, et lorsque voilà, Ève a mangé la pomme, et de là est partie l'idée de la femme qui est le péché en soi. L'islam a fait de la femme une personne qui doit se voiler parce que tout son corps est péché, etc. Le christianisme fait de la femme voilà, une nonne, une vierge qui doit rester vierge, pure, je ne sais pas quoi et quoi. Et c'est de là un peu qu'est partie cette idée voilà, d'un être rétrograde en fait dans la société. Mais chez nous, les Africains, nous n'avons jamais eu ce problème. Historiquement, culturellement, nous n'avons jamais eu ce problème d'un être, d'une personne rétrograde dans la société. Ah bon? Ça m'étonne. Des professionnels et qui lui sont réservés. C'est-à-dire, même jusqu'à aujourd'hui, dans nos sociétés contemporaines, quand on parle de certaines cérémonies attenantes au mariage, bien au baptême des enfants, etc., mais il y a des choses qui sont réservées aux femmes. Il y a des parties des rituels ou bien de la cérémonie où il n'y a que la femme qui décide. Et ce sont les femmes qui sont chargées de ces choses-là. Les hommes n'ont rien à dire, n'ont pas de mots. Donc, pour moi, encore une fois, je l'ai dit, le débat du féminisme est un débat vide. Bon, ça, c'est mon c'est un débat qui, franchement, ne nous fait pas trop avancer et voilà, qui ne baisse ni l'image de la femme, qui ne rabaisse non plus pas l'image de l'homme. Merci beaucoup, Momo. Je vais laisser la parole à ma consoeur Mireille pour la suite des questions. Merci. Donc là, voilà. Bonsoir à tous. Donc, mes questions seront les suivantes. Elles concernent le plafond de verre, mais j'aimerais dire que c'est ce que je vais poser comme question est le fil conducteur de ce que vient de dire Momo, parce que j'abonde totalement. Que l'on soit pratiquant ou pas, on a trois livres sacrés et où toute l'histoire de notre vie y est écrite. Donc, chacun peut les lire. C'est juste de la connaissance et une nourriture intellectuelle. Parce que de tout ce que l'on dit là actuellement, il y a forcément une origine, et que si tu veux résoudre ou apporter des solutions, déjà il faut savoir de quoi tu parles. Et quand je dis de quoi tu parles sur un plan définition, donc qui dit définition dit plusieurs interprétations, ou sinon de quoi tu parles dans son sens étymologique. Donc là, il n'y a qu'une racine et il n'y a qu'une explication possible. Alors, il faut partir de là. Et puis, puisque nous sommes sur le panel francophone, j'aimerais rappeler que francophone, sur le panel de français, donc c'est lié à la francophonie. Et puis de toute façon, puisque nous parlons tous français, je pense que tous qui nous sommes là sur ce panel sommes effectivement issus de pays francophones. Moi, j'ai trouvé quelle est l'origine du plafond de verre entre les femmes et la France. Oui, entre les femmes et l'homme. J'ai trouvé quelle est son origine. C'est que, il faut savoir, puisque j'ai parlé de francophonie, c'est que ça date de la Troisième République. Nous sommes en France sous la Cinquième République. Ça date de la Troisième République, ça date de Napoléon. Voilà. En France, aujourd'hui, il n'y a que 2 hommes politiques qui ont mis les fondamentaux de la société politique, de la société et toutes les strates de la société dans laquelle nous vivons. C'est Napoléon et Général de Gaulle. C'est pour ça que la communauté française adoube ces 2 grands hommes et ne veulent rien déconstruire, ne veulent rien modifier, point. À ce titre, je fais juste une aparté, j'étais avant-hier présente à un débat citoyen sur la situation actuelle de la France et particulièrement pour demain, et une personne a posé la question, pourquoi cette différenciation des insulaires entre par exemple la Corse et les Outre-mer? J'ai dit parce que la Corse c'est Napoléon. Voilà, donc ça résume. Donc maintenant, ma question c'est,
Pourquoi pourriez-vous expliquer la différenciation de ce plafond de fer, pourquoi les hommes sont toujours mis en avant? Nous savons que la communauté de l'homme, la communauté universelle, c'est que plus de 52% sont des femmes. Mais quoi qu'elles fassent, quoi qu'elles disent, et où que vous les ayez placées tout à l'heure, eh ben, elles sont toujours en retrait, elles sont toujours moins recommandées, elles sont moins mises en lumière. Et l'homme n'est pas pluridisciplinaire comme la femme, mais il suffit de rien et puis après, il est au devant. Donc, ma question était la suivante. Je vous laisse répondre, messieurs. Ne vous gênez pas, parce que quand c'est moi qui prends la parole, vous avez l'air timide. Je pense qu'on peut laisser la parole à Théophile Armel. Et on revient vers Fernand, Jean-Moïse et Rudy. En fait, il faudra les désigner. Faut pas m'oublier, hein. Je suis là pour une raison aussi. Hein. Faut pas m'oublier là. On ne t'oublie pas. On va devoir les désigner parce que si on leur laisse le choix, ils vont jamais. Donc, coach Théophile, c'est à vous. Voilà. Tout à l'heure, j'ai dit que la masculinité et le féminisme étaient des faux débats. Mais je n'occulte pas en même temps le fait que les femmes sont encore défavorisées dans la répartition comment je vais dire ça, des positions à compétences égales. Et là, on ne parle que véritablement du côté professionnel, côté management et côté pouvoir. Mais tout à l'heure aussi, j'ai dit que au niveau familial, dans la cellule familiale, la femme occupe bien toute sa place. Toutefois, si on veut essayer de comprendre les origines de cette discrimination, il suffit aussi de savoir que ce que nous sommes le produit de la domestication, de notre domestication sur, comment je dis, pas seulement quelques années, mais depuis nos origines. Parce qu'aujourd'hui, les neuroscientifiques prouvent que la façon dont nous sommes constitués est influencée pas seulement par nos parents et nos grands-parents, mais par nos origines. Et dès les origines, pour des raisons de structuration de la société, les rôles étaient repartis. La femme était à la maison, elle s'occupait des enfants, elle gardait les enfants, elle faisait à manger. Et l'homme, qui avait beaucoup plus de muscles, parce que c'est là l'origine, l'homme avait beaucoup plus de muscles, c'était simplement à ce niveau-là que la différence se faisait, devait aller à la chasse et ramener à manger pour la famille. Malheureusement, dans le développement comment je dis, de l'homme, de l'être humain, il y a des gènes qui sont restés parce que nous sommes, notre personnalité, c'est comme je disais tantôt, c'est le produit de toutes les influences passées et même lointaines. Et je crois que ce qu'il faut faire maintenant, une fois qu'on a dit cela, c'est que nous devons continuer à aller vers vers le progrès dans lequel nous sommes, parce qu'il y a un réel progrès dans la répartition des rôles de la société. Il y a un réel progrès et on donne de plus en plus de rôles à la femme. Et je pense que les femmes ont juste besoin de continuer à mériter, parce que quand une femme moi je constate que quand une femme a une responsabilité, en général, elle l'assume très très bien. Ça va prendre un peu de temps, mais je pense qu'il faut simplement qu'on continue dans ce progrès-là. Bien sûr, les gouvernements peuvent aider en travaillant sur des principes comme la parité, des choses comme ça, mais je
peux vous assurer que ce n'est pas en descendant dans la rue et en criant « nous voulons être l'égal des hommes », etc., que ça va changer. Je pense que progressivement, ça va se faire. Les femmes doivent simplement rester compétentes et ne pas verser dans simplement la revendication. Ça ne nous fait vraiment pas avancer. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, je suis désolée, mais alors, quasiment toute l'intégralité de ce que vous avez dit m'interpelle et je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord parce qu'une personne comme moi, comme Vénitia, on n'a pas le gène comme vous l'avez décrit et de manière scientifique. Donc, on n'est pas né. Et puis, donc, ça veut dire que si on a des gènes, on a nos chromosomes, ça veut dire qu'on va les transmettre à nos filles, puisque c'est génétique. C'est ce que vous avez... Non, je peux expliquer. Je peux mieux m'expliquer, oui. Je pense qu'il peut y avoir confusion. J'ai simplement dit que qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, la personnalité d'un être humain, c'est le produit de tout l'apprentissage, de toute la domestication qu'il a subie à partir de ses parents, de ses grands-parents, de la société, de son histoire. Mais aujourd'hui, les neurosciences disent que cette influence-là va plus loin que les parents et les grands-parents proches. Et ça va beaucoup plus loin. Je ne dis pas que les femmes transmettent le gène de leur position de faiblesse à leurs enfants. Je dis simplement que de mon point de vue, je pense que si au fil du temps, les hommes ont voulu montrer toujours qu'ils étaient plus forts, c'est parce qu'au départ, il y avait une répartition des tâches, des rôles. L'homme jouait des muscles pour apporter à manger à la maison et la femme avait un rôle qui était central. Elle faisait des enfants, elle l'accompagnait, elle assurait l'équilibre de la famille. Maintenant, il y a peut-être des gens qui n'ont pas pu donner de la valeur à ce que la femme fait. Mais aujourd'hui, nous savons absolument que ça a une valeur fondamentale. Et j'ai simplement voulu montrer que probablement, c'est aussi ça qui a fait que les hommes sont très machos, mais progressivement, on voit bien que ça change aujourd'hui. Pourquoi ça change? Parce que les besoins primaires, comme il y en avait auparavant, ne sont plus exactement les mêmes. Et je veux dire en passant que dans la société africaine, les femmes ont eu plus de respect et plus de responsabilité vis-à-vis des hommes que même dans la société occidentale. Parce que je peux vous garantir que la société occidentale, on avait Napoléon, mais avant tout ça, les femmes étaient vraiment, n'avaient vraiment pas voix au chapitre. Et je pense qu'en Afrique, elles ont plus eu voix au chapitre. Malheureusement, entre-temps, il y a eu ce monde qui est devenu globalisé progressivement et il y a eu un mélange, nous avons perdu un peu notre culture et après finalement, qu'est-ce que nous apprenons? On apprend la culture européenne, c'est ça qu'on apprend dans les écoles, mais notre culture on ne la connaît pas, mais la réalité c'est que notre culture les femmes étaient beaucoup plus puissantes dans notre culture que dans la culture européenne. Voilà un peu, je ne sais pas si j'ai été beaucoup plus clair. Oui, ça me convainc pas du tout. Je suis très contradictoire avec vous. Je vais donner la parole. Okay. Pas de problème. Je vais donner la parole à Fred Armel qui a levé la main. Alors, merci à vous. Déjà, moi, personnellement, il faut dire que les thèmes masculinité ou féminisme, ça ne me dit pas grand-chose. Parce que pour moi, le plus important, en fait, c'est le respect. D'accord, le respect de soi-même et le respect qu'on a pour son vis-à-vis. Pour moi, on n'est pas homme quand on ne se respecte pas soi-même et qu'on ne respecte pas la femme. Et de la même manière, on n'est pas femme quand on ne se respecte pas en tant que femme et qu'on ne respecte pas l'homme. J'ai l'impression que le fait de vouloir en fait donner des dénominations, le fait de vouloir savoir qui est égal à qui ou qui est supérieur à qui, nous a créé encore plus de problèmes. Il faut également dire que
lorsque moi, de mes analyses, j'ai l'impression que le problème du féminisme, si je peux le dire de cette manière-là, parce que déjà, pour moi, on est tous féministes à la base. On est tous d'accord pour l'épanouissement de la femme, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle. Mais à partir du moment où des personnes, en fait, se taguent féministes, se revendiquent féministes, on observe que c'est à partir de ce moment, en fait, qu'il y a des dérapages. Parce qu'il faut l'avouer, aujourd'hui, dans le mouvement féministe, il y a des dérapages. Et je me dis que le problème, en fait, du féminisme aujourd'hui, en fait, c'est la personne qui se dit féministe. Pour revenir à votre question, c'est vrai, il faut dire que les chances ne sont pas égales. Aujourd'hui, la femme continue de rester en retrait, mais le problème, à mon humble avis, il est plus profond en réalité. C'est un problème d'ordre éducationnel parce que tout part de là en réalité. Aujourd'hui, déjà, lorsque on prend sur le plan éducationnel à l'école, lorsque vous voyez le nombre d'élèves en classe de 6e, le nombre de garçons et le nombre de femmes, et que vous remontez jusqu'en classe de terminale, en fait, il y a le nombre de femmes qui diminue considérablement par rapport au nombre d'hommes. Et il faut également dire qu'il y a beaucoup de femmes qui décident en fait de rester en retrait, forcément à cause de l'éducation, à cause de notre environnement, dans la mesure où des fois on a bien envie en fait de confier des responsabilités à des femmes. D'ailleurs, on le leur confie, mais de manière volontaire, en fait, elles ne se sentent pas capables en fait d'assumer pleinement ces responsabilités-là. Et pour finir, je pense qu'il est important pour la femme de savoir en fait que l'espèce humaine, d'accord, qui est l'espèce dominatrice de ce monde, est composée d'hommes et de femmes, d'accord, uniquement d'hommes et de femmes. Et donc, la femme, elle a besoin de l'homme pour son émancipation, de la même manière que l'homme a besoin de la femme pour son émancipation. Et il ne faudrait pas se mettre dans des revendications, il ne faudrait pas prendre les choses sous forme d'une guerre à livrer en fait à l'endroit de la gente masculine. Parce que lorsque les femmes prennent les choses de cette manière, c'est perdu, c'est directement perdu d'avance. Parce que dans la société, dans l'espèce humaine, il y a l'homme, il y a la femme. C'est vrai, en tant qu'homme, on reconnaît en fait que la femme n'est pas assez mise en lumière et qu'il faudrait qu'on revoie les choses déjà au niveau de l'éducation que nous donnons déjà à la base, la manière dont nous traitons en fait nos enfants, que ce soit un garçon ou une fille. Et donc, il ne faudrait pas en fait que la femme aujourd'hui prenne les choses comme une revendication, comme en fait, on a l'impression des fois que le problème de la femme est lié spécialement en fait à l'homme. C'est comme si c'est l'homme qui est à la base de tous les problèmes de la femme aujourd'hui, alors que ce n'est pas forcément ça. Parce que quand on parle d'éducation, déjà dès la base, ce n'est pas l'homme en fait qui éduque, ce n'est pas seulement l'homme, d'accord, qui éduque les enfants. C'est à la fois l'homme et la femme qui éduquent les enfants. Et donc aujourd'hui, il faudrait en fait qu'on puisse revoir carrément en fait la notion, les combats de féministes et tout. Il faudrait que la femme en fait ramène la balle à terre pour repartir sur de nouvelles bases et bien sûr avec l'accompagnement des hommes, parce que nous sommes tous d'accord en fait qu'il faut vraiment lutter pour l'émancipation de la femme. Donc c'était ce que moi j'avais à dire. Merci. Armel, j'ai une question, Mireille, je voulais rebondir. Au Bénin, la société est quoi? Patriarcale ou matriarcale? Je pense que nous sommes dans une société patriarcale. D'accord. D'accord. Ce qui est différent, donc il faudrait vraiment recentrer le débat parce qu'en Afrique centrale, elle est matriarcale et ce sont les femmes qui éduquent les enfants. Donc, quand on dit que les femmes, l'homme et la femme éduquent, non, le papa donne naissance. C'est la maman qui a le pouvoir. Et si tu peux te rendre sur
Google, essaie de googler le royaume Congo avec K et tu apprendras un peu plus du système matriarcal qui caractérise toute la région Afrique centrale. Et que ce soit au Gabon, que ce soit au Cameroun, c'est d'abord la mère qui donne cette éducation et l'inculque, et son rôle ne s'arrête pas qu'à donner naissance. Une fois qu'elle a donné naissance, tout lui retombe dessus. Là où la société matriarcale est ingrate, entre guillemets, c'est lorsque arrive le temps justement du mariage traditionnel. Il va arriver que la mère va se sacrifier tout au long de la vie pour ses enfants, mais c'est au papa de donner sa fille au mariage. C'est là où c'est ingrat en fait. Donc quand tu parles, je vois bien ce que tu dis, que c'est un travail qui est fait en binôme, mais ça dépend du contexte dans lequel on le place. C'est ce que je voulais compléter à ta réponse. Alors, permettez, s'il vous plaît. Oui, je Daniel. veux juste dire quelque chose sur ce que Vénitia a dit et faire un commentaire sur l'un des messages que Mireille a laissé. Je crois, je suis camerounais, donc je crois que je vais dire beaucoup de choses, peut-être que seront mélangées, comprenez-moi, mais d'abord, l'enfant ou la femme prend l'éducation de l'enfant jusqu'à son adolescence. Généralement, dans notre société, à partir de l'adolescence, c'est l'homme qui prend la relève à ce niveau-là. Parce qu'il faut donner des directions à l'enfant, il devient grand. Donc, ce n'est pas complètement vrai que c'est la femme qui fait tout le travail pendant toute la vie de l'enfant. Je ne suis pas complètement d'accord avec cette phrase. D'accord. Le commentaire que Mireille a fait, c'est l'homme est né d'une femme, il épouse une femme et c'est encore une femme qui lui permet de devenir père. Mais vous oubliez qu'il faut un père aussi pour que la femme soit mère. Donc, bien sûr. Je répète ce que tout le monde a dit ici. Ce n'est pas parce qu'on ne donne pas une valeur à la femme. Je m'interroge en fait sur l'impact que la réponse à cette question de féminisme a. Qu'est-ce que ça va résoudre comme problème? Parce qu'on en parle, mais c'est clair que dans notre société africaine, on donne de la valeur à la femme et on respecte la femme. Mais si on doit être objectif maintenant, qu'est-ce que la réponse à cette question de féminisme donne? Si vous pouvez répondre, vous les dames qui êtes sur le plateau. Parce que je crois que ce que vous avez fait, Vénitia, ce que Mireille a fait, ce que Hélène Sirleaf a accompli, ce n'était pas parce qu'elle voulait se comparer ou Oprah. Peut-être qu'Oprah, son histoire est différente, mais je crois que, parce que je te connais, je te tutoie, je te connais personnellement, Vénitia, ce que tu as accompli, ce n'est pas parce que tu voulais te comparer à un homme. Non, c'est par passion, c'est parce que tu voulais faire. Donc, féminisme, la question ne doit pas se poser. Je reviens encore à mes propos du début, de dire que lorsqu'on connaît sa valeur... I gotta say something at this point, sorry. Herman, attends un instant, attends. Et ce que Jean-Moïse a dit, si on essaie de se surpasser chaque jour, alors on avance et on se donne des objectifs et on avance. Et il n'y a pas question il n'y a pas de raison de se comparer à un homme ou à une autre femme, peut-être à d'autres personnes, mais ce n'est pas le genre qui détermine ta capacité. La capacité de faire quoi que ce soit dans la vie. Je suis d'accord sur ce point. On a 5 doigts sur la main et oui. Chacun des doigts a sa responsabilité. Donc, l'auriculaire ne fait pas ce que le pouce fait. Oui. Les yeux ne font pas ce que les oreilles font. Chacun a sa place dans la société. Et si j'aimerais, pardonnez-moi du terme, si on perd le temps à se comparer aux autres, je ne sais pas ce qu'on résout comme problème. En fait, c'est ce que je veux demander. Merci. OK. Merci beaucoup pour cet ajout. J'ai vu beaucoup de gens qui voulaient réagir. Herman, 30 secondes. Yes. Herman, you got to say something. Lol. OK. Je dois parler en français, je pense. Hein. Je suis au Canada. D'abord, je suis au Canada. Je suis pas. J'ai passé la majeure partie de ma vie au Canada à ce point-ci. Et si vous regardez le Canada, c'est l'un des pays les plus progressistes au monde qui soit. Et donc, à un moment donné, je dois me sentir dans un certain univers. Je dois me sentir comme étant un peu dans un univers parallèle, si tu vois un peu ce que je veux dire.
par rapport à l'avancement qu'il y a ici et puis à la manière dont le débat se produit ailleurs. Et pour moi, c'est un peu ahurissant, je dois dire. On parle de la place de la femme dans la société comme si c'était une forme d'extraterrestre qui est tombée sur Terre. et on parle de est-ce que le féminisme est important, comme si moi j'ai vécu en Afrique, j'avais mon voisin qui était en train de battre sa maîtresse, tu vois, même pas sa femme, hein, sa maîtresse. Hein? J'ai un type qui est venu faire querelle à ma maman une fois quand j'étais petit. Toutes les copines, et que ce soit ici au Canada ou en Afrique, que ce soit avant m'avoir fréquenté ou après m'avoir fréquenté, m'ont fait état comment on appelle ça, d'agression sexuelle, de viol et puis ce genre d'histoire. Et puis on a un débat sur des gens qui disent est-ce que le féminisme est nécessaire, est-ce que c'est pas nécessaire? Il est nécessaire. Il est nécessaire, point final. Pourquoi? Parce que le féminisme, c'est quoi? Le féminisme, c'est de dire est-ce que dans mon pays, à moi, les femmes ont le droit de faire ce qu'ils peuvent, normalement, en tant qu'être humain, être capables de faire? Est-ce que les femmes ont le droit en Afrique, en Arabie Saoudite, il n'y a pas longtemps qu'ils ont eu le droit de pouvoir conduire une voiture. En France, il y a eu une époque où ils ont eu un débat sur le fait de savoir si les femmes devaient porter des jeans. Ici, à une époque, on avait ce qu'on appelait le congé maternité, et puis nous avons évolué, la pensée a évolué de manière à ce que nous sommes passés à ce qu'on appelle le congé maternité, à ce qu'on appelle le congé parental. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que il était très facile pour un businessman de dire à quoi ça sert d'avoir à embaucher des femmes et puis à faire la promotion des femmes dans les sociétés, s'il fallait que ces femmes puissent s'absenter pendant je ne sais pas combien de temps pour aller faire de l'allaitement. Et puis on s'est dit, écoute, il y a deux parents à un enfant, et donc ça ne sert pas de pénaliser les femmes comme ça à cause de ce rôle biologique. Alors à ce moment-là, on a créé ce qu'on appelle le congé parental. Donc ici au Canada, je ne sais pas comment ça fonctionne ailleurs, ici au Canada, ce n'est pas un congé maternité qui existe, c'est un congé parental qui existe. C'est-à-dire que les deux parents sont à égalité capables de prendre… Herman, est-ce que vous pourriez être succinct, s'il vous plaît? Parce qu'il nous manque de temps. Bon, ok, il y a énormément, parce que ça fait une heure que j'entends des choses. J'ai envie de dire que le combat du féminisme concerne la question suivante. Qu'est-ce qui manque à ce que les femmes dans vos pays respectifs soient capables de s'épanouir et d'avoir ce qu'on appelle la dignité de soi et la capacité à aller chercher ce qu'on appelle en anglais the pursuit of happiness. Donc, ce sont le combat contre les violences faites aux femmes, ce sont les instances de viol, ce sont les instances de viol domestique, ce sont les instances d'agression sexuelle, ce sont les instances de la capacité, même la façon même de penser aux femmes. On ne devrait pas penser aux femmes comme étant, elles sont capables de faire certaines choses, tandis que les hommes sont capables de faire. Non, 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 non. C'est simplement de dire l'épanouissement de tous, des Noirs, des Blancs, des Asiatiques, des gays, des non-gays, c'est l'épanouissement et la dignité de tous. Ça, ce sont les deux principes qu'il faut reconnaître dans la vie de tout un chacun. Nous sommes pas une question, c'est pas une question de valeurs africaines, oubliez toutes ces histoires-là. Il y a que deux choses qui concernent la vie. La dignité de tout un chacun et l'épanouissement de tout un chacun. Ça, ce sont les deux seuls principes qui importent dans la vie. Et au jour d'aujourd'hui, partout, je suis désolé, les femmes n'ont pas le droit à l'épanouissement et à la dignité qui leur est due. Ça, c'est la seule chose qui importe. Je vous remercie. Excusez-moi. Alors, il a raison, mais la question a été posée par Daniel, qu'est-ce qui nous manque? Herman demande aussi qu'est-ce qui nous manque. Ils ont été cités en exemple Vénitia et moi-même. Moi, je vais parler en mon nom parce que je suis une femme, je ne suis pas féministe, je suis sororité comme on est fraternité. Mais absolument. Dans le cadre du féminisme. Moi, je suis très épanouie dans ma vie, ça n'est pas génétique. Mes parents m'ont pas élevée comme ce que je suis devenue. Je me suis faite toute seule. Je me suis accomplie toute seule. Et j'aime à dire, j'ai une phrase que j'utilise tout le temps. Je ne me cherche pas, je suis faite et aboutie. Reste à me parfaire. Et le féminisme est un concept occidental. De tout ce qui a été dit aujourd'hui sur ce panel français, c'est la confrontation entre deux environnements. La culture africaine et la culture occidentale. Qu'est-ce qui nous manque? Eh ben, il nous manque sans doute rien puisque l'Afrique est le berceau de l'humanité, comme on l'a déjà dit toute la journée. Mais ce qu'il y a, c'est que pour pouvoir apporter des corrections, des actions correctives et améliorer les choses, il faut déjà aller à la racine. Il faut savoir où ça a été créé, quand ça a été créé, dans quelles circonstances et pourquoi. Donc, l'origine. Et l'origine, Momo l'a aussi également expliqué. Donc, voilà tout ce que j'avais à dire. Maintenant, je donne la parole à Jeff. Je vous remercie.
Merci infiniment. Moi, je ne vais pas être long, hein. C'est simplement essayer essayer de se mettre dans les chaussures de tout le monde. Et dans les chaussures de tout le monde, chacun a une responsabilité, c'est de pouvoir, comme a dit Mireille, de pouvoir revenir vers l'origine. Je répète comme elle, l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est quelque chose de très fort. Il faut aller dans les lectures de certains grands auteurs qui ont sacrifié des années pour se battre contre ces connaissances-là, Cheikh Anta Diop, Marcus Garvey, et vraiment aller au fin fond, on va dire, de la réflexion. J'ai été en Occident, je continue d'aller en Occident, mais j'ai d'abord fait un travail, on va dire, de nettoyage. C'est-à-dire, il y avait un mélange, il y avait de l'Occident d'abord, et ensuite, et peut-être encore de l'Africain. Il a fallu que je vomisse tout ça et que je mette les choses à leur place. D'un instant, j'ai compris que la culture de roi d'Afrique était d'abord importante, enfin, la culture, l'histoire des rois d'Afrique était d'abord importante que l'histoire de Napoléon. Je vous assure que ça fait une différence quand vous remettez tout en place. Donc, j'ai envie de dire à nos frères et sœurs qui sont en Occident, c'est une très bonne chose, mais vous avez aujourd'hui Internet, vous avez la possibilité d'avoir accès à revenir vers l'histoire du continent. Nous avons 300 ans d'esclavage, nous avons toutes ces choses-là. Mais regardez, on est toujours joyeux, majestique, merveilleux et intelligent. N'oublions pas ça. J'ai vu Jean-Moïse là que j'avais rencontré dans un échange il y a quelques jours, mais je ne savais pas qu'il avait une intelligence aussi pragmatique. Mais il a eu plein d'échecs. Mais il reste quelqu'un qui a envie d'aller plus loin. Et c'est pour ça qu'il parle de la réalisation personnelle. Effectivement, à moins qu'on soit jumeaux, on a cette capacité de pouvoir se remettre en question. Combien de gens se questionnent sur les livres qu'on nous vend, les vidéos qu'on nous fait passer? Aujourd'hui, on a une guerre en Ukraine. On a la chose magnifique de regarder ça de l'extérieur et de se dire, waouh, voici comment les Européens qui prônent l'unité, d'accord? Voici comment ils se lâchent, voici comment ils font la guerre entre eux. Et vraiment, c'est quelque chose qui est important. Et je l'ai fait il y a une vingtaine d'années. Je reste un citoyen du monde, mais avec des origines africaines. C'est vraiment ça qui pourra faire avancer le continent parce que nous sommes très, très, très en retard avec tout ce qu'on a comme abondance et talent. Merci infiniment. Alors, Merci, merci Jeff. Je vais donner la parole à Fernand parce que il a parlé entrecoupé de temps à autre à cause de sa connexion. Et ensuite, je céderai la parole à Karima parce que nous sommes, et je demanderai à Fernand, s'il vous plaît, de parler vraiment très, très court, d'être très synthétique. Merci. Ok, donc je vais essayer d'être synthétique. Bon, il y a eu des grands débats. J'ai bien apprécié l'intervention de coach Théophile, de Rudy et de Cyril. Après, à la fin, on a vu Herman qui était un peu très électrique aussi. Et moi, la question que je me pose, c'est le féminisme. Pourquoi on revendique, en fait? Se mettre à faire des marches et à revendiquer, pour moi, c'est comme si on s'assumait faible déjà. Je prends un exemple. Moi, je me mets dans un milieu où on me dit tu es noir. Tu es un noir, tu es un singe. Si je me base sur la question et que je commence à me causer du tort parce qu'on m'a dit que je suis noir, mais en fait, j'accepte le fait que la personne soit raciste, en fait. Moi, je suis noir. Oh, tu me dis je suis noir. Je suis noir. OK. Pas à vouloir revendiquer pour dire que le mec, je lui donne raison. Peut-être sauf Herman, on était tous quasiment d'accord que la question de masculinité et de féminisme, c'était quasiment un faux. Je lui donne raison. Donc, la question, tout le monde l'a dit, je pense qu'en fait, je pense plus l'équité. Et si je reviens sur quand je dis Rudy, parce que Rudy, en exposant un peu son foyer, je me suis retrouvé dans son foyer. Je ne sais pas si c'est parce que nous avons les valeurs chrétiennes et ma femme est comme il a exposé son épouse. Et donc, pour moi, je me dis, c'est aller vers une direction d'équité et peut-être non pas d'égalité, parce que question d'égalité, est-ce que moi, je peux aller dans une maternité pour... Vous voyez? Donc,
nous devons revenir à l'origine, comme vous l'avez dit. Et le coach Théophile a su le dire, il a dit, le fait maintenant de ne pas voir beaucoup de femmes au premier rang, c'est peut-être issu de notre éducation. Donc, nous avons eu une certaine éducation depuis les temps anciens. Et chemin faisant, il y a des hommes, en fait, qui ont du mal à accepter que les femmes se mettent au premier plan. Et là on ne va pas venir à coup de bâton pour les changer brusquement. Donc, au fur et à mesure, je pense qu'ils vont continuer à comprendre. Mais le fait de rester là, de s'apitoyer sur son sort, commencer à réclamer, sortir, faire ceci, je me dis qu'on s'assume faible. Non, vous n'êtes pas faible. Le droit aux mêmes chances, en fait. Vous m'avez demandé d'être court. Je m'arrête. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais transmettre la parole à Karima en lui passant le flambeau comme ceci. Vous avez parlé d'éducation. À mon sens, il y avait deux formes d'éducation auparavant. C'était l'éducation nationale, donc ce que vous apprenez à l'école, et l'éducation de votre parent dans vos foyers. L'éducation nationale aujourd'hui se révèle être l'éducation occidentale, et l'éducation dans le foyer, c'est être l'éducation ancestrale, tout ce que vous avez appris de votre famille africaine. Et aujourd'hui s'ajoute l'éducation technologique et l'éducation de la rue. Donc, Karima, je vous cède la parole. Merci. Merci beaucoup, Mireille. Merci tout le monde pour ce débat très riche. C'est l'un des rares conférences où, quand on parle de questions du genre et des questions majeures de société, on échange hommes et femmes sur les mêmes d'égalité. Faute de temps, j'ai 3 questions, mais elles sont complémentaires. Donc, la première va aborder un petit peu, va toucher vos émotions et comportements. La deuxième va focaliser sur le mindset et l'éducation. Et puis, la troisième sur la perception et aussi votre regard de société. Et puis, je vais vous laisser la parole pour répondre aux 3 questions, parce que de toute façon, les questions sont interreliées. Vous avez déjà évoqué ça dans les différentes interventions et échanges. Je voudrais préciser qu'aujourd'hui, notre société traditionnelle apprend aux garçons de ne pas verser des larmes, alors qu'on apprend à la fille, à la jeune fille, à tout supporter. Et vu les changements aujourd'hui sur notre société actuelle, bouleversement, la digitalisation, etc., il y a une nouvelle configuration de société. Je voudrais savoir, premièrement, comment vous avez vécu ça dans vos familles, votre environnement, surtout par rapport à votre enfance, et comment cela a impacté votre intelligence émotionnelle. Et la deuxième question, est-ce que vous croyez que vous n'êtes pas, vous les hommes, vous n'êtes pas faits pour pleurer? Est-ce une pression sociétale qui vous a privé de votre, je dirais, de votre besoin naturel? La deuxième question, elle est par rapport à ce fameux équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, même dans les entreprises les plus performantes, on parle d'une certaine réconciliation entre vie personnelle et vie professionnelle. Surtout par rapport aux femmes décideurs, des femmes leaders qui ont des postes supérieurs de responsabilité, quand elles ont une famille. Moi, je pense à Rudy, toute cette belle histoire partagée. Malheureusement, ce n'est pas partagé par tous les hommes. Ça fait chaud au cœur d'entendre cette perception de la notion de famille, de partage, etc. Mais beaucoup de femmes, elles sont obligées de sacrifier, peut-être d'oublier leur carrière pour faire cet équilibre de famille. Donc, et c'est un prix à payer. Comment vous voyez cette vulnérabilité des femmes, surtout que beaucoup de femmes qui abandonnent leur carrière pour maintenir leur famille,
elles sont beaucoup plus vulnérables à tout type de violence physique et économique. Et la troisième question, c'est par rapport à cette configuration, par rapport à ce débat qu'on a échangé aujourd'hui, quelle est votre perception sur l'homme du 21e siècle? Donc, peut-être je vais commencer par Rudy. C'est moi, c'est ça? C'est moi qui ok. Oui. C'était quoi la question, s'il vous plaît, déjà? Donc, j'ai posé trois questions. La première, par rapport à votre intelligence émotionnelle, donc on dit toujours que l'homme n'est pas fait pour pleurer. Donc, comment vous avez vécu ça, surtout dans votre enfance? Est-ce que vous pensez que c'est une pression sociétale qui vous a privé d'un besoin naturel? Donc, vous êtes obligé de jouer l'homme qui est fort, qui ne peut pas pleurer. Ah. Et la deuxième question, c'est par rapport à cette réconciliation entre vie privée et vie professionnelle. Les femmes abandonnent leur poste, leur carrière pour maintenir cet équilibre. Donc, par conséquence, elles sont plus vulnérables à des violences physiques, économiques, etc. Et la dernière question, c'est votre perception de l'homme du 21e siècle. Ok. Alors, l'homme qui ne doit pas pleurer, bon, ça encore, on va dire que c'est l'orgueil de l'homme. Hein. Ça, c'est l'orgueil, le fait de dire que un homme ne doit pas pleurer, ben, moi, je trouve ça. Non, c'est pas. Moi, voilà. Moi, déjà, je suis quelqu'un de très fier. J'ai, à la base, mais très fier, mais pas orgueilleux, c'est très subtil. L'orgueil, ça peut détruire, ça détruit beaucoup de choses, ça détruit le couple. Par exemple, tu t'es disputé avec ta femme, tu ne veux pas t'excuser, l'homme ne s'excuse pas. Non, désolé, non. Si tu as déconné, tu t'excuses. C'est pas parce que tu t'es excusé auprès de ta femme ou que tu pleures parce que tu es en train de la perdre, surtout que c'est toi qui en es la cause, que tes muscles vont diminuer. Ou bien après, bon, c'est plus profond que ça, c'est plutôt l'orgueil, le moi. Tout ça, en fait, ça détruit l'homme et les relations. Donc, un homme qui ne pleure pas, bon, c'est sa façon d'être. Moi, je vois un homme pleurer, je ne vais pas dire t'es faible. Non. On a tous des émotions très différentes. Moi, je pleure très difficilement. La dernière fois que j'ai pleuré, je pense que c'était par rapport à ma mère, son départ quand elle est décédée. Mais je ne pleure pas. En fait, si je dois pleurer, je vais pleurer et je ne vais pas me dire je ne pleure pas parce que je suis un homme. D'ailleurs, même non, la dernière fois que j'ai pleuré, c'est quand j'ai fait un cauchemar où je pensais que ma femme était décédée dans un accident d'avion. Je me rappelle, je dormais au salon, je suis allé la voir dans la chambre, elle dormait, j'ai pleuré, j'ai dit, mais je pensais que tu étais décédée, que tu étais morte et tout. Elle s'est mise à pleurer, elle m'a prise dans ses bras. Est-ce qu'aujourd'hui, ça m'a diminué? Non, pas du tout. Donc après, maintenant, non, on a tous des émotions différentes. C'est plus, c'est l'homme qui est comme ça. L'homme a toujours été perçu comme celui qui doit porter les choses lourdes. C'est lui qui fait ci, qui fait ça. Mais maintenant, ça sort d'où? Je ne sais plus qui avait parlé de ça tout à l'heure. Il avait dit qu'il fallait remonter aux origines. Il est passé par la Bible en disant que Ève, elle avait mangé le fruit. Du coup, c'est dit, vu que c'est toi qui as mangé le fruit, tu vas enfanter dans la douleur. Tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et même moi, qui lis la Bible, je me suis dit, mais ah oui, j'avoue que ce côté de la Bible, là, c'est un peu intriguant. Je ne vais pas me dire parce que je suis croyant, ah non, je ne vais pas dire parce que je suis croyant, il n'a pas à dire ça. Si, il peut prendre ça en considération. Est-ce que c'est de là que tout est parti? Parce qu'en plus, dans la Bible, on voyait que les femmes appelaient leur mari ou homme mon Seigneur, mon Seigneur. Donc, est-ce que c'était une forme de directement se mettre inconsciemment en dessous de l'homme et après ça a grandi dans la société aujourd'hui et c'est devenu un peu n'importe quoi? Du côté de la Bible, je pense que la femme, quand elle parlait quand on mettait l'homme et la femme, c'était plus une forme de respect, plus une forme de, voilà, parce qu'on voit la place de la femme dedans. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Et je vous donne un exemple. Quand un homme a plusieurs conquêtes, qu'est-ce qu'on dit de lui? On l'appelle boss, beau gosse. Quand il trompe sa femme, c'est limite normal. Mais quand c'est la femme qui le fait, mais alors là, c'est partout. On lui donne tous les titres. Elle est comme si, elle est comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut avoir plusieurs conquêtes, ni qu'il faut être infidèle. Non, mais pourquoi quand l'homme le fait, c'est mieux viande grise, mais quand c'est la femme, on ne cherche même pas à comprendre que peut-être qu'elle a eu des failles, qu'elle a des faiblesses comme l'homme. Pourquoi? Pourquoi l'homme qui trompe, c'est un beau gosse, l'homme qui a des conquêtes, pourquoi? Si on l'appelle, je ne comprends pas. Donc voilà, donc en gros, c'est le moi, c'est l'orgueil. Il faut dire la vérité, l'homme est trop orgueilleux. Ça vous gêne pas de pleurer en public? Hein? Vous n'avez pas
ça ne vous gêne pas de pleurer en public, vous n'avez pas une phobie des regards des autres, de la société? Ah non, non, pas du tout, non. Non, moi, au contraire, hein, je le dis que si tu veux pleurer pour ta femme, pleure. Après, c'est le regard des autres. Et moi, et comme je le dis à ma femme, quand on en parle des fois, le regard des autres, mais on en a strictement, je je vais pas dire ce que je pense, c'est un gros mot, mais non, en fait, les autres, c'est qui? Parce que souvent, on dit que le regard des autres, c'est par rapport à la honte. La honte, c'est quoi la honte? Pour moi, la honte, c'est être gêné du regard des autres. Mais moi, je suis très, très difficilement gêné du regard des autres. Je suis quasiment pas gêné du regard des autres. Si j'ai fait une bêtise ou j'ai mal fait quelque chose, que je me rends pas compte, on m'en parle, je dis, ah, pardon, excuse-moi. Tu apprends, franchement, tu apprends quand tu te rabaisses. Je dis pas quand tu te rabaisses niveau, tu es comme ça. Non, tu apprends quand tu te mets en retrait, tu écoutes l'autre et tu prends note de ce qu'il te dit. Ça fait grandir, quoi. Mais la plupart du temps, les gens ne veulent pas. On fait toujours attention au regard des autres. Qu'est-ce qu'il va dire? Non. Franchement, moi, je vis pour moi. Et quand je veux prendre mes décisions, je m'assois, je me dis, est-ce que la décision que je veux prendre, ça va impacter mes enfants? Si c'est non, je continue. Ça va impacter ma femme. Non, je continue. Ça va m'impacter moi. Non, je continue. Et le dernier, l'habit le plus important, Dieu. Est-ce qu'il va plaire, ça va plaire ce que je vais faire là? Non, je valide. Le regard des autres, les amis, la famille, ce n'est pas mon problème. Parce que mes enfants, ma femme, moi, Dieu, mon père, c'est les 5 premiers piliers. S'ils sont d'accord, j'y vais. Après, maintenant, Je reviens vers vous pour la deuxième partie. Je voulais juste écouter des ficelles. Qu'en pensez-vous? Un homme pleure en public. Je reviens vers vous pour la deuxième partie de la question. Je voudrais juste écouter des ficelles. Que pensez-vous d'un homme qui pleure en public? Ben, un homme qui Est-ce pleure normal pour vous? Comment on dit, chacun gère ses émotions comme il entend, comme il est constitué, et l'environnement où... Est-ce que c'est bon pour le micro? On m'entend? Oui. D'accord. Non, je disais que chacun gère ses émotions vraiment tel qu'il est constitué, où il se trouve, en fonction de l'événement qu'il vit, heureux et malheureux. Donc, un homme qui pleure en public, enfin, c'est tout aussi émouvant. Pleurer de joie ou de malheur, peu importe, c'est tout aussi émouvant que on voit de très grands sportifs, quand ils remportent un titre, ils pleurent en public de joie. Ou quand ils perdent, à contrario, comme lors de Cameroun-Algérie, il y a Belmadi qui a pleuré sur le stade, c'est un homme. Qui plus est, comment dire, un homme public. Donc, non, c'est les émotions. On est humain, c'est ça qui est important. Donc, pour moi, ça ne me... Moi, à titre personnel, je suis quelqu'un de très sensible parce que mon parcours m'a inculqué cette sensibilité-là. Donc, et vu que depuis plus de 20 ans, je m'implique énormément dans la problématique de développement, mais surtout de l'enfance et de la jeune femme, donc je suis quelqu'un de très, très sensible. Il m'arrive de pleurer en voyant les images de maltraitance d'enfants ou de femmes devant ma télé. Voilà. C'est vrai que parfois, quand les larmes coulent, je regarde un peu à gauche, à droite, s'il y a des enfants ou si mon épouse est là, mais pas parce que j'ai honte ou quoi que ce soit, mais simplement parce que c'est humain. Donc, je n'ai aucun problème avec ça. Moi, je pense que il faut rester soi-même. Il faut rester soi-même, il faut rester authentique dans ses émotions. Et puis, à partir de ce moment-là, c'est pas du TF, hein. On est humain. Donc, ça ne me pose aucun problème, pour être vraiment bref. Mais peut-être juste une précision. Est-ce que cela dépend du contexte? Vous avez mentionné Belmadi, donc c'est un contexte sport. Le décès, le cas de décès, c'est normal, on l'accepte dans la société. Peut-être autre type de conditions, on ne l'accepte pas. Mais je ne vois pas pourquoi. Je veux dire, si je rapporte la chose sur ma personne et sur d'autres personnes aussi, je pense qu'à partir du moment où on est entier, où il n'y a pas de simulation, mais je ne sais pas, on n'a pas besoin d'être, j'ai pris juste l'exemple des sportifs comme ça, mais pour moi, on doit être soi-même, quelles que soient les circonstances, on doit être soi-même. On peut très bien, moi, dans mon travail, je peux très bien terminer une collection et puis face à au travail final, je laisse parler mes émotions puisque l'accouchement, façon de dire, a été difficile. Je laisse parler mes émotions. Ça peut être une larme qui coule, ça peut être
avec mon équipe, une étreinte et des larmes qui coulent. Donc, on n'a pas besoin, je dis simplement, on doit être soi-même, on doit être authentique, quelles que soient les circonstances. On ne doit pas jouer un rôle. On ne doit pas jouer un rôle. Voilà, donc c'est ça tout simplement. C'est vraiment aussi simple que ça, parce que quand dans la vie, on essaye, je ne sais pas moi, de tout calculer, de réfléchir à ce qu'on fait et à la manière dont on doit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir à ce qu'on fait et où on fait, mais je dis, dans des situations comme ça, il faut être soi-même. Et puis voilà, je ne pense pas, comme l'a dit Rudy, qu'on puisse être jugé de faible ou de Superman, soit parce qu'on a pleuré en public, soit parce qu'on a retenu ses larmes en public. Peut-être du point de vue intelligence émotionnelle, je voudrais pas poser la même question à Théophile. C'est quoi votre avis? Ben voilà, c'est à moi, je pense. Hein? Oui, bien sûr. Oui, ok. D'accord, c'était entrecoupé. Non, tout à l'heure, je disais que nous sommes le produit d'un apprentissage qui provient de notre environnement, de notre passé, de nos proches. Et je pense que depuis le début, dans l'histoire du monde, l'homme a joué le rôle de celui qui développe ses muscles. Et face à l'adversité, il doit garder son courage. Et théoriquement, je dis théoriquement, la femme n'était pas censée se trouver dans le danger parce que c'est l'homme qui faisait face au danger. Et d'ailleurs, l'homme est bâti pour ça. Et je pense que ça ne doit pas être un souci que l'homme soit bâti plus pour lutter que la femme, parce que la femme a beaucoup d'autres atouts que l'homme n'a pas. Mais maintenant, ça, c'était aux origines. Mais maintenant, les temps ont changé et les besoins d'avant ne sont plus les mêmes que les besoins d'aujourd'hui. Et les circonstances ne sont plus les mêmes. On n'a plus besoin de lutter, on n'a plus besoin de se battre. Mais malheureusement, on a gardé cette posture-là. Et on n'a pas besoin de dire à un enfant qu'il ne doit pas pleurer. Je n'ai jamais vu mon père pleurer. J'ai vu mon père pleurer quand il a, je ne sais pas, quand il a perdu le chien, je ne sais plus qui, mais une seule fois. Mais par contre, ma mère, je l'ai régulièrement vu pleurer. C'est-à-dire que elle arrive il y a un décès, quelqu'un de proche ou même d'éloigné, elle pleure, elle fond en larmes. Et donc, rien que de prendre l'habitude de voir les hommes ne pas pleurer, me conditionne. L'homme est conditionné par son environnement et me conditionne et on ne pleure pas. Et même dans l'initiation africaine, l'homme doit être fort parce que l'initiation est basée sur des épreuves de force, de ruse, d'intelligence, toujours sur des efforts sur des épreuves où l'homme doit montrer qu'il est fort, qu'il est robuste, etc. Et forcément, si on est robuste, et quand on lutte pour vaincre, on ne se met pas à pleurer. Donc, et je dis qu'on transporte tout cela. Mais maintenant, évidemment, les temps ont changé, on n'a plus besoin de se trouver dans cette posture-là. Et de plus en plus maintenant, on se laisse aller, on peut pleurer moins. Le jour où j'ai fondu en larmes, je suis allé à une retraite, un bootcamp où j'ai vu soudain ma vie défiler devant moi, j'ai éclaté en sanglots et je m'aperçois que ça m'a fait du bien parce qu'avant, je n'étais pas quelqu'un qui pleurait vraiment. Et maintenant, plus je travaille en tant que coach, plus je travaille sur les questions d'intelligence émotionnelle, je comprends que c'est bien de pleurer. Et même pas seulement sur l'intelligence émotionnelle, mais quand on a
quand on se retrouve en situation en difficulté, on sait qu'il y a le déni, il y a la colère, après il y a la tristesse, et souvent on se laisse aller. Et la seule façon de remonter la pente, c'est l'acceptation. Et l'acceptation, et quand on a accepté, d'une part, on jette l'éponge, on ne fait plus de résistance. Et ça passe souvent par les pleurs. Et ça détend, et ça va détendre non seulement notre esprit, mais également, ça va relâcher nos muscles, etc. Je vais dire ça de façon simple. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que les Africains, du fait que la période a changé, aujourd'hui, ils sont totalement différents de ce que nous étions auparavant. Et j'ai dit, moi-même, aujourd'hui, je pousse les gens à laisser aller, je veux dire, à laisser couler leurs émotions. Maintenant, le deuxième point, la femme qui sacrifie souvent sa carrière et qui devient vulnérable. Oui, elle devient vulnérable, mais j'ai entendu, je crois, Rudy tout à l'heure, dire beaucoup de bien, dire beaucoup de choses sur son épouse. Aujourd'hui, je pense que la famille est de plus en plus une équipe. La famille est de plus en plus une équipe. Vous allez regarder qu'en Afrique, par exemple, l'homme est souvent plus âgé que la femme. Il travaille, il va en retraite, et pendant qu'il travaille, c'est lui qui pourvoit la maison. Quand il va en retraite, c'est désormais la femme qui pourvoit. Mais si vous êtes en équilibre, si vous êtes un couple équilibré, il n'y a vraiment pas de problème. Alors, si on peut faire ça à ce moment-là, ça veut dire qu'on peut le faire même, comment je veux dire, quand on est en pleine activité. Pour reprendre ce que je ne sais pas qui en a parlé tout à l'heure, je crois que c'était Cyril, on peut très très bien se trouver aujourd'hui, et on se trouve d'ailleurs dans la situation où, ah non, c'est pas Cyril, c'est lui, j'ai oublié le nom, qui est au Canada. Dans la situation… Herman. Voilà, Herman. Dans la situation où on se partage les tâches, l'homme, parce que son travail est beaucoup moins rentable pour le foyer, pour la famille, que celui de la femme, il va prendre un congé sabbatique, une année sabbatique pour s'occuper de l'enfant. Mais tout est une question d'équilibre. Je pense qu'il faut d'abord bâtir notre mental, et c'est une transformation des mœurs. On ne peut pas dire, on ne peut pas décréter qu'à partir de maintenant, voilà, on décide qu'on va partager tout entre l'homme et la femme. C'est une transformation progressive, culturelle, qui va se faire et mentale. Donc, je pense que… Faute de temps, désolé, je vous ai coupé. Peut-être, donc, je ne vais pas être discourtoise, je vous remercie. Parce que là, il faut qu'on clôture. Je vous demande pardon. Karima, the floor is yours. D'accord. Donc, peut-être parce qu'on a moins de 5 minutes pour clôturer, peut-être on peut faire un tour de table. Si vous pouvez nous donner, d'après tous ces échanges, ces discussions, et quelles sont vos résolutions, peut-être un ou deux grandes idées pour se mixer, comment on peut améliorer cette situation. On devait juste, on devait plus faire de tour de table en fait. Oui, tour de table, c'est ça ce que j'ai dit. Non, en fait, on ne devait pas faire de tour de table, on devait juste… Ah, d'accord. Et là, on est déjà hors délai. Et puis la journée a été longue pour nous tous. D'accord. Pamela. Alors, pour clôturer ce bon moment de partage, je vais d'abord commencer par dire merci. Merci à tous les panélistes qui ont accepté de passer ce moment d'échange avec nous. Ça a été intense. Je pense que chacun d'entre nous ici a pu le constater. Il y a eu de divers avis, mais ce que nous retenons de plus important ici, c'est que
Aujourd'hui, les hommes ont décidé de prendre la parole. Aujourd'hui, les hommes ont décidé de s'exprimer. Ils ont décidé de sortir ce qu'ils ont en eux, qu'ils n'ont pas toujours dit. Et moi, je pense que c'est hyper louable parce que c'était aussi ça l'objectif, donner la parole justement aux hommes, avoir leur point de vue sur ces faits de la société justement et sur comment la société d'aujourd'hui peut nous aider à avoir une meilleure société demain. Donc, moi, je vais dire merci à tout un chacun de vous. Merci aux précédents panélistes, donc les panélistes anglophones qui étaient là avant nous. Ils ont aussi mené de très beaux débats et c'était un moment hyper généreux parce que c'était un moment de partage. Alors, si vous êtes en train de nous suivre, je vais juste vous demander de mettre quand même vos questions en commentaire et chacun des panélistes qui seront ici vont vous répondre. Donc, à vous les panélistes, n'hésitez pas à aller sur Facebook en dessous de ce live et de répondre en fait aux questions qui vont vous être posées parce que moi, je sais qu'il y a déjà des gens qui ont écrit, il y a des questions qui ont été posées. N'hésitez pas à entrer en contact avec ces personnes-là, à leur répondre parce que c'est comme ça que nous créons une communauté plus grande. Le Tropics Businessman Mixer, I don't know how to call it, ça a eu lieu. C'était une première édition et merci à toutes nos modératrices, pardon. Merci Mireille, merci Karima, merci Vénitia, merci aux modératrices anglophones qui étaient là précédemment. C'était un très bon moment. N'hésitez pas à commenter, à répondre dans les commentaires et surtout à partager parce que ça va rester enregistré. Des gens vont venir regarder et c'est ainsi que nous allons changer les mentalités. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais prendre la parole très brièvement. Je remercie tous les panélistes de toute la journée, les deux panels. Je vous remercie, vous, en tant qu'homme, père, garçon, fiancé, quel que soit vos statuts. Vous n'avez pas joué le jeu, vous avez été sincère, vous avez été constructif, vous avez été énergisant, vous nous avez portés et surtout, vous nous avez élevés. Donc, on vous dit toutes merci pour ce que vous nous avez partagé, vous avez sorti de vos cœurs. C'est quelque chose qui n'est pas courant. Je remercie et je remercierai et je demanderai qu'à la fin, on puisse applaudir notre présidente Vénitia Guino parce que c'est elle qui a l'initiative. C'est une femme solaire et ce qu'elle a fait aujourd'hui par ces différentes discussions, ces différents partages, elle ne sait pas quelle graine elle a semé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour Vénitia. Merci beaucoup. J'ai vu une phrase de Cyril, il disait « Le lion, c'est bien le roi de la forêt, mais sans lion, il n'est rien ». Je crois que ça résume beaucoup de choses. Merci. Alors à tous et à toutes, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne poursuite, à vous revoir bientôt et à nous connecter ensemble. Tout à fait. Merci infiniment. Puisque la faute est bien passée. Au revoir. Je pense qu'il y a des questions qui sont en suspense, donc on pourra les poser Tout à fait. à une prochaine. Alors, Fernand, n'hésitez pas en fait à écrire ces questions-là en bas du live. Parce qu'en fait, nous, on finit ici, d'accord, mais le débat continue. Et si vous aviez eu des idées que vous n'avez pas eu le temps d'exprimer, c'est le moment de le faire. Vous pouvez le faire en dessous du live parce que le live va continuer à vivre en fait. Merci. Okay. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Merci, tonton Daniel. Merci à tous. Au revoir. Merci, coach. Au revoir. Théophile, Cyril merci, et tout le monde. Cyril, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Cyril. Fustel, merci Rudy, merci Momo. Merci Rudy, merci de Fustel, Herman, merci. Merci Herman, voilà. Merci Vénitia. Merci Pamela, merci Mireille. Ciao, ciao. Ciao. Bye.